Nous sommes au Jardin des Plantes, à Paris, un sanctuaire pour animaux sauvages, dans lequel la vigilance médicale et la sécurité nécessitent une attention permanente. Ce matin, c'est fusil en main que le chef vétérinaire fait le tour du plus ancien zoo public au monde. Je m'appelle Norin Chai. Je suis vétérinaire à la ménagerie du Jardin des Plantes. Les animaux sauvages en captivité sont étroitement surveillés. Le premier rôle du docteur Chai, la prévention. Il était complètement... Un produit vermifuge est injecté par une seringue tirée d'un fusil à air comprimé. Mais il faut être prudent. Un mauvais tir peut crever l'œil de l'animal. Tout en déconnant. Le docteur Norin Chai et son équipe veillent sur la santé de plus d'1 millier d'animaux. Voilà. Ces panthères des neiges ont compris depuis longtemps que lorsque le docteur arrive, la piqûre n'est pas loin. Autrement dit, il n'est pas le bienvenu. Ce safari santé est organisé 2 à 3 fois par an. Il a pour but d'injecter un produit capable d'éliminer les vers qui colonisent souvent l'estomac et les intestins des animaux sauvages. Ok, c'est bon, elle a marché. C'est perfecto. Vous pourriez être un chasseur, Norin, hein? Ouais. Redoutable, hein? Ouais, mais pour endormir seulement. Pour être chef vétérinaire de la ménagerie du Jardin des Plantes, il faut avoir étudié plus de 240 espèces différentes. Comme ce taquin qui vit dans les montagnes de l'ouest de la Chine et dans l'Himalaya. Rentrer au Jardin des Plantes en tant que vétérinaire, c'est plein de choses à la fois. C'est un certain rêve hein, de rentrer dans ce monde que je voyais très préservé. Au fil des années, j'ai découvert un muséum que je ne pensais pas exister. On a une vue extérieure d'un établissement très vieux, mais tout en étant renommé, mais vieillissant, alors qu'en fait, c'est un bouillon parce qu'il y a plein de chercheurs, il y a plein de recherches, il y a plein de sciences, en fait, qui est là autour de nous. Je rentre ici comme si je rentrais dans une grosse perfusion de savoir. Il tombe? Ah oui, il vient de tomber. Regarde où il s'est installé. Oh, nickel! Les pieds dans le vide, il nous tend les pieds. Il a bien dormi d'ailleurs. Ce taquin a les ongles trop longs, un problème chronique, car il ne peut les user dans son enclos trop étroit. Pour le manipuler sans crainte, le docteur Chai l'a endormi le temps d'une séance de manucure. Le taquin, dans son milieu naturel, sur les contreforts de l'Himalaya, use ses ongles naturellement. L'équipe du chef vétérinaire a dû mettre au point une technique rapide et efficace. Très bien, super Ça, c'est bien, génial. ça. La manucure doit se faire très rapidement. Les animaux sauvages supportent mal les anesthésies. Je vais te faire un compte. On est à bientôt 13 minutes. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Christelle, je veux bien que tu me tiennes la tête. Une fois la manipulation terminée, un antidote est injecté pour réveiller le taquin. Une phase délicate. Certains animaux reprennent conscience trop vite et deviennent agressifs, voire très dangereux. Il est en train de balancer. Hein. On va savoir de sortir. C'est reversé. C'est réversé, il va se réveiller. Il va se réveiller. L'effet du produit est immédiat. L'équipe prépare sa retraite. Mais l'animal a du mal à se remettre sur pied et à reprendre ses marques. Pour éviter qu'il ne se blesse, l'équipe lui donne un coup de main. Voilà. C'est bien. Même si l'animal semble inoffensif, Attention à nous quand même. toute l'équipe prend ses distances. Attention à nous, on recule. Mais ouais, mon pépère. Tu vas retousser ce couillon? Et t'en as pris une bonne cuite, là. Bon, bonne manip. Notre bernache. La bernache du Canada est une sorte de grand oie qui peut peser jusqu'à 8 kg. À Saint-Martin-la-Plaine, cette bernache a élu domicile dans la volière aux perroquets.
Difficile de dire si cette vieille dame, perclue de rhumatisme, souffre. Le traitement que va lui administrer le docteur vétérinaire devrait la soulager. Un soin dont elle n'aurait pas pu bénéficier dans la vie sauvage. C'est une vieille oie et puis elle a dû se faire malmener par les mâles qui sont en train de faire le territoire là pour faire les nids. Et de faire un peu de vitamines. Il y a des animaux avec lesquels on n'a jamais travaillé, des espèces avec lesquelles on n'a jamais travaillé. Donc on ne sait pas approcher ces animaux, on ne sait pas diagnostiquer des maladies, appliquer des traitements, on ne connaît pas quels médicaments on peut utiliser. Donc tout ça, c'est des découvertes. Et au début, c'est vrai qu'on a quelques sueurs froides quand on est confronté à un problème. Par quel bout on le prend, comment on va le prendre et comment on va le résoudre, quoi. On va aller voir un émeu qui, apparemment, il couve un caillou. Ça arrive parfois et il refuse de se lever, donc est-ce qu'il n'y a pas un autre souci quand même? L'émeu est le cousin australien de l'autruche. En fait, il a l'attitude d'un mâle qui court. Ouais. Quand tu le lèves, il retombe. Tu vois. Alors, il était là, j'étais passé de là. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il se débat pas, il cherche pas à se lever, quoi. Ah, mais quand ils couvent, c'est vraiment une attitude, ils sont inertes. D'accord. Et tu peux en faire ce que tu veux, ils sont... Ouais, il bouge pas de ses œufs. C'est un peu l'attitude, là. Un émeu mâle qui couve une pierre. Ce n'est pas la première fois que Jean-Christophe fait face à ce genre de comportement. Ah bah... Il suffit qu'il voit le vétérinaire et puis... Voilà l'œuf, fossilisé. Ouais, mais là on a plus de femelles qui font des œufs, donc peut-être ça leur manque. Et alors ils ont des grossesses nerveuses, les mâles. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà, elle est en train de chercher son œuf. Le zoo Saint-Martin-la-Plaine est l'œuvre de Pierre Tivillon, un passionné de primates. Il a créé les plus belles serres aux gorilles de France. Pierre, il me touche et puis je le respecte pour tout ce qu'il a construit ici. Et voilà, et pour toutes les idées qu'il a encore. Et voilà, il est encore sur le terrain tous les jours. Il a dû aller faire un tour au soleil à l'extérieur. Il s'investit personnellement et physiquement dans son bébé. Bon, hop, gorille, on va aller voir bébé. Tichou, ça va vous? Bonjour. Pierre Tivillon rend visite chaque jour à sa petite famille. Allez, Bundy, ramène notre bébé. La Grande Serre abrite une tribu de 11 gorilles, cohabitant avec d'autres primates. Dès que nous avons eu des naissances de gorilles, j'ai su que très rapidement, nous allions être obligés de nous séparer de nos bébés gorilles. Très bien. Tu devras en donner à ta fille, regarde, à la fin, regarde cette fille. Donc j'ai commencé à griffonner les plans d'une maison. Et comme la conscience m'arrive aussi, j'ai commencé à faire un bâtiment qui faisait 2000 mètres carrés. Voilà, qui monte à l'échelle. Et Pierre Tivillon se met à la tâche. Il construit la première serre avec seulement 2 de ses employés, pendant 4 ans sans relâche, pour un budget de 1,5 million d'euros. Du jamais vu. Pour cette année 2009, un peu plus de 150 000 visiteurs. Il faut faire vivre 30 salariés, 850 animaux et avoir quand même une politique d'investissement, d'aménagement. Donc c'est pas toujours évident. Et Dieu merci, si nous avons réussi à faire un bâtiment comme celui-ci, c'est parce que nous l'avons créé nous-mêmes, construit nous-mêmes. Donc ça nous permet de dire, les bébés qui naissent, et celui-ci c'est le 11e qui est né chez nous, les bébés qui naissent, nous pouvons les garder encore pendant longtemps. Hé, Grignette, tu vas te casser la gueule de là-haut, toi. Pierre Tivillon ne vit que pour la cause animale. Dans quelques semaines, Saint-Martin-la-Plaine va accueillir de nouveaux pensionnaires, des primates en détresse, mais aussi des fauves. Paris, 3e arrondissement. En face du cirque d'hiver se trouve l'hôpital vétérinaire le plus célèbre de la capitale. Le docteur Kupfer ne soigne pas que les chiens et les chats, c'est un des plus grands spécialistes pour animaux sauvages. Je m'appelle Bruno Kupfer, j'ai créé une clinique juste en face du cirque d'hiver en l'an 2000, où je travaille avec de nombreux collaborateurs, ce qui m'a permis récemment d'avoir le plaisir d'être à la tête du premier centre hospitalier vétérinaire de Paris. Aujourd'hui, il a rendez-vous au cirque Pinder. Régulièrement, le docteur Kupfer se déplace pour des campagnes de vaccination dans les cirques les plus célèbres. Je suis devenu Monsieur Cirque Bouglione
À la rigueur, monsieur Cirque Pinder, du moins j'espère. Le docteur Kupfer remplit les carnets de santé de la plus grande collection de fauves d'Europe. Pinder, David. Il y en a combien vaccinés? 38, Sandrine. Bien, tu vas bien contrôler. C'est au cas où on en rate. Comme le milieu du cirque est un milieu que j'adore, je m'y suis intéressé de plus près. Une fois que vous avez mis un doigt dans les animaux sauvages de cirque, sans vous faire mordre, vous mettez le bras. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé avec un crocodile, d'ailleurs. Le docteur Kupfer plaisante, mais il sait de quoi il parle. Une campagne de vaccination peut très vite tourner au cauchemar. Ah bah zut, il est interdit de toucher les animaux et de s'approcher des cages. Comment je vais faire, moi? Où est-ce qu'il est encore, Fred? Ah bah il est là-bas. Avant de rejoindre la fauverie du cirque, premier contact inoffensif avec le dresseur. Ah bon? Frédéric Edelstein est connu dans le monde entier pour son numéro de dressage, avec plus d'une vingtaine de tigres, lions et panthères. En haute saison, il enchaîne les spectacles plusieurs fois par jour. Un rythme effréné qui met les animaux et dresseurs à rude épreuve. Un animal malade en représentation peut mettre en danger le dresseur. C'est pourquoi la ménagerie Pinder fait l'objet de soins réguliers et attentifs de la part du docteur Kupfer. Aujourd'hui, le vétérinaire va devoir injecter 38 vaccins, sans fusil ni sarbacane, sur des fauves qui vous arrachent une main comme on cueille un fruit. Mais il est confiant, le dresseur veille. C'est bon. Dans le milieu du cirque, ce sont des gens qui côtoient leurs animaux sauvages tous les jours, qui s'en occupent tous les jours comme si c'était un gamin. Et c'est la grande différence avec les animaux de zoo. Il y a l'autre qui s'est rapproché, hein? C'est fait. C'est que là, on peut les approcher vraiment de très près, comme rarement le font les vétérinaires de zoo. Je vais lui donner un bout de viande, je vais lui pousser des cortex là-bas et comme ça tu le... Ah ouais. Il faut toujours avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que ça fait 15 ans que je le fais que tous les ans ça va bien se passer. C'est à l'occasion de campagnes de vaccination comme celle-ci que le docteur Bruno Kupfer peut diagnostiquer l'état de santé des animaux sauvages d'un cirque. Pour injecter le vaccin à l'aide d'une seringue plus petite qu'un doigt, la technique consiste à forcer le fauve à se coller contre les grilles de sa cage. Et Bruno Kupfer doit agir très vite. Il faut piquer dans l'épais pelage du fauve tout en injectant le produit. Pas de place à l'hésitation. Un coup de griffe peut lui arracher un doigt, même à travers le grillage. L'aiguille de la seringue est retombée dans la cage. Elle a dû tomber là. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Elle n'est plus dedans, mais elle doit être par terre. Et le vaccin, il l'a eu ou Oui, pas? oui, bien sûr. C'est à la fin, c'est quand je retire l'aiguille. Il est fait? Oui, oui, il est fait. C'est sûr et certain. Mais j'aurais pas qu'il se pique les papates avec. Toute cette agitation rend les fauves de plus en plus nerveux. Bruno Kupfer redouble de vigilance. Il peut toujours y avoir un souci, une cage qui est moins bien fermée, une patte de tigre qui passe à travers les barreaux, une griffe de tigre qui vous attrape un doigt, c'est excessivement douloureux, quoi. Plus le temps passe et plus les fauves deviennent agressifs. Bruno Kupfer va devoir accélérer la cadence. Les autotamponneuses. Cette fois, nous y sommes. Le vétérinaire vient d'entrer dans la zone rouge, celle des fauves les moins coopératifs. Attends 2 secondes. Le quitte pas des yeux. C'est bon. C'est bien quand ils se battent. On les a tous fait? Oui, c'est bon. La séance de vaccination touche à sa fin. Reste Bagheera, la panthère noire, qui est alertée par les rugissements des autres pensionnaires sans l'approche du vétérinaire. Bagheera n'aime pas du tout le docteur Kupfer, qu'elle connaît trop bien. Tu prends les bambous du même côté?
Frédéric Edelstein préfère arrêter la séance. Il veut éviter un traumatisme à cette panthère. Cela pourrait s'avérer dangereux pour son spectacle de ce soir. Hein? Mais j'en ai pour 3 minutes. Hein. Non. Bon, quand on arrive dans une fauverie comme ça, il y a toujours une montée d'adrénaline, de toute façon. Et puis après, on arrive des fois en se disant, je vais encore mettre 2 heures, et puis en fin de compte, on y passe 3 heures, et puis on ressort avec le sourire. Je reviens avec le truc de Baggara, et Baggara, moi je le ferai tranquille quand il est tranquille. Parce que si j'y vais tout seul, il n'y aura pas de problème. Ça, j'en reviens pas. Avec moi, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il me voie. Parce que maintenant, quand tu as le public autour et qu'il me voit, il est pareil. Hein. Ma mère, elle était morte de rire. Parce qu'il ne me quittait pas des yeux. Je faisais le tour de la cage, et tu avais Baggara qui faisait. C'est ça, ouais. Bon, mon grand, merci. Non, c'est moi qui te remercie. Ça va. Mission accomplie à 99%. Seul Baggara a échappé à la piqûre du docteur Kupfer. Retour au jardin des plantes. Ce matin, Norinshine vient d'être alerté sur l'état de santé inquiétant d'une panthère des neiges. Il y a Sylvain, c'est ça? Comment on procède? Où est-ce que tu veux qu'on regarde la... Unda a un problème cardiaque. Elle est de plus en plus faible. Elle mange pas bien quand même. Ouais. Par rapport à Caro à côté, elle mange la moitié. Le problème, c'est qu'effectivement, elle a un problème comportemental que je sais pas trop analyser. Ouais, même si elle semble bien cliniquement, il y a quand même un souffle, enfin un énorme souffle qu'on a décelé qu'il faudra explorer. Ouais. Norinshine a décelé il y a quelques semaines un souffle important dans le cœur de la jeune Unda. Avant de lui faire subir un nouvel examen, la panthère doit être endormie. Un acte médical délicat pour Norine. Une trop forte dose d'anesthésiant peut être fatale au cœur trop faible de Unda. T'as vu comment elle me regarde, la panthère? Regarde. Les animaux sauvages supportent mal ce genre d'intervention. Mais cette fois, il y a urgence. La flèche a marché, c'est bon. Le docteur Shai est sur ses gardes. Ça, c'est fait. Si le cœur de Unda est en trop mauvais état, le produit injecté peut s'avérer mortel. Ouais. On attend qu'il dorme. Enfin, qu'elle dorme. On la met en caisse et ensuite on y va. Transporter un animal en détresse déjà, tout peut arriver. Donc une anesthésie, n'importe quel vétérinaire, voire médecin, te le dira, une anesthésie, c'est un aléa. Même si l'animal ou le sujet va bien, on peut succomber à l'anesthésie. Ah bah, elle est déjà couchée. Elle dort déjà. Rudy est déjà en stade 2. Il me semble que tu peux mettre Gérard Honorine. Unda s'endort très rapidement. Il faut faire vite. Plus l'anesthésie est courte, plus elle aura des chances de se réveiller sans danger. Allez, go. Pour l'équipe de la ménagerie du Jardin des Plantes, vient de débuter une course contre la montre. Il faut sans perdre de temps transporter Unda à l'école vétérinaire de Maison-Alfort pour lui faire subir une échographie cardiaque. Allez, c'est parti. Ça va, Thierry? Ça va. Je sais pas si on prend le chariot, je crois pas. S'il n'y a pas d'embouteillage, Norinshine devrait pouvoir, dans moins d'une demi-heure, examiner avec plus de précision l'anomalie cardiaque de Unda. Pour l'instant, il faut que Unda tienne le coup jusqu'à l'arrivée. Hein, Gérard, pour l'instant, ça se passe bien. Norine, là, telle qu'elle est, là, elle dort super bien. Elle va dormir comme ça combien de temps, normalement, avec la dose que tu as fait? Un bon 3 quarts d'heure, normalement. C'est bon. Au tout début, pour la panthère des neiges, on a pensé à un problème plus comportemental. On entame des examens complémentaires, on l'anesthésie, et le seul signe clinique anormal que je vois, c'est un souffle au cœur. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu ce souffle sur la panthère, c'est il faut que j'aille voir Valérie. Hop, vas-y. Valérie, qui est ma prof de cardio. Elle est magnifique. Toute l'équipe médicale du service cardiologie de l'école vétérinaire de Maison-Alfort est mobilisée pour Unda. Direction immédiate en salle d'échographie. Pour son examen, Unda va bénéficier d'un matériel haut de gamme et surtout de la grande expérience et de l'expertise du professeur Valérie Chetboul. L'échographie va pouvoir révéler si cette jeune panthère des neiges, face à son handicap, a des chances de survie. Dans quel sens? Tu le veux comment? La tête par là.
Voilà, on va la raser, Mini, je te laisse la faire. Et les symptômes, c'est quoi? Alors, les symptômes, elle est apathique, enfin plus ou moins apathique. Elle a un appétit variable, capricieux. Hunda est la dernière née de la fauverie du Jardin des Plantes. Sa perte serait vécue comme un échec par l'équipe du Dr Chai. Le professeur Pouchelon vient d'arriver en observateur. Le Dr Chai était son étudiant. J'ai révisé ma cardio. T'as intérêt. Alors c'est vrai qu'elle est... Au Jardin des Plantes, on n'avait aucun moyen, ni matériel, voire même intellectuel, parce que la cardio, c'est quand même une spécialité à part. J'ai vu qu'il y avait des myocardiopathies dilatées hypertrophiques chez les félins en général. Oui, on est une équipe de vétérinaires. Oui. Finalement, c'était un rassemblement d'expériences, et c'est excitant, oui. Alors, il y a une fuite nitrale. Voilà, tu vois, c'est ça qu'on entend, hein. Ça colle bien avec le fait que le sou soit asystolique. Quelques minutes auront suffi pour que le verdict tombe. Il y a une sténose pulmonaire ou je rêve? Autrement dit, le sang circule très mal dans le cœur de Hunda. J'ai une accélération énorme dans l'artère pulmonaire. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Mais il faut tout regarder, donc c'est pour ça. Avec une énorme vitesse. Gérard, on met dedans. Allez, Valérie. Le diagnostic est sans appel et confirme que le cœur de Hunda est en très mauvais état. Un traitement médicamenteux ne pourra pas la sauver. Bon, bonne manip. Donc, conclusion? Conclusion, si le bilan sanguin est bon, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse tenter un geste chirurgical pour vraiment l'améliorer. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir passer un petit cathéter avec un petit ballon et d'essayer, au niveau de ce rétrécissement, de gonfler le ballon pour élargir le passage du sang et même peut-être craquer cette membrane qu'on voyait à l'examen échographique. Donc en se disant que la chirurgie est curative. En espérant qu'elle soit curative, c'est une très bonne... Un enfant, on ne se poserait même pas la question, un chien non plus. On va y aller parce qu'elle commence à se réveiller. Ok, ça marche. Ce qu'oublie de dire le professeur Chetboul, c'est que ce type d'intervention sur une panthère des neiges n'a jamais été tenté. Cette opération de la dernière chance serait une première mondiale, avec tous les risques que cela comporte. Elle va mourir... Ah oui, sans tarder à mon avis. Son diagnostic vital est engagé. On est parti? Le Dr Chai doit réunir au plus vite une équipe de spécialistes. Il en va de la survie de Hunda. Retour au zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Comme chaque matin, avant de faire sa tournée, le docteur Gérard jette un coup d'œil au bureau d'à côté. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde s'il y a un euro qui est là, un gorille, qui est mon voisin. Donc on est voisin direct. Donc il vient parfois me voir quand je suis en train de bosser ici et il appelle pour que j'ouvre la fenêtre et que je lui donne à boire. Viens voir, pépère. Et on va aller voir les autres. Mais ce matin, Euro le gorille n'est pas d'humeur. La population du zoo de Saint-Martin-la-Plaine augmente régulièrement. Une colonie de lémuriens s'est particulièrement agrandie ces derniers temps. Bon David, on va attraper donc les deux jeunes mâles, les deux jeunes de cette année, pour les sexer et les pucer. Pour s'y retrouver et identifier les nouveaux arrivés, Jean-Christophe doit déterminer le sexe des nouveaux pensionnaires. L'opération consiste à leur planter une puce électronique sous la peau. Plus facile à dire qu'à faire. La chasse est ouverte. Approcher les animaux sauvages, c'est pas toujours évident parce qu'on les manipule pas tous les jours, on les laisse tranquilles. Je dirais 95% du temps, on les embête pas. Voilà, donc dès qu'on veut les approcher, qu'on veut les manipuler, il y a toujours le stress de ces manipulations. Donc j'utilise les soigneurs animaliers qui sont au quotidien au proche des animaux pour approcher moi aussi l'animal. À quoi servent les puces électroniques? Moi, je lui mets une puce électronique sous la peau, ça équivaut à un tatouage chez le chien et le chat en fait. C'est pour qu'on sache, comme le numéro qui est inscrit sur la puce, c'est un numéro unique. C'est un numéro qui va suivre cet animal toute sa vie, et toute sa vie, on saura quel individu c'est, où il est né, où il a vécu, etc. Et voilà. Donc j'injecte ça en sous-cutané, sous la peau. Voilà. La piqûre, elle fait pas très mal. Je vérifie que c'est bien. Voilà. C'est un petit garçon.
Avec les cocognettes là, qui sont pas encore en place. Hop. C'est bon? Allez, on va le lâcher. C'est bon. Voilà, ça sort, ça sort. Il est déjà froid dehors. Le lémurien que l'on croyait très limité est en fait doté de la même intelligence que celle des grands singes. Les lémuriens sont originaires de Madagascar. C'est une race en voie d'extinction. Leur reproduction en captivité est une bonne nouvelle pour le docteur Gérard. La capture du premier pensionnaire a servi de leçon. Cette fois, la victoire sera au plus malin et au plus rapide. Une petite femelle là. D'accord. Une petite fente là. Une puce électronique vient d'être injectée sous la peau. Reste à vérifier si elle fonctionne à l'aide d'un capteur pour enregistrer le matricule de ce jeune lémurien. Ouais, 1254. Les derniers visiteurs viennent de quitter le zoo. Un autre rythme s'installe pour les animaux. Jinko et Digit profitent des derniers rayons de soleil avant de rejoindre leur foyer. Mais la journée n'est pas terminée pour le docteur Gérard. La naissance d'un nouvel animal le préoccupe. Ce jeune capucin a été rejeté dès sa naissance par sa mère. On a un petit bébé capucin là qui a 1 semaine, qu'on élève au biberon parce que la maman elle veut pas l'allaiter en fait. Donc on est obligé de lui prendre et puis de nourrir au biberon. En ce moment c'est toutes les 2 heures, nuit comprise. Alors c'est ce qui explique un peu les cernes. On n'aime pas trop faire ça quoi, parce qu'on préfère qu'ils soient élevés dans leur famille et que ce soit la maman qui les éduque. Donc on leur met des peluches pour qu'ils puissent mettre dessus l'odeur, ça les rassure un petit peu comme la maman, hein. Ça se substitue aussi à la maman. C'est une espèce qui est très peu représentée en parazoologique parce qu'il y a eu beaucoup de croisements entre des sous-espèces différentes. Donc là on a quelques représentants de souches pures de cette espèce. Donc c'est pour ça qu'on a des problèmes de reproduction et très contrôlés. Oh bah oui. Allez, tu sors. Pendant ce temps, Pierre Tivillon fait sa tournée. Le fait d'être comme nous le sommes tous les jours près d'eux, ça crée des liens. Et il est sûr que le soir, quand il n'y a plus personne, là, après 7 heures, je prends des viennoiseries que je passe au micro-ondes, mais il ne faut pas le dire, et je m'en vais voir les singes. Mais attendez, ça vous fait oublier tellement de problèmes, tellement de soucis. Nous allons collecter dans plusieurs supermarchés tous les invendus. Voilà, ça c'est des produits qui ont été fabriqués lundi matin, que nous avons recueillis ce mardi matin et qui sont distribués ce mardi soir aux animaux. Donc pour plus de parfum, eh bien, je leur le passe au micro-ondes et c'est vrai que ces petits pains au raisin comme ça, chaud, c'est délicieux. Donc les singes adorent, et moi aussi. Voilà. Les animaux, c'est pas parce qu'ils crèvent la dalle dans la nature qu'il faut leur faire crever la dalle dans un zoo. Un petit contrôle pour voir si tout va bien. Euro, bébé, je suis là, mon poussin. Où il est, mon canou? Viens, mon bébé, viens me voir. Sois pas inquiet, il y a quelqu'un avec moi. Ne sois pas inquiet, Euro. Tiens, mon poussin. Tiens, mon poussin, viens chercher. Viens chercher, mon bébé. Mais écoute, mange doucement. On a tout notre temps, tu sais, mon ami.
Viens. Ne sois pas inquiet, mon petit bonheur. Lui, il a droit à 3 le soir. Viens, mon bonheur. Mais oui, je t'aime. Hé, Marilyn, regarde, qui c'est qui arrive? Oui, oui, je viens. Marilyn fait partie des singes mutilés et abandonnés que Pierre Tivillon recueille régulièrement. Venez vite près de moi. Viens vite, ma vieille mère. Marilyn, regarde. Montez, Madame Calment. Comment tu vas, toi, Marilyn? Comment elle va, ma fille? Comment elle va, ma chérie? Oh oui, oh, on s'aimait, oui. Mais oui. Tu es une brave mère, toi. Marilyn a échappé à l'euthanasie grâce à Pierre Tivillon qui a créé l'association Tonga, une structure d'accueil pour les fauves et les primates saisis par les autorités. Une initiative unique en France. Une fois recueillis, ces animaux sont réintégrés dans un groupe social et sont observables par le grand public. En racontant leur histoire, Pierre Tivillon cherche à provoquer une prise de conscience sur leurs conditions d'existence dans notre société. Au printemps, tu changeras de maison. Hein, au printemps, tu vas dans une autre maison. Tu seras mieux. Mais là, tu crains le froid, toi. Mais oui, tu es une brave fille. Hein, que tu étais une brave fille. À demain. À quelques heures de son prochain spectacle, le cirque d'hiver appelle en urgence Bruno Kupfer. Un problème d'œil pour une otarie. Oui, donc, bon, c'est l'otarie. Bon, je vais voir, comme c'est une histoire d'œil, j'ai un coup de chance, j'ai mon spécialiste d'ophtalmo qui est là. J'aimerais que tu viennes avec moi, là, il y a une otarie qui a un problème sur un œil. Donc, tant qu'à faire, autant être à 4 yeux pour voir l'œil de l'otarie, parce que il y a de la place, hein. Puis j'espère qu'elle va se laisser faire. J'ai une méthode de travail peut-être un peu particulière, qui me fait dire qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Donc j'ai la chance d'avoir des amis qui sont spécialisés dans des domaines, qui sont devenus de véritables spécialistes. Il y a quelques petites précautions, docteur Kupfer. Précautions, bah, comme tout animal sauvage, faire attention aux dents. Le problème, c'est que l'œil est à côté des dents. Et faire attention, parce que ça peut ne pas être sympa. Bien que connaissant les dresseurs, éleveurs, ils ont en général des animaux qui sont habitués à être soignés. Ok, c'est parti. Tu veux pas un petit sac pour tout ça? Un petit sac, il me faut de la bétédine. Il peut arriver d'être obligé de laisser tomber les consultations pour aller soigner une otarie qui a un problème à l'œil. Mon rôle quand on vient dans ces cas-là, c'est plus d'être public relation avec les gens de cirque. Eh ben voilà. Bah bonjour. Ça va? Tu vas bien? Ouais. M'occuper de la gestion, de voir comment, d'abord, puis de la protection et la sécurité de mon consultant. Parce qu'ils ont quand même moins l'habitude que moi d'aller voir des otaries, des tigres ou autre chose. Et quand on n'a pas l'habitude, on peut avoir des gestes malheureux qu'on paye instantanément. Il se laisse bien faire? Ouais, mais le problème, c'est que si on regarde dedans, il y en a 4. Non, là, on va sortir que celui. Ouais. Et ça s'ouvre là. Allez, hop. Les otaries font partie de la compagnie DUS. Elles voyagent toujours en groupe dans un camion piscine. La difficulté pour cette intervention va être de séparer l'otarie malade du reste de la troupe. Mais nos artistes sont inséparables et vivent en couple. Les dresseurs ont l'habitude. Sinon. Le premier couple va rejoindre le camion piscine. Bon, on va prendre les deux, là. On prend les deux, hein, sinon. Ouais, c'est ça. Allez. Hop. Pendant que Tino et sa compagne se préparent pour la visite médicale. On va mettre les deux sur le tabouret. Ah, les deux sur le tabouret? Ouais. Comme ça va être plus calme.
dans les zoos et dans les cirques, les otaries font un numéro de cirque médical. Puisqu'elles sont habituées à être manipulées, elles savent que quand on fait certains gestes, il faut donner accès à la veine, il faut laisser regarder l'œil, il faut se mettre sur le côté pour avoir des gouttes dans l'œil. On ferme un peu l'œil, mais ça, on a du mal à leur apprendre à le laisser ouvert, parce que j'y arrive pas non plus, moi. Comment la moustache? Voilà, regarde. Fais pas de pas prendre un coup de... Smile. No, smile. Smile. Ah oui, mais quand il smile, il ferme l'œil. Tino, touche. Quieto. Voilà. Là, tu vas le problème. Ouais. Good boy, good boy. La cornée de l'œil de Tino est opaque, un signe d'infection. C'est bien. Bon, bah, donc il y a un bon ulcère, mais qui est en voie de cicatrisation. C'est un petit ulcère. Un ulcère de cornée, mais qui a bien déjà cicatrisé. Je vais essayer de cautériser l'ulcère. On va essayer. Tino, Tino, quieto. Il n'a pas marché, fais gaffe. Good boy. Ah, c'est infernal. Hein? C'est un jeu de patience. Good boy. Good boy, good boy. Passez-moi la novézine. L'avantage, c'est que l'œil est gros. L'inconvénient, c'est que il faut arriver à mettre des gouttes sur un animal qui est excessivement souple. Et ça, c'est pas facile. Donc, on laisse ce plaisir-là au propriétaire. C'est ça, les pros. On est un peu lâche. On dit, bah voilà, tenez, voilà le flacon. Maintenant, il faut mettre une goutte toutes les 3 heures. Et vous partez en courant en vous disant, je sais pas comment il va faire. C'est bien de soigner des phoques, docteur. Chicotino, applaus. Chicotino, applaus. Tout va bien pour Tino. Il ne sera pas séparé de son compagnon et pourra assumer ce soir le spectacle au cirque d'hiver. Une bonne nouvelle pour Rolandus, le dresseur, qui est très satisfait de son vétérinaire. Bah oui, on se connaît déjà depuis quelques années. Hein. Ouais. Ah oui. Donc il a suivi vos otaries jeunes? Il a suivi nos otaries, oui. Chaque fois qu'on est à Paris, on essaye de se voir. Des fois c'est elles qui me suivent. Mais sinon, on essaye. C'est jamais calme, hein? C'est seulement quand on s'adore. Là, c'est un peu plus calme. Sinon, ils aiment bien les discussions. Les Américains en Californie disent les otaries, ça, c'est bruyant et ça pue. Pour lutter contre la disparition des espèces, les zoos de France privés comme publics tentent d'enrayer le phénomène en faisant de la conservation animale leur priorité. Le docteur Gérard a réussi ces derniers temps à faire quelques miracles. Tout va bien ce matin? Oui, très bien. Pas de problème. Il y a eu 46 œufs de Pomona. Ah ouais? Et ouais, tout va bien. Tout va bien, ouais. Moi, mon investissement personnel et ma satisfaction à travailler en parc zoologique, c'est vraiment d'œuvrer pour la conservation des espèces, parce que maintenant, les zoos ont un rôle à jouer aussi dans la conservation de ces espèces qui sont en danger. C'est peut-être une petite pierre, mais pour cette satisfaction qui est pour moi importante. Les deux couleuvres là, orange, on voit que le mâle il est en train de se frotter il frotte son corps sur celui de la femelle pour la stimuler et pour chercher le cloaque pour pouvoir s'accoupler. Donc on voit bien la parade là. Une femelle boa constrictor doit être isolée. Elle vient de mettre au monde des bébés constrictors. Ouais, bien sûr. Le reptilarium abrite une 60aine d'espèces de reptiles. Et voilà les bébés. Donc là, c'est des petits boa constrictors qui sont nés hier. Regarde, on voit encore le cordon là, auquel il était attaché. Ici, on a encore la présence du cordon, donc il était attaché dans l'œuf, dans lequel il se nourrissait. Tous ces petits qui naissent ici, donc on va les garder un certain temps ici, les faire grandir un peu, et puis ensuite ça va nous servir pour faire des échanges avec d'autres espèces qu'on souhaiterait détenir ici. Et là, on voudrait acquérir un nouveau couple de varans qui est très rare et dont on ne sait pas grand-chose encore en captivité, et on aimerait développer un petit peu les connaissances. Donc voilà, plus il y a de bébés, plus on pourra facilement acquérir ces nouveaux individus. Voilà. Allez, on va vous laisser tranquille.
Le docteur Gérard et Pierre Tivillon travaillent aussi à la conservation des fauves. Ce matin, ils vont tenter une expérience très délicate. Présenter un nouveau mâle à leur panthère des neiges. J'ai pensé qu'il était important que l'avenir du parc aille dans la direction de la protection des animaux de pure race. Là, nous avons petit à petit modifié notre façon de voir les choses en nous spécialisant sur des reproductions, 1, d'espèces pures, 2, d'espèces menacées de disparition. Donc là, on enlève la grille de présentation qui séparait le mâle et la femelle pour, voilà, pour qu'ils se découvrent, qu'ils se sentent, qu'ils puissent s'approcher l'un de l'autre. En principe, il n'y a pas trop de conflit, un mâle et une femelle qui vont se retrouver ensemble. Là, c'est quand même des panthères qui, si ça se passe mal, il y a les dents et les griffes. Donc s'il y a un accident, ça peut quand même être très grave comme conséquence. Bon, de toute façon, on le met directement en sol enclos. Vous voyez, un vétérinaire, ça sait même utiliser une clé de 13. Pour peu qu'elle soit en chaleur, ils peuvent s'accroupir dans 10 minutes. La première rencontre d'un nouveau couple de panthères est dangereuse. Les deux fauves vont-ils s'entendre ou au contraire s'agresser mutuellement? Cette rencontre peut mal tourner. Chacun est à son poste et doit intervenir le plus vite possible en cas de pépin. Pierre Tivillon est très tendu, car il sait qu'à ce stade, il ne peut plus rien contrôler. Retour à Paris, au Jardin des Plantes. Ici aussi, la conservation est une mission prioritaire. Aujourd'hui, l'équipe du docteur Noreen Chai va elle aussi tenter de créer un nouveau couple d'animaux sauvages en vue de perpétuer l'espèce. Bon bah on y va, on va capturer le tatou. L'animal en question est un tatou, un petit mammifère d'Amérique tropicale. Ça va Dardar? Allez, on y va. Allez, go. Il s'appelle Dardar et comme la plupart des tatous, vit seul. Il a vu la caisse, il se cache. Un vrai célibataire. Allez. Bah, comme vous avez pu le voir, il est assez speed. Il retourne tout dans sa loge. Ça fait 3 fois qu'on refait sa loge. Donc voilà, d'où le nom d'Ardar. Ce soir, Dardar va être présenté à une femelle importée d'un zoo allemand. Bah, profitez-en, là, vous la voyez très près. Qu'est-ce que vous lui faites? On lui fait une radio. Une radio. De l'ensemble du corps. Tout simplement, on reçoit une femelle ce soir. Et on va faire un comparatif biologique des deux, à l'intérieur de la radio, un état des lieux un petit peu des deux individus, pour faire une comparaison. C'est passionnant. Voilà. Mais avant d'être présenté à sa future compagne, Dardar doit passer une visite médicale. A priori une formalité. Mais vous allez voir que malgré sa petite taille, il est parfois difficile de tâter le tatou. C'est puissant, hein? Mais ça me soulève, c'est mortel. C'est un examen de routine. Je voulais voir vraiment un check-up avant la femelle, avant l'arrivée de l'autre femelle. Elle est encore dans l'avion. Dans l'avion. Peut-être en train de draguer un steward. Toujours pas, Mathieu? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Bonari? La femelle tatou n'est toujours pas arrivée. Géraldine s'inquiète et contacte l'aéroport. Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles du tatou parce que le zoo en fait m'a écrit en me disant qu'apparemment le pilote n'avait pas accepté le tatou sur le vol prévu. On devait recevoir le tatou donc, qui devait arriver vers 4h moins le quart. Et il semblerait que ça n'arrive jamais, mais que le pilote sur place en Allemagne n'a pas voulu emmener le tatou dans l'avion. En attendant, elle se branche sur le site internet de la Bourse aux animaux. Donc chaque institution met une liste donnée et puis on s'échange les animaux.
Tout ça, c'est des espèces qu'on a actuellement, mais pour lesquelles il manque un individu, par exemple, ou pour restructurer un groupe. On a encore du gaz, on a de l'oxygène qui débite. Dans le local médical, après une demi-heure de manipulation et d'efforts, impossible de piquer Dardar pour l'endormir. Dernière solution, le masque. Allez, moi je peux plus. Essaye de le mettre sur le dos. Mais là aussi, malgré sa petite taille, le tatou ne lâche rien. Un peu comme ça. Mauvaise idée. Finalement, les examens se feront sans anesthésie. 2, 3. Oh, génial. Le vétérinaire dans la gestion de collection intervient comme gardien sanitaire, c'est savoir s'il est en bonne santé ou non. Pour Dardar, c'est le véto qui va évaluer son état sanitaire. On a fait une prise de sang assez épique sur lui. Il va très très bien. Et on saura si c'est un bon mâle après, en gros, s'il y a eu des naissances ou pas. Donc vous me dites que le tatou est dessus, d'accord. Bon, parce que moi ils m'ont dit qu'ils partiraient sur le vol d'après, donc mais bon, tant mieux, hein. Eh ben, j'espère que ce sera le cas. Super, merci beaucoup. Au revoir. Au zoo Saint-Martin-la-Plaine, la situation est tendue. Nos deux panthères font connaissance, mais gardent leur distance. L'accouplement, ce sera pour plus tard. Je suis chez moi. Ouais. T'as vu la fille, hein, chez qui tu es, là? Le mec ici, c'est moi. Mais là, c'est quelque chose de complètement logique. Cette femelle a déjà vécu avec un des mâles, ce mâle a déjà vécu avec des femelles. Donc c'est bon. Et je pense que lui, il n'a qu'un désir, c'est d'accoupler cette femelle. Et si tout se passe bien, elle va venir en cycle assez rapidement. Et on devra avoir des accouplements. C'est quand même une espèce très rare. Et bien qu'elle soit rare, vous voyez, nous ne faisons pas trop de reproduction parce que malheureusement, peu de parcs zoologiques peuvent en prendre. Et voilà, nous sommes limités à très très peu d'individus. Mais nous devons veiller évidemment à ce que l'espèce ne s'éteigne pas. Deuxième rencontre. Au Jardin des Plantes à Paris, Dardar, le tatou, va découvrir dans quelques minutes sa nouvelle compagne. La femelle tatou, elle est là, je l'ai prise. D'accord, ok. On la sort de quarantaine, on va la mélanger avec son mâle. D'accord. Et puis on va mettre la caisse et on va lui ouvrir gentiment. Et on va ressortir, on va regarder ce qui se passe. Ok. D'accord ? Tu veux un coup de main? Ah mon petit pépère. Qui c'est qu'on te ramène là? Attends. Viens là, Loulou, on va pas prendre la porte. Ça, lui, la porte, c'est son truc. Allez, ma louloute. Dardar ne perd pas une seconde. Son odorat l'informe immédiatement qu'il s'agit d'une femelle. Ta femelle? Qui rentre, il y en a qui... Bon, bah écoute, ça se passe bien, hein. Bon, écoute, ouais. Souvent, les premières minutes sont déterminantes, hein. On voit de suite si ça va bien se passer, et si de suite il commence à y avoir de l'agressivité, de la méfiance, qu'il y en a un qui a vraiment peur, qui se planque, qui est complètement affolé, ben, faut qu'on prenne un certain nombre de précautions qui ne sont pas simples, hein. Souvent, c'est de les réisoler, de les mettre en contact visuel, un peu moins direct qu'on a fait ici, mais notre installation ne nous le permettait pas ici. C'est bon pour ça? La femelle ne se sent pas à l'aise dans son nouvel environnement. Elle cherche à se protéger des ardeurs du locataire des lieux. Ah non, mais c'est infernal maintenant avec eux. Si t'avais du mal à te dépatouiller avec eux, tu vas pas y arriver avec eux. Mais Dardar est impatient et il a déjà une petite idée en tête. Pendant ce temps, c'est la pause déjeuner au parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. Pierre Tivillon a changé de casquette. Tout est bon pour assurer le bien-être des animaux. Et puis une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Vous êtes au courant que Pierre Tivillon et sa femme, qui sont les propriétaires du zoo, vivent avec 2 gorilles chez eux? Ah non, pas du tout. Vous
vous a jamais dit ça? Non. Il a élevé un gorille avec sa femme, avec eux. Voilà. Il a élevé, donc il est plus avec. Ah, mais je sais pas s'il l'a tout le temps, mais... On en a même deux maintenant. Non, On les a tous les deux avec nous maintenant. D'accord. Tu crois? Non. Alors, lui, il croit pas. Eh ben, je te ferai voir une photo, tu verras. Tu viendras me voir, je te ferai voir une photo, tu verras. Les deux gorilles qui sont là dans la cage, eh bien, ils sont chez nous toutes les nuits. Les gros, comme il y a ici? Oui, les deux qui sont là-bas. C'est ceux-là qui dorment là? C'est pas vrai, c'est une blague? Non. Le soir, ils viennent dormir dans la même pièce que... Ah, ben ça, j'ignorais ça. On dort même dans le même lit. C'est vrai, ça. Ça me paraît tellement incroyable, quoi. Cette dame, elle n'arrive pas à croire que vous dormez avec des gorilles le soir. Mais regardez la vidéo qui est dans la vitrine, là. J'ai pas vu la vidéo. Si, regardez là, elle tourne dans la vitrine. Cela fait 10 ans que nous avons recueilli un bébé gorille que sa maman n'avait pas élevé. Oui. Et puis lorsqu'elle a eu 18 mois, on a dû l'opérer de l'appendicite. Et le soir, elle était dans le gaz, donc nous ne l'avons pas laissée toute seule. Nous sommes restés près d'elle, puisqu'elle dormait sur le canapé au bureau. Et puis le 3e jour, on a voulu la laisser, et puis elle n'a pas voulu nous laisser partir. Alors nous y sommes restés. C'est trop, ça. Nous avons des primates et nous avons la chance, nous sommes un des 4 parcs en France à avoir des gorilles. Attendez, nous, un petit parc privé dans la Loire, a des gorilles. Avoir cette chance-là, alors si on n'y prend pas pour une chance, il faut changer de boulot, quoi, je veux dire. Jinko et Digit rejoignent leur chambre à coucher tous les soirs, à 19 h. Un rendez-vous quotidien immuable et qui doit être absolument respecté, sous peine de les perturber. C'est une chance exceptionnelle, je veux dire, partager sa vie avec un être aussi important psychologiquement que peut l'être un gorille, enfin pour nous c'est une chance inouïe. Mais cette relation est fragile. Jinko le mâle est proche de l'âge de la maturité. Son instinct de dominant le poussera bientôt à prendre le pouvoir. Digit, la femelle, est restée toujours aussi affective qu'à ses premiers jours. Digit est adorable, elle n'a jamais eu le moindre geste de brutalité envers Eliane. Non, non, ça c'est... Moi, je n'ai aucun souci. Mais vous savez, on doit aussi prendre des mesures parce que n'oublions pas que ces gorilles font chacun 120 kilos et qu'un gorille à égalité de poids avec un humain est 7 fois le plus puissant. Et je ne pèse pas 120 kilos. Ce matin à 6 h, Jinko s'est réveillé et il est venu se glisser contre moi et il s'est rendormi, sa tête sur mon épaule. Attendez, il y a combien de mecs dans le monde qui dorment avec un gorille qui dort sur leur épaule? Je ne veux pas donner ma place pour un empire, mais je sais très bien que ça ne durera pas. La séparation de Jinko et Digit est inévitable. Jinko le mâle va bientôt devoir fonder sa famille. Pierre Tivillon a tout prévu. Une fois devenu adulte, il rejoindra d'autres compagnons dans la Grande Serre. En attendant, comme chaque soir, Jinko prolonge l'enfance en réclamant son biberon, accompagné d'un petit biscuit. Mais ce rituel va bientôt s'achever. Dans moins d'1 an, Jinko va quitter sa première famille d'accueil pour aller fonder sa propre tribu. Centre hospitalier vétérinaire du Dr Kupfer. Un singe vient d'arriver en urgence. Bonjour, ça va? Bonjour, bonjour. Oh, mon bébé. Oh, il n'est pas plus gentil que lui. Oh. Quel âge il a? 4 ans? Il est né en mars 2007. Mars 2007. Il a déchiré un morceau de lamelle de couverture et puis il se l'a entortillé. C'est quoi le danger? C'est qu'il y a une infection ou c'est une histoire d'esthétisme Ah non, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a nécrose. Ça, c'est encore en vie ou pas, docteur? Non. On va regarder, mais non. Pourtant, j'ai massé. Le matin, il s'est pas gonflé, oui. Okay. J'ai pas le droit? Non, c'est parce qu'il veut pas que je baisse la manche. Voilà. C'est pour monter ses biscuits. Oui, bah c'est comme moi. Pas ça. Un chimpanzé de cette taille-là, aussi gentil que celui-là,
c'est très sympathique à consulter. Ce qui était beaucoup moins sympathique, c'est que, bon, vu l'état du doigt, il faut pas hésiter, il faut amputer tout de suite avant qu'il y ait de la gangrène, avant qu'il y ait une septicémie, et avant que le chimpanzé ne meure. Jimmy est encore un bébé. Plusieurs fois par jour, sa propriétaire lui change les couches. Bon, on va changer? Allez, moi je veux pas voir ça. Allez, viens, on va changer. Un moment que Jimmy adore particulièrement, car pour lui, c'est un jeu. Lève tes fesses. Oui, bravo. On l'a élevé un peu comme... il me considère un peu comme sa maman. Alors il faut jouer un peu à leur façon à eux. Les mordiller. Les mordiller. Les tatouilles. Les tatouilles. Les tatouilles. Hein, les tatouilles. Les tatouilles. Les tatouilles. Il aime ça? Ah bah il a pas l'air d'être... Regardez. Ça veut dire, mais vas-y, continue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, on continue. C'est des animaux sauvages, mais c'est autre chose. On peut pas appeler ça un animal, quoi. C'est pas commun comme les autres animaux. Comment on peut le considérer, justement? C'est compliqué de comprendre ce rapport? Ah, il fait partie de notre famille. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous préparez, docteur? Là, on est en train de préparer le produit anesthésiant pour Jimmy. Tu veux aller te défouler un petit peu? Hein? De courir un peu? Depuis quand tu marches debout? Jimmy va devoir subir une intervention très délicate. Avant l'amputation de son doigt, sa maman, pour le rassurer, le laisse explorer quelques recoins de l'hôpital. C'est toute la journée comme ça? Ah bah oui. Bah, il est chez lui. Hein. Enfin, chez nous, il est comme chez lui, donc il fait ce qu'il veut, quoi. Il démonte tout, quoi. Je veux dire, faire attention, pas qu'il fasse de bêtises et tout ça, quoi. Mais en fait, vous n'arrêtez pas, il n'arrête pas et vous non plus, alors. Bah, c'est comme un gosse. Seulement, un enfant, ça comprend ses limites, lui, il n'a pas de limites. Et comment vous faites pour avoir autant d'énergie toute la journée comme ça? Parce qu'on l'aime, tout simplement. C'est pas une opération de tous les jours, et puis en plus, bon, c'est un chimpanzé mignon comme tout. Puis là, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce qu'on va avoir l'impression de faire de la médecine humaine et de la chirurgie humaine. Donc, on est un peu moins habitués, nous. Et là, il n'y a pas de risque de morsure ou... Jimmy joue la vedette avec le personnel et les visiteurs. L'ambiance est détendue, mais dans quelques minutes, il va rejoindre le bloc opératoire. Et derrière les apparences, la tension monte. Je m'amuse beaucoup avec lui, c'est un petit peu pour cacher aussi mon anxiété et je pense que je le cache assez bien pour lui, quoi. Alors, fais-la. Ça va? Non, je voulais pas t'ouvrir. Le docteur Olivier Courtois, elle va assister Bruno Kupfer. Florence Olivier Courtois est une consoeur qui s'occupait du zoo de Vincennes avant. Salut mon loulou. Fais une bibite, fais une bise. Fais une bise. Fais bisou. Oh, là, t'es un peu inquiet. Ah oui, c'est... Ça pique un peu, bébé. Hein. Nous, on est la preuve vivante, j'espère encore longtemps, que les vétos entre guillemets de cirque et les vétos entre guillemets de zoo peuvent s'entendre à merveille. Mon loulou, pic, 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 ouh là 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 là. Parlez-lui. Sans perdre un instant, le docteur injecte une toute petite dose d'anesthésiant à Jimmy. Oh mon bébé, tu m'en veux pas, hein? C'est pas moi. Voilà. Jimmy se détend, mais sa maman ne veut pas s'en séparer. Il va se ramollir tranquillement. Tiens le bras. On va le Voilà. mettre de côté pour l'instant parce qu'il s'agit d'un chimpanzé, pas d'un chien. Ok. Sinon on a... Allez attendre dans le couloir un peu plus loin, je vous appelle dès qu'il est intubé. Parce que ça, c'est la partie un petit peu impressionnante. C'est comme dans les feuilletons. Bah, c'est vraiment dommage comme accident, ça, parce que du coup, il va perdre la totalité du doigt, là, parce que le garrot était très, très haut, quoi. J'ai incisé là. Pour éviter l'infection, le doigt doit être amputé à sa base. Il est entre de bonnes mains, je pense. Ah bah là, il y a 2, 4, 6... Il y a 6 mains. Hein. Oui. 6 mains pour un doigt. Oui. Parfait, merci. Ah bah c'est dedans.
Vous allez faire quoi maintenant? Je vais faire les 100 pas dans le couloir. Pour pas changer. Pour l'instant, c'est pas vous, c'est votre mari qui fait les 100 pas. Oui, chacun son tour. Toute opération sur un animal sauvage n'est pas sans risque. La crainte est toujours la même, que l'animal ne supporte pas l'anesthésiant et ne se réveille pas. C'est le grand jour pour Hunda, la panthère des neiges. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une échographie cardiaque. À l'échographie, on a trouvé des lésions. Il n'y a pas de traitement médical. Le seul traitement, c'est la chirurgie. Le docteur Chai a convaincu une équipe de chirurgiens et de cardiologues d'opérer le cœur de Hunda. Cette opération n'a jamais été pratiquée sur une panthère des neiges. Une première mondiale. Bonjour. Norine. Virginie Loyer, une détecticienne anesthésiste. On prend la décision en fonction de la lésion et en fonction des risques qu'on fait encourir à l'animal. Pourquoi on l'a pris, c'est que la lésion était si importante que si on ne faisait rien, de toute façon, au bout de quelques mois, elle allait y passer. L'état de santé de Hunda s'est aggravé depuis 48 heures. Difficile à ce stade de dire si la panthère des neiges va supporter l'intervention. Le docteur Norin Chai a décidé de tenter le tout pour le tout. La décision d'opérer sera prise à la dernière minute sur la table d'opération. J'ai été un petit peu stressé par le fait que je me suis dit, je peux me tromper. Et c'est tout à fait possible, je peux me tromper. Hunda a subi 2 anesthésies en moins de 2 semaines. Elle ne pourra pas supporter une 3e anesthésie au-delà d'1 heure. L'équipe de spécialistes chirurgiens va devoir pratiquer un acte chirurgical inédit en un minimum de temps. Perfecto. La panthère est intubée. Très vite, l'anesthésie fait baisser sa température. Pour la maintenir au chaud, on la couvre d'une couverture isolante. Puis Norin Chai vérifie que le tube respiratoire est bien calé dans la trachée. Le professeur Shedboul surveille le pouls de Hunda. Avant d'intervenir, le docteur Borenstein briefe toute l'équipe. On va l'ouvrir par l'intérieur en rentrant par les vaisseaux. Donc on va rentrer dans la grosse veine du cou qui est la veine jugulaire. On va arriver dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit. Du ventricule droit jusqu'à l'artère pulmonaire. Et entre les deux, on va donc mettre un ballon. Donc on va gonfler un ballon qui va déboucher. Et le cœur va retrouver une fonction normale. Jouer un petit peu avec l'instant thermique. Et puis... Autour de moi, j'ai des personnes très compétentes. Et on s'est dit, là, que c'est typiquement l'exemple de consensus, de rassemblement de compétences pour sauver cet animal. Pour moi, c'est ça, vétérinaire, c'est savoir ses limites et être ouvert pour aller chercher de l'aide pour soigner au mieux un animal qui est en détresse. Ouais. Ok. Nicolas, pour toi, est-ce qu'elle est bien endormie? Pour l'instant, tout va bien. Le cœur de Hunda bat normalement. Ça sera bon. Pour l'instant, ça me suffit. Parce que pour l'instant, j'ai pas envie de la pousser, là. Non, j'incise. T'incises. La première incision lance le compte à rebours. Nicolas Borenstein introduit un petit ballon dans l'artère qui, une fois stabilisé, est gonflé afin d'élargir le conduit. Une première dans l'histoire de la chirurgie cardiaque sur un animal sauvage de cette race. Il y a un risque, mais il est mesuré dans le sens où si on ne fait rien, elle y passe. On stresse pour l'animal, mais on aura quand même le sentiment d'avoir fait tout ce qu'on a pu pour elle. C'est parti. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Le ballon gonflé dans l'artère permet d'augmenter le débit du sang allant au poumon. Mais l'heure vient de s'écouler. Le cœur de Hunda est en train de lâcher. Elle n'a pas toléré l'anesthésie. Le cœur vient d'arrêter de battre.
Le docteur Borenstein tente les massages cardiaques. Au bout de quelques minutes, un miracle se produit. Le cœur de Hunda se remet à battre. L'équipe chirurgicale attend quelques instants avant d'être rassurée. Le pouls de la panthère est régulier, mais le docteur Borenstein, en accord avec l'anesthésiste, préfère arrêter l'opération. Il faut peut-être se satisfaire de ça, d'autant plus qu'on a eu des gags d'anesthésie un peu inquiétants. Je suis plutôt d'avis de passer à l'analyse. Attends, avec Dorine. Le docteur Borenstein ne veut pas aller plus loin. Hunda a survécu au choc opératoire et grâce au ballon, le sang s'est remis à circuler normalement dans son cœur. L'opération semble un succès. Mais notre panthère des neiges, qui a mal supporté cette longue anesthésie, ne se réveille toujours pas. Son cœur bat, mais à un rythme inquiétant. Il fait de la tachycardie. Son rythme cardiaque est anormal. Pour moi aussi, mais la tachycardie, elle est... Le docteur Borenstein est optimiste. Son cœur qui bat la chamade s'explique par son réveil. La décision est prise de débrancher Hunda au plus vite et la ramener au jardin des plantes. Bon, merci Nico, super boulot, c'est génial. C'est un travail d'équipe. C'est quoi ce nom? Hervé, merci beaucoup. Au revoir, merci. À bientôt. Mais c'est pas fini les frayeurs. Non, je pense. Non, c'est pas fini. Parce que c'est pas fini les frayeurs. Tu crois qu'elle va replonger là? Elle peut replonger, elle peut claquer. Ils ont élargi la sténose donc. Ouais. Donc le but de la manœuvre est atteint. Maintenant, il faut qu'elle se réveille. Prends la ma place, s'il te plaît. Et à un moment, on a cru qu'elle allait claquer en fait. Ouais. Après la chire. Donc on est resté sur la table. Puis quand t'as le monitoring, si tu veux, puis que d'un seul coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pas de temps. Donc on arrête et c'était tout le temps comme ça. Bravo. Ouais, il faut voir avec Il faut qu'elle vive. Mais Hunda n'est pas encore tiré d'affaire. Norin Shai réserve son pronostic. Hunda a besoin de repos. Pour la suite, notre vétérinaire croise les doigts. Au centre hospitalier du Dr Kupfer, l'opération de Jimmy vient de commencer. L'amputation d'un doigt chez un primate nécessite une chirurgie de précision. Pour ne prendre aucun risque, Bruno Kupfer a fait appel à deux confrères, un anesthésiste, Lucas Zilberstein, et une grande spécialiste des animaux sauvages, Florence Olivier-Courtois. Ouais, non mais... Tu veux décoller? Je veux surtout garder le maximum de peau saine, après je verrai comment on la recoupe, mais... De l'autre côté du bloc opératoire, les parents de Jimmy font les 100 pas. C'est clair qu'il y a un côté émotionnel bien différent de celui du chien ou du chat pour ces similitudes. Mais au niveau de douleur et autre chose, ça ne change rien. C'est juste un côté émotionnel, on va dire. Je pense que le vétérinaire ne doit jamais oublier qu'il travaille et qu'il s'agit d'animaux sauvages ou d'animaux tout court. Il coupe le doigt, ça y est. C'est plus intéressant, non? Je l'ai eu. On ne doit pas rentrer dans l'anthropomorphisme des propriétaires. Autrement dit, le docteur évite de confondre l'animal à un humain. Ça saigne pas du tout, hein? Pas mal du tout. Je suis fière de toi, Bruno. Merci. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Moi, j'adore travailler avec elle. Tout à fait. Elle, je sais pas, puis c'est pas grave. C'est réciproque. Et Florence est quand même la seule vétérinaire française à faire des animaux sauvages en profession libérale. Il y a des vétérinaires qui interviennent en faune sauvage, mais ils ne peuvent pas utiliser le terme de spécialiste. Ni de... Ça n'existe pas? Non. Non, ça n'existe pas. Pas en France. Pas en France. On va lui laver la paluche. Je pense que ce singe a quand même retrouvé une main... Jolie main. Une jolie petite main. L'opération s'est bien déroulée. Mais à ce stade, il subsiste toujours la même question. Jimmy va-t-il se réveiller? Vous n'avez pas un ciseau pour couper la manche. Parce que j'ai peur de lui faire mal. Vous en faites pas, on va le couper. Ah, la main. Oui, j'ai pas peur. Hop là. On prend la main, hein. Oui. Je vais te faire comme ça. J'habille des chimpanzés tous les jours, moi. Et tout doucement, il va se réveiller. Voilà. Donc ça peut prendre un peu de temps.
15 minutes plus ou moins. Le réflexe qu'ils ont, c'est aller. Ça fait peur, quoi, de le voir comme ça. Ah oui, 40 kilos. Quand ça se passe comme ça, je suis très satisfait. C'est-à-dire je ne suis pas du tout pressé qu'il se réveille rapidement. D'accord. Ça stresse, je comprends les gens, mais, non, oui, mais plus se réveille tranquillement et lentement, mieux c'est. Pour moi, mieux c'est. Il dort bien. Bah oui, il est passé de l'anesthésie à la sieste. Et il roupille. Puis il ronfle en plus. Ah oui. On va rentrer à la maison peut-être, hein? Ah, mais il t'embête, hein. Premier réflexe moteur. Jimmy vient de réagir aux chatouilles de l'anesthésiste. C'est un signal positif pour le docteur Zilberstein. Jimmy, comme un enfant, retrouvera sa chambre ce soir. On ne peut plus ramener des animaux comme ça de la jungle, en fait. Les animaux sont nés en captivité de 3, 4, 5 générations. Voilà, et puis quand on explique aux personnes, on comprend après. Il faut s'informer. On peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, on est une famille, on a beaucoup d'animaux, beaucoup de chiens, beaucoup. Et puis bon, ça plaît pas à tout le monde non plus. Et puis nous, on est heureux avec nos animaux. Là, il pleure. Il essaie de pleurer, mais il n'y arrive pas. Tu me détestes, hein, parce que dès que j'arrive, tu cherches à me choper. Pour moi, il n'y a vraiment plus aucun souci, hein, franchement. Donc, il a repris parfaitement confiance. Attends, je prends la main, mais... Ouais, ah bah oui, c'est moi. Jimmy est sorti d'affaires. Sa vie est sauve. Mais il repart avec un doigt en moins. Un handicap pour un primate. Mais on peut compter sur ses parents pour veiller sur sa santé. Quand est-ce qu'on se dit qu'on fait un beau métier, docteur? Tous les matins, on se dit qu'on fait un beau métier. C'est vrai? Ah oui. Sinon, on se lèverait pas. Au revoir. Au revoir. Bienvenue dans le parc animalier de Planète Sauvage, dans la région de Nantes. Je m'appelle Delphine Féjean, j'ai 28 ans. J'habite à côté de Nantes et actuellement, je travaille à Planète Sauvage. Là, on arrive sur la plaine américaine où on a les bisons, les lamas. À peine sortie de l'école, Delphine a été engagée comme chef vétérinaire pour veiller sur la santé de 2000 animaux sauvages de 275 espèces différentes. J'ai énormément de chance de pouvoir réaliser un rêve de gamine et puis au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est un grand bonheur de travailler avec des animaux sauvages en captivité. Alors les filles? Alors, tu fais de la sieste? Nous sommes dans la zone des koudous. Le koudou, une sorte de grosse antilope vivant en Afrique orientale. Pour limiter sa population dans le parc, Delphine doit stériliser un jeune mâle. Elle n'a jamais pratiqué ce genre d'intervention. Elle a fait appel à un confrère, le docteur Emmanuel Rizzi. Emmanuel Rizzi intervenait sur le parc avant que je sois recrutée donc à temps plein ici. C'est quelqu'un qui a une expérience supérieure à la mienne, qui connaissait le parc, donc qui a pu me décrire globalement ce qu'il avait pu faire et qui m'a aidé dans tous les premiers temps, sur toutes les premières interventions que j'avais. Ouais, donc il m'a été d'une grande aide. On va vasectomiser une grosse antilope. C'est-à-dire qu'on va l'empêcher de se reproduire, mais on va lui laisser quand même toutes ses hormones pour qu'elle ait un comportement normal, social dans le groupe. Et puis pour réguler la population, parce qu'il y a beaucoup de reproduction. Pour éviter tout stress à notre koudou, l'opération va être réalisée dans le box de l'animal. Alors mon vieux, tu te doutes de quelque chose? Bah ouais, bonhomme. Delphine a chargé son fusil avec une flèche seringue remplie d'anesthésiant. La dose injectée a été calculée en fonction du poids de l'animal. Cette grosse antilope devrait dormir 45 minutes environ. Le temps d'installer un hôpital de brousse et de stériliser l'animal. Tu faudra ramener la sonde aussi. La lumière, s'il vous plaît. On va pas y arriver, là. Opérer sur place est un choix délibéré. Et malgré la vétusté des lieux, parfaitement adapté pour ce genre d'intervention. Là, il vaut même mieux pour l'animal qu'il soit opéré ici. Hein. Ça ne sert à rien de le transporter, de risquer ce qu'il se casse le cou dans un camion.
Et puis c'est ventilé, on a l'air libre, hein. C'est une bonne condition d'hygiène quand même. Là, je mets de l'alcool sur les électrodes pour que ça conduise mieux le signal et qu'on ait un bon ECG. Et on surveille cette anesthésie par plein de petits appareils qui nous permettent de dire qu'il dort bien, il n'est pas mort et son cœur bat bien. Alors, tu la tiens? Ouais. L'opération va pouvoir commencer. 2 jeunes étudiants vétérinaires sont venus prêter main forte et étudier la technique de vasectomie que va pratiquer le docteur Izzi. Après la théorie, la pratique. Pourquoi toujours des photos, Emmanuel? Parce qu'on n'en fait pas 10 par jour comme ça, et que quand on veut expliquer à d'autres vétérinaires qui par exemple n'auraient pas encore fait l'opération, ça permet de montrer des images. Moi j'apprends beaucoup comme ça en regardant ce qu'ont fait les autres. On se doit aussi un peu de jouer le jeu, de retransmettre nous aussi ce qu'on a appris. Delphine, comme tout vétérinaire, apprendra tout au long de sa carrière. Le docteur Izzi lui laisse la main pour terminer l'opération. Sur les conseils de son collègue, elle ligature les canaux qui transportent les spermatozoïdes. Attention tes cheveux. Oh, putain. Ah, bien. On a tellement d'espèces ici que c'est souvent la première fois que je fais une opération sur une espèce, quoi. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a toujours... je serai toujours un peu étudiante parce que c'est toujours nouveau, quoi. Je pense que dans ce genre de métier, il faut savoir se débrouiller. Et au début, c'est très difficile. Après, bon, bah, voilà, quand on prend de l'expérience, quand on prend de la maturité dans son activité professionnelle, ça devient plus simple. Mais je pense que pour être vraiment à l'aise dans ce métier-là, il faut une bonne dizaine d'années. Attends, j'arrive. Toc. Voilà, ça y est. Ça va l'empêcher de... C'est ça. Donc ça, c'est le canal déférent qu'on a sectionné. Donc c'est ce qui achemine les spermatozoïdes, en fait, au pénis. Donc là, comme on a coupé un bout, eh ben, ça va plus pouvoir se faire. Voilà. Mais il le sait pas parce qu'il dort. Ouais, on lui a pas dit. Le cœur du Koudou se porte à merveille. C'est l'heure du réveil. On est en phase de... Je commence à diminuer les gaz. Allez, voilà. Allez, loulou. Allez, mon bonhomme. Allez. On va enrouler un petit peu. Allez, voilà. Allez, vas-y. Allez, loulou. Allez. Bon, essaie de lâcher un peu les cornes. On va repailler encore dans son coin là-bas. Allez, madame. Allez, loulou. Allez. Allez, mon vieux. Il est mieux à la peur de personne en réalité de ça. Une bonne prise. Koudou adulte scène. Le réveil, c'est jamais une phase facile. Et puis, bah, on attend toujours qu'ils soient bien, au moins bien dans cette position, qu'ils tiennent bien leur tête avant de partir, quoi. Ah bah voilà. Ah bah t'es beau. T'en rendors pas, hein? On le laisse comme ça se réveiller? Ouais. Et puis on va repasser tout à l'heure pour voir si comment il est. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt. On va envoyer un gars d'ici une demi-heure voir Mm. s'il est toujours bien. Mais il nous prévient. Puis on va laisser tranquille, il sera moins stressé aussi. Notre Koudou est encore un peu sonné, mais il finira par se remettre sur ses pattes rapidement. Retour aux eaux de Saint-Martin-la-Plaine. Les jours passent et ne se ressemblent pas pour Jean-Christophe Gérard, qui pour l'instant a sacrifié toute vie de famille pour se consacrer uniquement à ses pensionnaires. Le monde des zoos, c'est un petit monde. Les places de vétérinaires sont occupées. Bon, ça bouge quand même un petit peu, mais ça ne change pas tous les 4 matins. Donc, pouvoir rentrer dans ce monde-là, pour moi, c'était très important. Lui, c'est mon pote. T'es mon pote, cocard. Quand on entre ici, on laisse beaucoup de choses à l'entrée, puisqu'on s'investit dans son travail. Et c'est vrai que la vie privée est un petit peu mise de côté, moi, mes journées, elles sont ici, en travail effectif sur le parc. De vivre sur place, ça me permet d'être tout de suite au cœur de l'action, quoi. C'est bon, ouais. Même si je passe un peu de temps chez moi, dans mon appartement, j'ai toujours la radio qui m'avertit si jamais il y a un besoin urgent du vétérinaire, qu'il faut que j'intervienne dans la minute, quoi. Pour travailler dans le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, il faut être passionné, car ici, nombreux sont les animaux qui ont été sauvés de la bêtise des hommes.
j'abandonne un peu le parc pour aller sur le chantier de Tonga, puisque nous sommes en train de construire les bâtiments. Des nouveaux refuges pour animaux en détresse ou détenus illégalement. Et là, ma mère, comment elle va? Et ton bébé, comment il va, ma chérie? Il a froid, ce bébé, tu sais, il faut le mettre dans ta maison. Alors, le vilain papa? Tu vois, on a dû sortir ta femelle parce que tu es un méchant garçon. Ah, Mouké, envoie-moi un petit bisou. Allez, pour me faire plaisir. Pas de petit bisou. Eh ben, tant pis, ça va pour une autre fois. On peut pas tout avoir. Dans quelques jours, l'association Tonga va accueillir de nouveaux pensionnaires. Il y a des centaines de singes détenus chez des particuliers. Il y a des centaines de fauves qui aujourd'hui sont détenus illégalement en France. Et c'est notre boulot de nous occuper de ces animaux. Alors si les parcs zoologiques ne sont pas fichus de se bouger un peu les fesses, les jeux de poli, pour sauver des animaux qui aujourd'hui n'ont pas demandé à être là, à quoi nous servons? Simplement à faire du business? Non, non, ça va pas. Toujours prêt à accueillir toute la misère animale du monde, Pierre Tivillon s'est donné cette année pour objectif d'accueillir une cinquantaine de singes abandonnés ou mutilés et une dizaine de fauves. David, comment mais il faut achever rapidement les bâtiments qui vont les accueillir. Dis-moi, et là, ils n'ont pas fait pour l'ouvrant du toit, ils n'ont rien prévu, là? Ils coupent pas près, je pense. Ils coupent après? D'accord. Ouais, et toi, là, tu penses ça. Comme ça, on va être étanche, là. Ah bah ouais. Ils n'ont pas fini le haut non plus, là. Faut qu'ils recoupent. Oui, sûr. L'office de la chasse du Nord, là, ils viennent de saisir des loups, panthères, lions. Ils me disent, vous les prenez quand? Je dis, vous êtes drôle, il faut venir construire. Alors bon, mais c'est vrai, il faut qu'on avance et il faut qu'on se bouge le maximum, quoi. Pierre Tivillon doit achever les bâtiments d'accueil de l'association Tonga au plus vite. Demain matin, un premier pensionnaire est attendu. Ah, c'est bon, là. En banlieue parisienne, la famille Chauvineau va se séparer d'une tigresse. L'animal appartenait à leur fils récemment décédé. Cette séparation est douloureuse. C'est quoi ici? Vous avez beaucoup d'animaux là? Donc des chiens, puis un renard. Okay. Avant, on avait des loups, quand mon fils était à l'intérieur de tout le monde, on avait des loups parce qu'ils faisaient des tournages. On a même les deux petits chiens d'Astérix. Kina, la tigresse, est née en captivité. Elle est un peu désorientée depuis la disparition de son propriétaire et ne tourne plus dans les films. Kina, c'est un morceau d'histoire de la famille Chauvineau. C'est Kina, c'est une super tigresse. 17 ans qu'on l'a eu, tout bébé. Pourquoi vous en séparez? Peur qu'elle tombe malade et pas de vétérinaire pour s'en occuper. Ben non, parce que où est-ce que je vais avoir un vétérinaire tout de suite à portée de la main? J'en connais pas et c'est surtout ça. Parce que sinon, ça a été dans un enclos, vous voyez, c'est impeccable. Il y avait quand même de la place. Et en plus, maintenant, il faut des autorisations. C'est mon fils qui les avait. Pour détenir un animal sauvage, un certificat de capacité est obligatoire. Sans celui-ci, le propriétaire s'expose à une amende de 9 000 € et 6 mois d'emprisonnement. Oui, ma fille. Ce matin, Kina est nerveuse. Elle a toujours vécu avec ses propriétaires. Aujourd'hui, elle doit rejoindre ce qui sera peut-être sa dernière demeure. Dans les locaux flambant neufs de l'association Tonga à Saint-Martin-la-Plaine. De quoi rassurer les propriétaires. Je sais par M. Tivillon m'a tout expliqué, comment elle allait être, etc. etc. Et samedi, bon, on y va. Il m'a dit comme ça fera le jour qu'elle sera là-bas, vous la verrez à côté de son mâle, etc. Comment vous préparez cette décision? Non. C'est surtout si elle tombe malade, quoi. Donc il a fallu se préparer, quoi. Il y a à peu près un mois qu'on a dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que 18 ans, voilà. Plus ça durait, mieux c'était. Hein? Là, c'est un petit morceau de notre fils qui s'en va. C'était la tigresse à mon fils qui est décédé, qui a eu un accident. C'est ça qui est un peu dur.
Puis c'est lui qui s'en occupait tous les jours. Pourtant, je m'étais juré que je resterais froide. Kina est calme, car elle avait l'habitude de voyager avec son maître pour se rendre sur les plateaux de cinéma. Son départ marque la fin d'une histoire. Mais va-t-elle supporter ce changement? Mais nous, on vous appelle dès que les libérés, on vous tient au courant. Si on perd ça sur l'autoroute, on est mal là. Mais pas question de laisser Kina seule. La famille a décidé de lui rendre visite régulièrement. Kina prend la route une dernière fois, mais ses propriétaires s'interrogent. Va-t-elle supporter le voyage et s'adapter à sa nouvelle vie? La réponse est au bout de la route, à Saint-Martin-la-Plaine. À l'arrivée, Pierre Tivillon, grand spécialiste du comportement animal, opère une approche tout en douceur. Il sait que Kina va devoir se réadapter dans un milieu qui lui est étranger. Oh, tu n'es pas content, tu as fait une sale journée. Mais Kina, stressée par le voyage, est sur ses gardes. Toute l'équipe de Pierre Tivillon est mobilisée. Malgré 17 années en captivité, Kina est resté un animal sauvage. Pierre Tivillon garde son calme pour éviter de transmettre tout stress, ce qui pourrait exciter encore plus l'animal. Mais impossible de s'approcher de Kina. Cela pourrait s'avérer dangereux pour elle et pour l'équipe. Le voyage, quoi qu'il a. Ça l'a perturbé. Kina. Pierre Tivillon réfléchit et décide de couvrir la cage pour isoler la tigresse de ce nouvel environnement qui lui semble hostile. Allez. Les bâtiments de Tonga ne sont pas encore achevés. Kina est transportée vers un enclos provisoire. Mais les travaux et les pluies de la veille rendent son accès difficile. Pierre Tivillon opte pour une solution radicale, mais qui comporte des risques. Il décide de prendre les commandes de la grue pour transporter Kina par les airs. Le danger, c'est que Kina panique et déstabilise la cage. La solution de la bâche semble fonctionner. Mais la présence de l'équipe à l'arrivée réveille à nouveau son agressivité. L'équipe colle la cage devant l'entrée du sas, donnant accès à son local provisoire. Pierre Tivillon surveille la manœuvre et attend que la cage soit parfaitement positionnée avant de donner l'ordre d'ouvrir le sas. Kina. Bon, essayez de ne pas faire du tout du bruit dehors, là, pour que j'attire son attention de ce côté. Kina. Kina ne veut pas quitter sa cage, celle de son ancien maître, pour pénétrer dans l'inconnu. Voilà bientôt presque une heure que Kina refuse de bouger. Mais elle finira par entrer dans son nouveau local, à reculons. Quel boulot de merde! Kina se décontracte vite dans sa nouvelle maison. Encore quelques jours, et la première pensionnaire de l'association Tonga bénéficiera d'un large enclos à l'extérieur. Retour dans la région de Nantes, à Planète Sauvage. Il y a quelques jours, Delphine a repéré un cheval qui boitait. Malgré ses soins, l'animal ne guérit pas assez vite. Annie, ma belle, tu viens, Loulou?
On va regarder ta patoune. Ben oui, tu bois tout. Par précaution, elle a fait appel aux compétences du docteur Jacot, un vétérinaire spécialisé dans le monde équin. Oh, t'es pénible, toi. Allez, viens, Louloute. En apparence, soigner un cheval est une formalité. Allez, Mais un animal qui souffre est imprévisible. C'est toi qui as fait le petit pansement, là? Ouais, bah oui, qui est pas terrible du tout. D'ailleurs, faut qu'on l'enlève aujourd'hui parce que je ne fais pas bien. Faut que tu montres comment tu les fais parce qu'ils tiennent pas du tout. Ils tiennent à peine un jour. C'est tout décollé, là. Ouais. Ah ouais, j'ai pas vu ça. La blessure est plus grave que prévu. Le sabot s'est infecté. Delphine avait vu juste, la situation est urgente. Un cheval sur 3 pattes ne peut survivre et risque l'euthanasie. Mais la douleur s'est réveillée. Tu rallies, c'est non. T'arrêtes maintenant. Ça suffit. La douleur est trop forte pour maîtriser l'animal. Mais Delphine connaît bien ses patients. Et elle se sent en confiance grâce à l'expertise du docteur Jacot. Ouais, tu rallies, là, c'est n'importe quoi. Tu rallies doucement. T'as du pot digital, là. Ouais. C'est un confrère à qui j'ai travaillé à mes débuts. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les chevaux, donc moi j'ai pas une expérience suffisante pour pouvoir bien travailler avec eux, donc je fais appel à lui. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'apprend beaucoup, donc le but aussi quand il vient, c'est qu'il m'apprenne des choses, quoi. Et je pense qu'il le sait, et puis il a travaillé énormément sur le parc avant, donc il connaît bien ce site aussi. Delphine, elle est top. Elle a un moral d'acier, quoi. C'est ça qui est important d'abord. Hein. Pourquoi c'est d'aimer vous ce qu'on pensez qu'elle fait. a un moral d'acier? Ça se voit, je la connais un petit peu. Bon, elle est partie, elle savait pas grand-chose. Hein. Elle a commencé ici, elle a essuyé les plâtres, hein, pour elle en tous les cas. Et elle s'est jamais démontée. Elle appelait quand ça n'allait pas, mais elle s'est jamais démontée. Elle s'est jamais découragée. Moi, je trouve que c'est une vétérinaire de qualité, quoi. Il faut avoir un caractère très très fort. Ça veut pas dire marcher sur les pieds des autres, ça veut dire montrer qu'on est intéressé par les choses, qu'on fait les choses pour y arriver et que voilà, qu'on est fort, quoi, de caractère, qu'on est tenace et ouais, qu'on est convaincu de certaines choses, qu'on a une réelle passion, quoi. Moi, je suis sorti en 71 et toi? En 2007. Oui. Tu as quel âge? 28 ans. Oui, donc tu serais largement ma fille. Ouais. Oh là là. Le vétérinaire, c'est la disponibilité avant tout. Il faut de la compétence, mais il faut être disponible. C'est-à-dire, en fait, il faut 24 heures sur 24 qu'on puisse nous joindre en cas de pépin, quoi. Ces derniers jours, Delphine n'a pas beaucoup dormi. Seule la passion du métier remplace les heures de sommeil en retard. Retour à Nantes, au centre hospitalier Atlantia, où nous retrouvons le docteur Izzi. On va préparer tout le matériel dedans pour les gorilles. Je prépare la fiche. Quand on doit anesthésier un gorille, on se prépare déjà depuis plusieurs jours. On prévoit une date avec le parc zoologique, on essaye de planifier les choses quand c'est pas de l'urgence. Hop. Et on va tout compter. Donc fusil, oui, il y est. En fait, j'ai un tableau où je réénumère tout. Parce qu'il faut, une fois qu'on est là-bas, on peut rien avoir oublié. Voilà, c'est bien. Allez. Les gorilles que le docteur Emmanuel Rizzi va ausculter vont être transférés dans des zoos à l'étranger. Notre vétérinaire a déjà eu affaire à ce genre d'intervention. Ce n'est pas le cas pour le reste de l'équipe. T'as toutes tes affaires? T'as besoin de te changer? C'est bon? Allez, ben on file. A priori, l'intervention est simple. Mais il ne faut rien oublier. Le docteur Izzi révise sa copine dernière fois dans la voiture. Là, pour le gorille, on doit juste le mettre dans une caisse de transport sur un transporteur professionnel qui est payé pour ça là aujourd'hui et qui va l'emmener, un des gorilles à Londres, l'autre en Allemagne. Et on va devoir les anesthésier pour ça, donc il ne faut pas qu'il y ait d'accident anesthésique. C'est très très cadré, hein. On ouvre les portes d'une certaine façon, il y a des verrous, il y a des enchaînements d'actes à faire, il ne faut pas se tromper. Parce qu'après, quand il faut intervenir sur ces animaux qui sont énervés, échappés, avec des gens qui sont éventuellement blessés en plus, c'est beaucoup plus stressant pour tout le monde et ça peut vite être catastrophique, hein. Un soigneur peut mourir face à un gorille qui l'attaque. Le docteur Izzi sait de quoi il parle.
Une manipulation l'an dernier a tourné au drame. Bon, ils sont tous là-bas ? Un soigneur coincé dans la cage s'est fait arracher une cuisse par un gorille. Le docteur Izzi a été appelé en urgence pour endormir l'animal avant qu'il ne soit abattu par les gendarmes. Yeboah en premier. Il a eu le Valium il y a 10 minutes, c'est ça, 15 minutes? Bon. 13h30. 13h30, ok, bon, il n'y a pas d'urgence, on se prépare tranquille. Les grands primates, c'est très troublant parce qu'ils nous regardent, ils savent très bien ce qu'on est en train de préparer, ils connaissent le fusil, ils connaissent les flèches, ils sont vraiment très malins, ils savent qu'il va leur arriver quelque chose, on sait aussi qu'ils le savent et on le ressent d'ailleurs. Yeboah. T'énerve pas. Ouais, c'est bon. L'approche du gorille est très particulière. Nous, en tant que vétérinaires, on doit être là pour gérer l'anesthésie. C'est parfois bien que le soigneur soit là, au moins près du vétérinaire. L'animal aura moins d'appréhension avec son soigneur. Avant d'entrer dans le local, Emmanuel Rizzi s'assure que le gorille est bien endormi. Car c'est dans ce genre de situation qu'un accident peut arriver. Une dose trop faible d'anesthésiant et l'animal peut attaquer. Une dose trop forte peut le tuer. Je le réveille. Tout de suite Avant de partir. Ouais, avant de partir, ouais. Le deuxième gorille qui a assisté à l'anesthésie de son compagnon est sur ses gardes. Pour le mettre en confiance, c'est son soigneur qui est chargé de l'anesthésier. C'est même parfois bien qu'il puisse flécher lui-même, sous contrôle du vétérinaire, mais l'animal aura moins d'appréhension avec son soigneur. Alors, il ne faut pas qu'il le fasse tout le temps non plus, parce qu'il pourrait le regretter après, et le gorille pourrait lui en vouloir. Là, comme c'est pour une anesthésie et que l'animal va ensuite être transféré dans un autre parc. Voilà, bien mon pépère. Allez, rentrez les filles. Avoir 8-10 heures de boulot bien stressant, ça comble bien la journée. Et je crois que je ne travaille qu'au stress. Je ne le montre pas, sans doute. Mais si je ne le montre pas, c'est que ça cogite beaucoup derrière et que je travaille mieux quand je stresse. Ce premier contact avec un gorille pour Noémie est une expérience unique. J'ai une grosse bouffée. Mais en fait, quand ils le bougent, ils font bouger sa tête et moi je le vois pas que c'est eux. J'ai une bonne grosse bouffée d'adrénaline. À mon avis, c'est quasiment sous la cicatrice autrement. Sébastien, le chef animalier, a partagé une grande partie de sa vie avec Vimoto, le grand mâle dominant. La séparation est douloureuse. Fais tes adieux. Allez, Mais Vimoto est en âge de fonder une famille. Ce mâle dominant a atteint la maturité pour se reproduire et fonder sa propre tribu. Vimoto est prêt pour le départ. Le docteur Izzi a donné son feu vert. Il devrait bien supporter le voyage. L'équipe du parc assiste à la scène du départ et reste silencieuse. On a fait, nous, notre acte purement vétérinaire. Il s'est bien passé, on est content, mais il y a quelque chose d'autre derrière quand même. On est venu avec un stress énorme, on a un soulagement important, tout le monde est content. Un gorille femelle devrait attendre Vimoto à l'arrivée. Mais cette séparation est douloureuse aussi pour les soigneurs. Ah là, c'est énorme pour eux. Bon, nous, on l'a soigné beaucoup de fois quand même, mais eux, ils l'ont vraiment vu grandir et c'est pas du tout une perte. Il va dans un autre parc qui va être très très bien, mais c'est un attachement énorme. Vimoto le gorille a été endormi pour le temps de son transfert dans sa cage. Il part maintenant pour un autre zoo en Angleterre. Dès son arrivée, un autre vétérinaire prendra le relais pour s'assurer qu'il a bien supporté le voyage. Un échantillon sanguin est confié au chef animalier anglais. Thank you. For your vet. Yes, perfect.
Il est un peu plus moulu. Hein. Enfin, remarque qu'on a passé beaucoup de temps sur lui, le temps que le Yeboah se réveille. Tu vas aller le voir. On ira, de toute façon. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Il te reconnaîtra. Ouais. Tu vas à côté, tu fais des bruits, il revient. Ouais. Le petit père. Il arrive à lui donner à manger? Ouais. Ses croquettes le matin, moi je lui donne en 30 secondes. Arthur, il met 10 minutes à vider sa boîte. Ouais. Et quand Vimoto il voit Arthur arriver, il est. Ah ouais, d'accord. Il sait qu'il va passer du temps, et puis comme il est patient, il prend une croquette une par une entre ses doigts. D'accord. C'est son petit moment de contact. On a participé à un échange de gorilles entre parcs, c'est important pour la conservation, c'est important pour l'écologie. Autour d'une petite anesthésie au départ, c'est plein de choses qui se passent quand même. À quelques kilomètres de là, le docteur Delphine Féjean vient d'être alerté par le chef animalier de Planète Sauvage. Un Watusi, un gros buffle, s'est blessé grièvement à la patte. Il était dans le troupeau, donc apparemment il a la patte arrière cassée. C'est un Watusi? C'est un gros bovidé avec des grandes cornes qui vient d'Afrique. Voilà, c'est cassé net. Ça fait vraiment... Ça dépend où c'est cassé. Ouais, mais là, si c'est cassé entre deux articulations, c'est peut-être... Ouais, mais ça tiendra jamais avec un plâtre avec le poids qu'il fait, quoi. Se dire que c'est un animal qui, a priori, était en bonne santé et que malheureusement, en 2 secondes, voilà, il s'est passé quelque chose qui est irréparable, forcément, c'est difficile, quoi. Ça arrive très rarement, ça arrive peut-être une fois tous les 2 ans, quoi. C'est une patte cassée d'une grosse bête comme ça. C'est très très rare. Impossible de soigner une patte cassée sur un animal pesant près d'une demi-tonne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le flécher assez fort, de manière à ce qu'il tombe assez rapidement, qu'il dorme assez rapidement, et puis après, voilà, l'euthanasier. Ah ouais. Le Watusi est condamné. C'est la première fois que Delphine se trouve confrontée à une euthanasie sur un animal d'une telle corpulence. Mais elle n'a pas le choix. Voilà le fusil hypodermique. Donc on a un canon et puis on y met une flèche hypodermique à l'intérieur. C'est une flèche qui est envoyée par de l'air comprimé. Delphine, tu sais tirer au fusil? Ouais, bah, j'ai appris. Hein. De toute façon, ici, c'est vrai que c'est assez courant parce que bon, les bêtes pour les anesthésies, on ne peut pas les contenir et injecter à la main. Donc oui, la plupart du temps, on est pour les endormir, même quelquefois pour les traiter, obligé d'injecter les produits de cette manière-là. Qu'est-ce que vous craignez et que vous surveillez de très près, justement? Eh ben, c'est la réaction de l'animal au fléchage. C'est-à-dire qu'il peut faire demi-tour ou charger, donc on flèche d'une voiture, d'un tracteur. C'est bon, c'est bon. Pas une minute à perdre. Un animal sauvage blessé peut être un danger pendant les visites. Ah oui, là c'est l'embouteillage. Voilà, un petit peu, mais c'est parce que c'est la première rentrée dans le parc et les gens s'arrêtent beaucoup aux rhinocéros. En photo, en plus. Dans ce safari médical, Delphine doit veiller à éviter de blesser un visiteur ou de se tromper tout simplement d'animal. Il s'est déplacé? Ouais, il est où? Il est avec le mâle là-bas. Ah bah c'est mieux ça. Allez, bonhomme. Ah, il était mieux là-bas. Hein. Plus il sera loin du plan d'eau, plus ça sera. Ouais, vraiment. Il est où, c'est lui là? Pour éviter de faire souffrir le Watusi, Delphine va lui injecter une forte dose d'anesthésiant avant de lui injecter le produit euthanasiant. J'espère que ça va lui suffire. Delphine a fait mouche. Le Watusi devrait s'endormir très vite. Mais la première dose administrée ne fait pas d'effet. Elle prépare sur place une deuxième dose, très très forte. Deuxième tentative. Allez, pousse, avance. Ouais. 10 minutes plus tard, le Watusi est encore sur ses pattes. Bernard, il a encore 10 minutes. 15 minutes plus tard, l'animal sombre lentement dans un sommeil profond. Les derniers visiteurs ralentissent, croyant que cette intervention fait partie de la visite. L'équipe de Planète Sauvage a sécurisé la zone, on ne sait jamais. Notre Watusi peut nous réserver encore d'autres surprises. Là, il faut laisser s'endormir tranquillement parce qu'en fait, on va le manipuler avec le tracteur après.
Donc il faut vraiment que ce soit en toute sécurité pour tout le monde, quoi. Delphine s'avance prudemment. Cette fois, c'est sûr. L'animal est plongé dans un profond sommeil. Donc là, malheureusement, ça confirme, c'est bien cassé. Tu as mettre une vache dessus, mais... Non, il n'est pas mort, madame. On l'a endormi parce qu'il est blessé. Vous pouvez circuler, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Notre vétérinaire va devoir maintenant euthanasier l'animal. Un acte nouveau pour elle. Une pratique que n'aiment pas les vétérinaires, mais nécessaire quand la médecine ne peut plus rien. Le Watusi a été transporté à l'abri des regards des visiteurs, dans les coulisses de Planète Sauvage. Delphine prépare le produit euthanasiant, qu'elle va injecter dans le cœur de l'animal. Docteur vétérinaire, la seule profession au monde qui a droit de vie et de mort sur un être vivant. Un acte responsable. L'euthanasie, c'est un grand problème éthique. C'est aux vétérinaires de faire à chaque fois le pour et le contre sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et de prendre cette décision. C'est jamais un plaisir, mais il y a des fois où on peut pas y couper, quoi. Même si on aime beaucoup les animaux, je pense que c'est aussi en aimant les animaux qu'on essaye de prendre les meilleurs choix pour eux, quoi. Delphine reste concentrée et veille à ce que l'animal ne souffre pas. Mais l'émotion est palpable, car le Watusi, malgré une forte dose d'euthanasiant, ne veut pas partir. Il s'accroche à la vie. J'arrive pas à l'euthanasier, je suis là avec 2 flacons, il n'a rien du tout, quoi, donc ça me désespère, quoi. Delphine part rechercher du produit. Delphine applique une dernière dose. Le Watusi part sans souffrance, dans un dernier souffle. Voilà, c'est fini. « 5 h du matin, Zoo Saint-Martin-la-Plaine. Toute l'équipe est sur le pont. Les bâtiments de l'association Tonga sont achevés et accueillent leurs premiers pensionnaires. 3 lions récupérés dans un cirque en faillite. Pierre Tivillon surveille l'opération. C'est le docteur Gérard qui est allé les chercher à l'autre bout de la France. L'équipe n'a pas dormi de la nuit. Une question d'habitude, la passion du métier. Là, ça se présente carrément bien. Ouais. Il y a déjà 2 déchargés, donc... Les fauves sont immédiatement guidés pour rejoindre leur nouvelle tanière. Des lions qui vivaient il y a encore quelques heures depuis leur naissance dans des cages de 3 mètres sur 2. Ici, chez Pierre Tivillon, ils vont pouvoir goûter un nouvel espace et bénéficier d'une nourriture saine, d'un vétérinaire et bientôt de larges enclos à l'extérieur des bâtiments. Cette fois, c'est le grand jour. Pierre Tivillon va accueillir d'autres visiteurs, des donateurs. Sans eux, ces animaux en détresse, abandonnés ou détenus illégalement, seraient tout simplement euthanasiés. Là, on a beaucoup de monde, là. Tonga doit encore s'agrandir pour pouvoir accueillir d'autres animaux sauvages, orphelins. Car, comme Pierre Tivillon aime à le dire, si je ne le fais pas, qui le fera? Eh ben, t'en as fait du beau, là. Donc là, vous avez 2 mâles magots qui ont été récupérés donc, dans la région de Lille. Et cette petite femelle vient, elle était dans une prison pour femmes en Grèce. Pour que sa maîtresse avait dû être emprisonnée, j'en sais rien. La petite femelle qui est là par terre, elle était chez une dame à Marseille qui est morte de vieillesse. Cette dame avait des chiens, des chats et un singe. À peine inaugurés, les bâtiments de Tonga hébergent déjà plus d'une centaine de singes saisis chez des particuliers, dans des cirques ou des laboratoires. Ils sont pour la plupart handicapés
ou traumatisés. Ici, ils vont pouvoir être soignés et surtout recréer des liens sociaux. Ce bâtiment ne sera jamais visible à l'intérieur, vous êtes vraiment des privilégiés et nous n'y rentrerons pas souvent. Donc vous êtes très prudents, vous ne vous approchez pas des grilles, ne faites pas de photos et nous essayons de ne pas trop rester, surtout devant les tigres, parce que je vous l'ai dit, Tigrou, que nous avons baptisé Tigrou, est très perturbé de son changement. Quant à la tigresse, elle est arrivée seulement mercredi de Paris, mais elle est bien aussi perturbée. Cette tigresse a 18 ans, elle n'a jamais vu d'autre tigre depuis 18 ans. Donc vous voyez le travail qu'il y a à faire. Je vais vous demander de me coller au mur. Kina. Elle est en haut, Kina, elle est là-dessus, la passerelle du haut. Ah, c'est la passerelle du haut. Première retrouvaille avec Kina pour la famille Chauvineau. Même s'il ne vient pas de public. Kina a trouvé sa place et son calme. Tout va bien. Bien, vous tenez bien à votre droite, à votre gauche, pardon, parce que là, vous êtes en face de félins qui viennent d'être saisis dans un cirque du sud de la France. Ces lions n'ont pas de crinière parce que ce sont des mâles qui ont été castrés. S'ils ont été saisis, c'est parce que ces gens n'étaient pas en règle au niveau administratif. Ils n'avaient pas le droit de les posséder. Et nous pensons, et je pense qu'Arnold est mieux placé que moi pour le dire, à votre avis, il y a combien de lions, de tigres, de félins détenus illégalement aujourd'hui en France? On compte à peu près 200 cirques, et je dirais 80% à une infraction qui peut être relevée. Ils avaient des noms déjà ou ils avaient... Oui, Princesse, Ouais. Mulan et Symbole, le gros à crinière. Oui, c'est merveilleux parce que d'avoir tous ces gens, c'est un encouragement. Pierre Tivillon cache son émotion. Ces nouveaux bâtiments, c'est une victoire de plus pour la cause animale. Un projet qui leur a mis 4 ans avant de réaliser et coûté 700 000 €. Un projet dans lequel tout le personnel du zoo de Saint-Martin-la-Plaine s'est investi bénévolement. Marc, notre chef animalier, a fait en 18 mois 15 000 km pour parcourir la France pour amener des animaux saisis, abandonnés. 15 000 bornes, on a fait. Voilà. Le problème, c'est que les animaux qui sont élevés au contact de l'homme, ils ne savent pas chasser, ils ne savent pas trouver leur nourriture et ils ne craignent pas l'homme. Donc pour un carnivore, il sera toujours plus facile pour lui d'aller manger un villageois ou une chèvre de villageois que d'aller chasser dans la nature. Nous avons, là ils viennent de faire ça avec un lion, nous avons pu envoyer des animaux, ils ont pu mettre des animaux dans des réserves, mais ce ne sont des animaux qui sont que dans des réserves. Et les réserves ne peuvent pas perpétuellement accepter des animaux. Et à ce moment-là, soit il y a une installation comme la nôtre pour les accueillir, soit ces animaux sont euthanasiés. Donc nous sommes tous condamnés à garder ces animaux pratiquement toute leur vie. Et ce que nous essayons de faire pour ces animaux qui sont nombreux, c'est de ne pas avoir de reproduction. Donc nous mettons nos femelles sous implant afin qu'elles n'aient pas de cycle. C'est un peu une arche de Noé. Oh, on peut y appeler comme on voudra, c'est un lieu d'accueil. Donc là, c'est les enclos extérieurs. Pierre Tivillon a l'art de convaincre, car il est convaincu lui-même. Il a tout prévu dans sa visite guidée, car il ne compte pas en rester là. Nous avons des possibilités d'extension, puisque là, vous voyez, le long de ce chemin, nous avons fait un bâtiment de 30 mètres, mais si nous suivons ce chemin, la périphérie de ce chemin, qui va là-bas jusqu'au conifère, là-bas en face de vous, il y a 600 mètres de long. Comme nos bâtiments font 30 mètres, sur 600 mètres, on peut faire 20 bâtiments. Vous voyez si je suis con, vous voyez à quel point, complètement cinglé. J'ai pas de rêve, j'ai que des souhaits à réaliser pour le bien-être des animaux, le reste. J'ai 66 ans, j'ai plus de rêve. À Paris, le docteur Kupfer, entre deux consultations de chien ou chat, répond toujours présent lorsqu'un cirque l'appelle. Ouais. Allez, on y va. Cette fois, c'est pour Bagheera, la panthère de la famille Bouglione. Il suffit de traverser le boulevard et le docteur est sur place. Car Bagheera, en dehors des spectacles, est à son aise. Elle se promène avec sa maîtresse. Bien, bien. Alors, ma Bagheera. Ah, bah, peut-être bonjour à la maîtresse. D'abord. Tu vas bien? Bonjour. On va aller dans le bar. Allez, avance, toi. Je suis là. Là, on se trouve dans le cirque d'hiver Bouglione, qui pour moi est une des salles les plus belles de France, dans laquelle je me sens bien,
Parce que bon, ça fait à peu près 25 ans que je connais la famille Bouglione. Non, non, laisse mon pied tranquille. Très sincèrement, j'ai l'impression d'être à la maison. Bagheera, s'il te plaît. Ah, mais elle est dans les chaussures. Ah oui, surtout les miennes. Ouais. Ah oui, tout baigne. Et c'est les lions qu'on entend, là? Oui. Ah bah. Ça, c'est... C'est la suite, c'est la salle de consultation. Ouais. Et il y a orchestre symphonique ce soir? D'accord. Quand je me suis installé dans l'atelier de cuir de mes parents pour transformer l'atelier de cuir en clinique vétérinaire, ça se trouvait à 200 mètres du cirque d'hiver. Et Thierry et Sandrine m'ont amené leur panthère noire à l'époque qui avait à peine un mois pour que je les consulte. Et donc je me suis occupé de leurs animaux et puis très rapidement on est devenu plus qu'amis. Je veux dire, pour moi je considère Thierry et Sandrine comme des frères et sœurs. Oui, je veux dire que j'ai... Oh, brave Mimi, c'est fini ma fille, c'est fini. Bagheera est une vieille dame. Bruno Kuffer lui soigne la queue qu'elle a tendance à rogner quand elle est nerveuse. C'est aussi l'occasion de l'examiner. C'est beaucoup mieux. Son état de santé est exceptionnel. Pourtant, elle est âgée de 24 ans. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. La famille Bouglione est reconnaissante au docteur Kuffer, qui la soigne depuis sa naissance. Ça, c'est nickel. Pour rentrer dans le monde du cirque, c'est pas compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est d'y rester. Je veux dire, il faut qu'il se crée quelque chose entre vous et le vétérinaire. Il n'y a pas qu'un rapport entre un patient et son docteur, si vous voulez. Il faut qu'il y ait de l'amitié. Je dirais que c'est certainement un des meilleurs vétérinaires qu'il y a en Europe actuellement pour tout ce qui est animaux sauvages. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Il fait partie de l'élite. Bagheera? Bon, pour moi, ça sera un coca quand tu arrives derrière le bar. On a bien un café. Je t'ai préparé des vitamines. Ça va être un comprimé et demi par jour. Oui. En même temps. Comme on prend dans la bouffe. Regarde, la panthère Bagheera de Thierry et de Sandrine est le symbole de mon entrée dans le milieu du cirque, puisque c'était quasiment la première dont j'ai eu le plaisir de m'occuper, mais m'occuper vraiment. Jouer avec une panthère, comme si c'était donné à tout le monde. Bien, ma fille. Et elle y va. Ah oui. Et elle y va. C'est rarissime, une panthère de 24 ans. Dans la nature, elle dépasse à peine 10 ans. Et ça, c'est dû à qui? C'est dû au vétérinaire. C'est dû à Bruno. Bon, tu me tiens au courant, mais normalement, dans 3-4 jours, c'est fini. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de sortir de ma cage? Ah bah oui. Bon, à très bientôt. Merci, ciao. Pendant ce temps, Delphine a décidé de recenser la population des loutres d'Asie qui vivent dans le village de Brousse de Planète Sauvage. On a des petits loutres qui sont nés à la mi-mai. Donc là, aujourd'hui, on va les sexer, puis on va les identifier. On va leur mettre une petite puce. Ouais, Cindy, tu me rejoins à l'outre? Ouais, j'arrive. Ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de les faire toutes descendre en bas. Et peut-être au fur et à mesure les mettre en haut une fois qu'on a fait le machin. Ah oui, une fois qu'elles sont faites. Tu vois? Alors, t'es resté tout seul, toi? Ouais. Oh là là. La misère. La loutre d'Asie ressemble à une peluche. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ça reste un animal sauvage. Donc des gants en côte de maille pour éviter de se faire mordre. Mais j'espère que ça va marcher parce que comme vous voyez, il y a quand même des trous dans les mailles. Ah bah ouais, parce que je pense qu'elles vont pas hésiter là, surtout en plein stress comme ça. Oh, t'es pas contente? Tu viens, Lalou? Non, non, t'as pas envie de venir. Malgré les gants en côte de maille, les dents de la loutre sont passées à travers. Tu enfonces ton mandrin jusqu'au bout, là, tu vois? Jusqu'au bout, là? Non, jusqu'au bout, là, jusqu'au que tu sois carrément dedans. Après, tu pousses à fond. Ouais, tu peux pousser à fond. Sur le truc. Et après, tu ressors délicatement. Ok. D'accord? Normalement, c'est bon. Ouais. Là, je suis dedans. Là, t'es dedans? Là, je pousse à fond. Ouais. La puce est en place, mais Delphine s'est fait mordre le doigt par une des petites loutres. Il y en a combien à faire comme ça? 5. Ça va? Ouais. Bon, voilà toi, voilà bon toi. Hargneux. Cette fois, alertés, les autres membres de la famille loutre viennent à la rescousse.
qui est là-dedans. Essaye de lui verser, de lui appuyer sur les côtés, là. Des deux côtés, là. C'est foutu vraiment pareil que l'autre, quoi. Ouais. Il dit un mâle, mais je les ressexe plus tard. Je pense que c'est un mâle, lui. Je pense que c'est un mâle. C'est important de faire le sexage? Ouais, pour l'avenir du groupe, c'est important parce qu'on veut savoir combien de mâles on a, combien de femelles on a. Et il faut éviter que les petits s'accouplent avec leurs sœurs et faire des échanges pour pas avoir trop de... Ça permet de bien les placer. Ouais, voilà. On a vu comment elle bouge. Pendant ce temps, la mère séparée des petits s'impatiente. C'est trop dur ce qui se passe. Elles vont rester un petit peu encore et après on les redonne. Mais oui. La journée touche à sa fin. Comme chaque soir, Delphine fait le tour du parc. L'occasion de repérer une anomalie ou un animal au comportement suspect. Et aussi les retardataires. Amis, c'est l'heure là! Allez, amis! Bouge! Allez! Amis! Il est malin, hein? Parce que c'est que dans l'eau, on peut pas le sortir. Amis, tu bouges maintenant! Le tigre n'en fait qu'à sa tête. Il ne veut pas rentrer. Seule solution, faire rugir le moteur. Peut-être qu'il va sortir là. Comment il est rentré comme un gagnant là. Ah, tranquille, ça se passe bien quoi. Ah, il est bon lui. Donc voilà, le petit crapaud qui est né aujourd'hui. Il gambade bien, c'est plutôt bon signe. Le fait de faire la rentrée des animaux, ça nous permet d'avoir un coup d'œil global, quoi, parce quelquefois on n'a pas le temps de faire le tour de la piste dans la journée. Donc c'est sympa, quoi. Zéfouille! Alors, Réal? J'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui étaient très compréhensifs, qui comprenaient que j'étais jeune et que je commençais, donc qui m'ont mis à l'aise. Et oui, j'ai fait cet effort-là d'être un peu indulgente envers moi. Et puis je pense que c'est vraiment ma détermination et ma passion qui m'a fait vraiment aller de l'avant, quoi, et je le regrette vraiment pas. Oh, Kamel, il est là, ton Abdoul. Il est là. Bibi. Bonne nuit, louloute. Salut, Kiki. Bon, et toi, t'es à la traîne, là? Allez, la grosse. Maison Alfort. École vétérinaire. C'est le dernier rendez-vous pour Ounda, la panthère des neiges du Jardin des Plantes. Vous ne m'avez pas touché parce que si elle vous mord un doigt. Alors, il faut qu'on garde à l'esprit que ce ne sont pas ni un chat ni un chien, ce sont des animaux sauvages. Oui, excusez-moi, moi je te jure, j'aime beaucoup les bêtes alors. L'examen qu'elle va subir va permettre d'évaluer enfin si son cœur fonctionne normalement. L'échographie d'aujourd'hui est capitale. Le professeur Valérie Chetboul avait il y a 3 semaines diagnostiqué une malformation cardiaque. Elle rend son verdict. Ah là là, c'est génial. Ah, c'est génial. C'est pour ça qu'elle a pris du poids. Ah, c'est pour ça qu'elle va mieux, Elle qu'elle va a pris super 4 mieux. kilos. Ah, mais c'est génial. Hein. C'est courant ce genre d'intervention sur une panthère? On pense que c'est la première au monde. Oui, c'est la première. Je pense que c'est la première au monde. C'est la première. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été fait. Pourquoi l'avoir fait aujourd'hui? Pourquoi vous être les premiers Parce qu'on est les meilleurs. Ça représente le succès d'une équipe amicale et très professionnelle. Ce sont des amis qui se sont retrouvés pour sauver l'animal. Ça représente ça d'abord. Ensuite, au niveau médical et scientifique, ça représente une première puisque c'est une première chirurgie cardiaque sur une panthère des neiges. Et c'est évidemment un intérêt très important puisque ça ouvre tout un champ de recherche, donc ça représente un caractère scientifique assez important, oui. Il faut imaginer que j'ai pris le cœur et on l'a mis la tête en bas, les pieds en l'air, comme ça. Quand on avait fait l'échographie avant intervention, eh bien, l'obstacle était vraiment très visible et sur certaines vues, on avait même pratiquement pas de passage de sang. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'obstacle a été en partie cassé. Et ici, on voit un net passage. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'était pas beau avant et super maintenant. Ça, c'est génial. Non, mais aujourd'hui, c'est moi, je suis heureuse, là. Aujourd'hui, je suis heureuse. D'ailleurs, Émilie, t'as mis le champagne au frais? Oui, champagne. Ça mérite ça.
Pour remercier tout le monde. C'est rare le champagne dans une salle d'échographie. C'est la première fois. C'est vrai? Oui, là c'est la première fois. Oui. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais... D'autres panthères ou d'autres... Ben, d'autres réussites. Ah non, on est heureux. Heureux. Qu'est-ce qui est plus sympathique, c'est le bruit? Tu l'as mis? Non, je vais le mettre. C'est la traversée. Nickel. Eh, super timing. Hein. Ah, t'as vu ça? Ouais. Elle se réveille. Elle lève la tête, là. Ah oui. La vision qu'on en donne avec les barreaux encore et tout, mais depuis qu'on a vitré, ça devient... J'envoie à mes enfants la photo de la panthère. Parce qu'ils ont suivi, ils suivent tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que là, tout le monde s'inquiétait pour elle. Le cœur de Hunda fonctionne parfaitement. Norine. Elle va pouvoir rejoindre les autres panthères du Jardin des Plantes et elle aussi fonder une nouvelle famille. Allez, à Hunda. C'est grâce à ce genre de collaboration entre le docteur Norine Chai et des spécialistes comme Valérie Chetboul et le docteur Borenstein que la médecine vétérinaire progresse un peu plus chaque jour. Quand on est passionné, quand on a une vocation, effectivement, on espère, ou du moins on s'attend à vivre des moments comme ça assez exceptionnels. Même si la journée est toujours exceptionnelle avec les animaux sauvages. C'est pas un métier, c'est une vocation. Le cabinet de ce docteur vétérinaire est unique en France. Des propriétaires font des centaines de kilomètres pour y faire soigner leur animal à l'allure souvent préhistorique. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin, André? Si, on a fait le parage du bec. Hein, oui. Ah oui, c'est qui a été rentré le jour avec le bec. Tu as vu comment elle avait le bec Complètement. Autant avant, enfin au-dessus et dessous, il y avait les incroyable, deux. Hein. Alors, tu vois, là, c'est après, donc ça lui fait un petit sourire. Mais en fait, faut s'imaginer qu'il était long comme ça et qu'il partait en pointe jusque-là. Jusque-là, et là, ça partait comme ça. Enfin, c'était... Là, elle a un bec de tortue, là. Sauf que, bon, elle a un petit sourire permanent, mais ça lui donne un certain charme. Hein. Hein, Nanette? Ça, c'est une tortue qui s'était faite bouffer par une autre. Là, c'est bien, tu vois, elle rentre bien. Super. Et la fracture de carapace, ça va, ouais, c'est beau. Vous êtes à fond, là. Voilà mon staff. Alors, quand elles sont à fond, en plein dans le boulot, tu vois, c'est comme ça. Alors, Audrey comme ça. Et puis Sandy comme ça. C'est ton caméléon, ça? C'est un caméléon perso à toi? Premier patient ce matin, le caméléon de Sandy. Il présente une inflammation de la bouche. Non, parce qu'elle mange quand même. Elle est bien grasse en tout cas. Hein. Comment ça, elle est bien grasse? Non, mais c'est pas un reproche. Tout de suite. Oh là, c'est une femelle, tout de suite elle est grosse et tout. Non, mais elle est bien grasse. Je veux dire qu'elle est en bon état général. Elle a un bon état dans bon point. Oui, bah, d'accord? Elle est bien grasse. C'était pas péjoratif. Pas tout de suite sur elle. En apparence, le caméléon se porte bien. Mais un détail retient l'attention du docteur. Bon, on va regarder. Regarde la langue là, sur l'écran. Là, c'est tout blanc. C'est tout blanc. Là, il y a les dents qui sont abîmées sur toute la mandibule gauche. Et là, l'infection est là. Là, c'est un signe d'anémie. Et l'anémie, c'est souvent secondaire au mauvais état général chez les reptiles. Donc, c'est peut-être le signe d'une infection chronique. Merci, Audrey. Faut juste continuer l'antibio, là, mais c'est bon. Tu vois, la glande temporale ici. Et je remettais du gel aussi, sinon je peux mettre que du Bétrine. Là, il faut vraiment de l'antibio. Non, mais ça va, hein, c'est pas une catastrophe. Hein. Tu l'as bien soignée à la maison, c'est bien. Ça va. Ouais. Ma petite bébête. Ouais. Elle, c'est une tarée de caméléon. Hein. Alors, elle est grave. Encore pire que moi. Et pourtant, mais non, elle est grave. Chez moi, il y a une pièce, rien que pour eux. Ouais. C'était une de mes clientes, Sandy, hein, qui m'a apporté son caméléon à soigner. Et puis, donc, j'ai rencontré comme ça. Et c'est vrai que c'est une vraie mordue, entre guillemets, des reptiles. Hein. Oh, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai un dans la salle à manger, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beaucoup 6 aussi. Non, mais c'est déjà beaucoup, parce que c'est beaucoup de temps passé. Ah, il faut du temps. Ouais. Des fois, j'en ai peut-être même pas assez, mais... Mais elle a laissé un petit peu de place à son fiancé aussi, quand même. Ouais, un petit peu. Hein, il a une cage aussi dans le salon, non? Non, mais je l'ai bien dressé, il s'occupe d'eux quand je suis pas là. Ouais, c'est pratique, ouais. Mais c'est primordial pour nous vétérinaires d'être bien entourés par des ASV compétents. C'est un maillon de la chaîne dont on ne pourrait pas se passer, qu'il faut surtout pas négliger. Qu'est-ce qu'il y a là, l'autre? Ah, c'est vraiment une raison de malade ici. Des jolies radios de qui? En dehors de ses heures de travail, Sandy continue de vivre avec les reptiles
Ces pensionnaires exotiques ont même conquis peu à peu l'espace de son salon. Et pourquoi il faut les arroser comme ça? Parce qu'en fait, c'est des animaux qui boivent à la goutte. Et donc, ils ont besoin de beaucoup d'humidité, mais ils n'iront pas boire au bac. Ou alors, certains peuvent le faire, mais c'est quand même pas fréquent. Donc, la plupart du temps, ils boivent au bord des feuilles, la rosée du matin. En fait, c'est la moitié de la petite maison de Sandy qui est consacrée à sa famille d'iguanes. L'attachement à ces reptiles est comparable à celui des chiens et des chats. Alors, celui-là, il a une histoire. C'est le premier caméléon que j'ai emmené voir au docteur Schilliger, qui avait justement une auréole au niveau de la base de la tête, là. Tout de suite, il a su ce que c'était. Effectivement, c'était suite à une brûlure. Il était resté trop longtemps sous la lampe et du coup, il s'était provoqué une brûlure tout seul. Au début, on pensait pas qu'il allait s'en sortir, mais c'était un gros doudou de terre fort et du coup, il y est arrivé. Donc une fois que vous en avez pris un sur les mains, vous le savez parce que vous avez comme des griffures de chat sur les mains. Donc tous mangent des insectes vivants, tant qu'à faire, parce que ça réagit au mouvement. Ça, c'est criquet. C'est des criquets vivants? Ouais. Hop là. Alors, on va voir les bébés. Et voilà les bébés. Alors là-dedans, il y en a 9. On va en prendre un au pif. 9 petits caméléons âgés de 9 mois. Voilà à 2 mois. À quoi ça ressemble? Voilà. Ouh, il se dit qu'est-ce qui m'arrive. Celui-là, c'est celui qui est né parmi les premiers. Et 3 semaines plus tard, c'est le dernier de la bande. La première fois que j'ai eu des petits, j'ai filmé la scène quand ils sortaient des œufs, tellement j'étais contente. Mais voilà, ça c'est le papa. C'est pas eux qui vivent avec moi, c'est moi qui vis avec eux. Bon, Sandy, c'était bien ta petite bête là, mais je vais te montrer. On a rentré ce matin un iguane. Ouais. Tu vas voir, c'est un furieux de chez furieux. C'est un beau mâle, tu vois, comme on n'en voit pas beaucoup. Mais alors, attention, il est super agressif, quoi. Comme la majorité des iguanes. Ouais, mais lui, c'est rock'n'roll, hein, tu vas voir. Il s'appelle Balthazar. Cet iguane, âgé de 18 ans, n'a plus de force et est très agressif. Non. Non, mais je veux dire, parce qu'il a l'air d'avoir une petite taille de queue comparée à... Mais il aime pas ce que tu lui dis aussi. Non, mais normalement... Devant ce gros reptile, il faut rester prudent. Non, mais... Oh là. Balthazar est très stressé. Le docteur Schilliger peut se faire mordre violemment. Il y a des reptiles qui sont dangereux, hein. Par exemple un gros iguane comme Balthazar, s'il vous mord la main, je te jure, on s'en souvient, hein. Ça peut être violent, hein. Pareil avec les serpents venimeux, il m'arrive d'avoir des cobras, des crotales, des grands venimeux, il faut faire très attention. Il t'a coupé? Avec ça, là. Non, alors toi, la semaine dernière, bouffé par un boa à la tête? Ah ouais, tiens, tu vois ce que ça fait un boa là qui te mord à la mâchoire? Ah ouais, je me suis fait... Et encore, ça s'est calmé, mais... C'est un côté un peu mystérieux. On est un peu témoin d'animaux qui ont survécu au fil de l'évolution de la planète, qui ont... Vous voyez, on a des formes réduites des dinosaures qui étaient des reptiles géants. Donc ça réveille aussi un petit peu en nous notre côté enfant, quoi, je pense. Bon, on va le mettre dans son terrain. Tu vas rentrer chez toi, mon grand, hein, cet après-midi, tu rentres à la maison. Ferme ta bouche un peu, là, tu seras mieux, là, tu vas te dessécher. Le docteur Schilliger fait une découverte de dernière minute. Attends, Sandy, il faut qu'on regarde autre chose. Tu vois, ce côté-là, des dents, elles sont toutes infectées. Là, elles sont normales, limite. Et là, quand on progresse vers l'arrière, elles sont toutes pourries. Ça pourrait pas lui faire mal au point de ne pas manger aussi? Si, ça peut, ouais. Ce qui expliquerait l'état de faiblesse de Balthazar. Une infection dentaire, en fait. C'est bon, je peux lâcher là? Tu tiens, Sandy, la tête pour pas qu'il te bouffe? Oui. Tu tiens rien? C'est pour lui tenir juste là, ouvrant les yeux. Là, c'est excellent. De face, regarde, de face, je te jure, c'est un raptor. Regarde, tu te mets vraiment en face et on dirait un raptor. Attends, je vais aller voir madame. Vous le tenez comme ça, là, ça va? Ok. Bonjour, madame. Excusez-moi, je suis désolé, j'étais avec un animal, je pouvais pas le lâcher.
Et ça, on continue à raison de 1 comprimé le soir. Ah, vous voyez, donc j'ai ça, on n'y touche pas. Je suis en train de l'étrangler. Ne bougez pas, hein, d'accord? La principale clientèle du docteur Schilliger, ce sont les canins. Mais le temps est suspendu lorsqu'il soigne les reptiles. Bonjour. Genre, il vous aime bien, vous? Non, mais il a fait une mauvaise réaction. Il a réagi à chaque garde. Mais c'est normal, c'est un mâle dominant. Et les mâles dominants, ils n'aiment pas les autres mâles. Une bonne dose de vitamines et le vieux Balthazar devrait retrouver une seconde jeunesse d'ici quelques jours. Il existe en France plus de 2 millions d'animaux exotiques détenus par des particuliers. Mais les nouveaux animaux de compagnie, les NAC, sont très fragiles. Il existe très peu de vétérinaires capables de les soigner. Je m'appelle Jean-François Quinton, j'ai 51 ans, je suis vétérinaire. J'exerce mon métier exclusivement sur les nouveaux animaux de compagnie, les NAC. J'ai le grand bonheur de le faire depuis 3 ans dans une structure de vétérinaires où nous avons pu mettre en commun nos connaissances, nos compétences et surtout avoir un plateau technique magnifique qui me permet d'avancer tous les jours un peu plus. Le docteur Quinton soigne près de 4000 NAC par an. Il doit sa réputation aux soins apportés aux oiseaux et aux rongeurs. Et une passion, le lapin, tous les lapins. Ah, ces rencontres au sommet, là, de lapins? Oui. Il fait drôle, ça. Oui, il est glamour, mais c'est... C'est la mode. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc alors il mange plus, ouais. Il lèche plus, il salive, il grince des dents. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger, votre lapin? Il est très gourmand. Aïe! Ah. Déjà, ça me fait mal. Ah oui, mais lui, il adore. Hein. Oh! Faut pas manger, faut pas qu'il mange des bonbons. Ah, c'est piteux. Bien. Alors, on va faire le tri. Ça, c'est bien, il en a besoin, d'accord. Oui, parce que là, il mange rien du tout. Ça, c'est des gourmandises. Alors, ils ont un goût pour le sucré. Bien évidemment, ce goût pour le sucré a été exploité par les gens qui font du marketing, qui comptent sur le désir de faire plaisir à son animal. Et du coup, ben, on donne ça. Il faut savoir que les lapins, ils sont adaptés à ne manger normalement que ça, en fait. C'est, hélas, tellement fréquent que les gens ne sachent pas nourrir leurs lapins que je passe une vraie demi-heure à chaque début de consultation, à chaque nouveau lapin, pour expliquer comment on nourrit un lapin. C'est important que vous compreniez ça. Donc, un petit crâne de lapin, c'est fait comme ça. Donc, il frotte ses dents les unes contre les autres, en permanence. Et c'est en frottant ses dents les unes contre les autres qu'il va les user. Les incisives ne vont plus être l'une sous l'autre, donc elles vont plus s'user non plus, et vous allez avoir ce phénomène avec les incisives qui se recourbent à l'intérieur ou à l'extérieur. Les dents des lapins poussent toute leur vie. C'est uniquement en mastiquant du foin qu'ils les usent. À l'aide d'une caméra, le docteur vétérinaire Quinton devient dentiste. Hein? Le problème, il est là. Les dents pénètrent dans la langue et empêchent le lapin de se nourrir. La propriétaire repart seule. La survie de notre lapinou dépend d'une opération dentaire qu'il faut pratiquer au plus vite. L'affection pour le lapin, elle vient quand on connaît ces animaux-là, parce qu'ils ont en fait chacun une personnalité tellement particulière. Moi, j'avoue que je suis toujours surpris de la qualité de relation que les maîtres ont avec leurs animaux. Les maîtres des lapins sont des maîtres incroyablement attentifs et dévoués à leurs animaux. Bon, je vous fais confiance. Hein. Bah, il faut. Je suis bien. Oui, bah oui. Bon, je reprends ça. Ouais, j'en veux pas. hors de ma vie. Sixième arrondissement de Paris. Nous sommes à la ménagerie du Jardin des Plantes, l'une des plus anciennes au monde. Ici, l'activité d'études et de soins sur les animaux est constante. Tu veux qu'on attaque la tortue de suite? Dès que t'es dispo, donc en fait on se ramène avec le matos, là-bas, directement à la nurserie. Ok,
c'est bon, je te rejoins au labo dans 2 minutes, là. Ce matin, le chef animalier a informé le docteur Chaille qu'une jeune tortue géante du Galapagos, en âge de se reproduire, n'a jusqu'à ce jour pas pondu d'œufs. Ce qui est anormal pour son âge. Tu veux que je remette celui-là aussi? Ouais, s'il te plaît. Elle a plus de 40 ans, puisqu'on a dit c'est la première fois qu'elle est mature. Et c'est pour ça qu'on est un peu inquiet, justement, parce que des tortues qui n'ont pas d'endroit pour pondre peuvent faire une rétention d'œufs. Si on ne leur offre pas les moyens de pouvoir pondre, elles font une rétention. Et si elle a vraiment des œufs très gros qu'on ait vus à l'écho, là, et ben après, il faut opérer. Il faut aller chercher les œufs, parce que sinon, elle va mourir. Et donc là, par contre, ça devient une opération compliquée, parce qu'une césarienne chez une vache, c'est facile. Mais là, ouvrir le bide d'une tortue, il faut couper la carapace. Le privilège qu'on a ici, en étant vétérinaire, c'est d'assouvir pleinement le métier de vétérinaire. Ici, on me donne les moyens de tout faire pour savoir ce qu'a l'animal. C'est bon, Norine? Moi, je suis bon. Ouais, je crois que c'est 60... c'est 80 kilos, je crois. On a une liberté de démarche diagnostique et thérapeutique qu'on n'aura jamais ailleurs. Je veux juste contrôler s'il y a des œufs. Et après, on fait la prise de sang. Une échographie est pratiquée pour localiser et visualiser les œufs. Et voilà, j'y suis. Si elle est capable de nous faire des œufs, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un aménagement pour qu'elle puisse pondre. Si les œufs ne peuvent être extraits, il faudra scier en deux la carapace de l'animal. Et là, tu vois, s'il y avait des œufs... Donc là, tu vois les trucs, là, ici. Ça, c'est les coupes du tube digestif. Si c'était des œufs, tu verrais des trucs plus sombres ou plus clairs? Plus clair. Tu verrais plein de petites boules. Plein de petites boules de ping-pong. Très blanches. Très blanches. Et derrière ces petites boules blanches, on verrait des zones d'ombre. Puisqu'en fait, ils cachent. C'est les grosses boules qui cachent, en fait... Du coup, ton nom ne peut plus passer derrière. Ton nom ne peut passer. C'est ce qu'on appelle un cône d'ombre, en fait. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas. Donc il n'y a pas d'œufs. La tortue est hors de danger. Mais très vite, un autre problème apparaît. J'avais pas remarqué que sa carapace était déformée comme ça derrière. Hein. Ça, c'est énorme, quand même. Elle est décalée, ouais. Quand tu vois les signes comme ça? C'est la croissance, ouais. T'as différence de croissance. T'as des différences de croissance, t'as vu? En tout cas, c'est pas terrible au niveau des... Ici, cette déformation qu'elle a derrière, c'est pas terrible. T'as m'a broyé les doigts, là. Le chef animalier devra surveiller cette anomalie. Je crois que je vais faire la... Mais le plus compliqué est à venir. Allez, let's go. Tu te rends compte, même avec la queue, elle est hyper... Si tu réussis sans rien voir et sans tenir la queue... Je suis balèze. Tu vois, là... Alors, tu vois, là... Tu y arrives Attends, par contre, faut qu'on ait du sang. Attends, je vais essayer au niveau de la dossière, là. Je vais voir si je la vois. Au milieu, ici. Norine tente alors une prise de sang dans la nuque de l'animal. Mais la tortue s'est réfugiée à double tour dans sa carapace. Oh, mais on est supposé être des spécialistes. Bon, laisse tomber. J'arriverai pas là. Elle est trop... mon aiguille n'est pas assez longue. Tu arrives? Ouais. Attends, Rudy, on va y arriver. Hein. Enfin, moi, personnellement, je mettais le temps sur les Seychelles, mais on y arrive. Bon, bah... Dernière tentative. Allez. Bon, tu me files la queue. Je me positionne bien. Oh, elle est toute propre, j'ai pas besoin de nettoyer. En fait, j'ai pris mon temps, j'ai regardé la courbure de la queue et j'ai suivi la vertèbre. Hop. Tu veux quoi comme tu... Une petite prise de sang, mais une grande victoire. La visite s'achève par une dernière auscultation de la carapace. Bon, c'est plat, chez plat quand même. Hein. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. C'est très plat. C'est très plat, là. On t'a embêté, là, hein? Allez, on va faire les résultats de l'analyse de sang, et puis s'il n'y a rien, on te remet avec les autres. Hein? Allez. Merci, la vieille. Elle n'est pas si vieille que ça, d'ailleurs, non? Dans la clinique où exerce le docteur Quinton, Titou le lapin va subir une intervention de dentisterie. En effet, son diagnostic a montré que ses dents du fond poussaient dans sa langue. C'est la raison pour laquelle notre lapin ne se nourrit plus et risque l'infection.
Titou subit une anesthésie légère avant de passer sur le fauteuil du dentiste. La phase critique est passée normalement. Puis direction la salle de radio. Le docteur Quinton a besoin de visualiser la mâchoire de l'animal. On n'a pas d'abcès, c'est déjà pas mal. Normalement, on m'amène 2, 3 des choses qu'il ne faut pas qu'il mange. Mais là, il y avait tout. Il y avait la pierre à sel, il y avait les friandises, il y avait... C'était mélange de graines. Ouais, la pauvre, elle avait... Elle ouvrait de grands yeux quand je disais non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. L'opération est simple, mais délicate. Couper les dents d'un lapin nécessite de l'expérience et beaucoup de précision. Il s'agit d'être à la fois fort pour arriver à extraire la dent et en même temps d'avoir le geste suffisamment délicat pour ne rien briser. Le risque aussi, c'est qu'on puisse fracturer l'os de la mâchoire au lieu de la dent. Juste la pointe si tu veux aller, tu peux le traiter à la pince-gouge, mais le reste surtout tu le fais en moteur. Une fois les dents raccourcies, le vétérinaire lime les incisives à l'aide d'une roulette de dentiste. C'est toujours surprenant et fascinant d'aller voir un organisme qui est différent que le sien. Par exemple, on ouvre cette bouche qui est minuscule, on peut y aller qu'avec une loupe parce que sinon on voit rien. Donc on rentre, j'allais dire, dans l'intimité d'un animal d'une façon que je trouve, moi, qui me sidère à chaque fois. Tout vétérinaire est tour à tour chirurgien, dentiste. C'est ça qui est intéressant dans le métier. Ce qui est bien avec les animaux, c'est qu'on se retrouve à être médecin qui fait tout, sur plein d'espèces. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve jamais dans les spécialisations humaines. C'est pas possible. C'est ça qui est intéressant. Titou est guéri. Il va pouvoir faire son premier repas dans quelques heures et retrouver des forces. Les journées du docteur Schilliger commencent toujours de la même manière. L'inspection de son terrarium. Le reptile est indissociable de son terrarium. Et bien, le plaisir d'avoir des reptiles est indissociable de ce qu'on appelle la terrariophilie, c'est-à-dire tout ce qui concerne la conception d'un terrarium, l'entretien d'un terrarium, les installations d'éclairage, de chauffage. C'est le plaisir. Ouais, là, on reproduit un peu la pluie en Nouvelle-Guinée, Papouasie. C'est la petite pluie du matin. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce que vous trouvez à un reptile sur le plan affectif? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme sorte d'échange avec ce genre d'animaux? Il n'y en a pas, ou presque pas. Il peut y en avoir pour certaines espèces qui sont un peu plus familières, mais il n'y en a pas. C'est comme un poisson. Quand vous êtes dans votre salon, vous avez votre aquarium qui est là et les poissons qui se baladent, personne ne pose la question à ceux qui ont des poissons, mais pourquoi vous avez des poissons? Mais un beau terrarium avec des reptiles magnifiques dedans, je suis désolé, c'est aussi joli que des poissons dans un aquarium. Ce matin, Lionel Schilliger ne se rendra pas à son cabinet. Il doit former des propriétaires à l'élevage des reptiles. C'est comme d'hab, en fait, tu sais, c'est pour des amateurs qui passent le certificat de capacité. En fait, moi j'interviens toute la semaine, ils ont un cours théorique et pratique. Et moi j'interviens ponctuellement pour leur expliquer comment il faut maintenir les reptiles en captivité, comment éviter qu'ils aient des maladies. C'est en fait le volet vétérinaire de la formation. Pourquoi les gens s'en occupent pas bien de la reptile? Si, pour la plupart, ils s'en occupent bien, mais c'est pas, tu vois, c'est pas comme un chien ou un chat où tu remplis la gamelle, tu mets de l'eau, tu les sors un petit peu. Là, c'est pas pareil, c'est des animaux exotiques, donc il faut vraiment les maintenir dans des conditions d'environnement qui sont précises. Il est interdit de posséder des reptiles à son domicile sans un certificat de capacité. Il y a un cadre juridique qui fait que pour avoir le droit de détenir telle ou telle espèce de reptile, il faut être titulaire de ce certificat, qui est une espèce de permis de conduire. Hein. Et l'intérêt, c'est que c'est justement dans le but que ces animaux soient maintenus dans les meilleures conditions possibles. Eh ben, je crois qu'on peut commencer. Donc, je souhaite à tous la bienvenue. Mon rôle, c'est de vous donner les clés pour essayer de faire en sorte que dans vos élevages, les maladies n'apparaissent pas. Parce que tout est là avec les reptiles. Vous savez, il y a un vieil adage qui consiste à dire « mieux vaut prévenir que guérir ». Mais c'est un adage qui prend toute sa dimension avec les reptiles, qui sont réellement des animaux fragiles. Alors la première chose à faire quand vous avez un serpent, c'est d'attraper la tête, parce que quand on a la tête, on sait qu'on peut difficilement se faire mordre. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tenir un serpent, il faut être une personne par mètre. Donc là, s'il y a une bonne âme qui veut venir avec moi pour m'aider à le tenir,
est-ce que quelqu'un peut me donner l'espèce? Le nombre de reptiles détenus chez les particuliers s'est considérablement développé ces derniers temps. Beaucoup de propriétaires les collectionnent sans aucune connaissance de leurs besoins et de leur fragilité. Le certificat de capacité est obligatoire. Il se prépare sur 1 à 2 semaines pour un investissement d'environ 500 €. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc voilà en gros comment c'est fait un serpent. Alors un petit conseil, quand vous remettez un serpent en sac, si là je lâche, il y a toutes les chances qu'il ressorte d'un coup. C'est ça qu'on enseigne, enfin que les participants sur cette capacité apprennent aussi, hein, c'est à savoir manipuler ces animaux, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un animal comme ça chez soi, puis de le laisser se sauver, puis après de dire oh, non, je ne peux pas l'attraper, débrouillez-vous. Voilà, il faut être à la hauteur du truc, donc il faut maîtriser l'animal. Donc ne relâchez pas vos efforts dans vos élevages, c'est une attention de tous les instants, d'accord? Si on relâche l'attention, c'est là où il y a des maladies qui arrivent. Et c'est ça qui rend la thériophilie si technique et si intéressante. C'est pour ça qu'on est tous là, c'est pour ça que, comme vous, je suis passionné de reptiles, c'est parce qu'il y a le côté challenge, il y a certaines espèces difficiles, mais il faut être très vigilant parce que c'est assez pointu, quoi. Hein, d'accord? Avec plus de 2 millions d'animaux exotiques en France, la mode des NAC est un phénomène en plein développement. À Nantes, un autre vétérinaire à l'hôpital Atlantia s'en est fait une spécialité. Je m'appelle Emmanuel Rizzi, j'ai 34 ans. Je suis vétérinaire depuis 10-11 ans maintenant, après avoir travaillé dans le secteur public, en école vétérinaire. Et je suis maintenant dans le secteur privé. Alors, le petit FC, comment ça va? T'es des crottes, nickel. Bon. Celui-ci, il respire vraiment mal. Ouais, non, faut le garder sous oxygène. Je m'occupe essentiellement, exclusivement d'animaux exotiques, animaux sauvages et nouveaux animaux de compagnie. Il a une fracture de l'aine. Voilà, vous allez le tenir contre vous. Docteur pour NAC n'est pas une spécialité en France. Les vétérinaires doivent continuer d'étudier continuellement pour parfaire leurs connaissances. On doit faire beaucoup plus que quand on est vétérinaire de chiens et de chats parce que c'est des animaux qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup de petits soins. Un environnement particulier qui est différent pour chaque espèce, ça mange pas la même chose, ça soigne pas pareil et ça fait un boulot monstre en plus. Entre un coq aux ailes brisées et un lapin apathique, Emmanuel Rizzi doit aujourd'hui inspecter une animalerie. Celui-là, tu es déjà venu? Oui. Oui. Donc ils ont les animaux exposés juste devant dans un couloir. Ces visites en animalerie sont obligatoires. Le docteur Rizzi vérifie que l'hébergement des animaux est conforme aux normes d'hygiène. Et là, il traque le moindre signe de maladie. C'est l'occasion aussi de transmettre son expérience aux futurs vétérinaires. Nous, on vient une fois par mois faire la visite sanitaire. Quand ils sont malades, ils peuvent faire appel à nous aussi ponctuellement en plus pour les soigner. Et une fois par an à peu près, la direction départementale des services vétérinaires, la DSV, passe et fait l'inspection complète. Je vais voir les malades avec vous, enfin s'il y en a qui sont à l'infirmerie. Hein, et Noémie, elle s'occupe des seins ici. Hein. Voilà, donc là, il y a bien une bonne infirmerie, une bonne petite pharmacie fermée, donc ça, c'est parfait. C'est balayé par terre, ça sent pas mauvais. Il faut voir qu'il n'y ait pas de péremption. Oui, c'est sale, il y a des seringues qui sont vides comme ça. Ça, faut jeter, quoi. Faut pas que ça reste exposé. Alors, les visites d'animalerie, c'est un autre métier encore. Hein. Ce sont des visites qu'on appelle des visites sanitaires. Donc on est là pour savoir et vérifier que tout est propre, tout est sain, que les animaux sont bien traités et qu'il n'y a pas des animaux morts partout, ou des gens qui sont malades à cause de ces animaux. Lui, on vient de le mettre derrière ce matin, donc il a une queue mouillée. D'accord. C'est bactérien et généralement ça fait une diarrhée profuse qui mouille la queue, c'est pas simple la queue mouillée, mais c'est surtout mortel et on perd tout le groupe, 80% du groupe en quelques jours. Et le souci, c'est que c'est très contagieux. Et là, l'animalerie peut perdre tous ses hamsters en une nuit. Il peut avoir 70-80%. Quand ça commence, donc il faut vite les isoler. Le hamster, lui, va mourir sous déshydratation à force de se vider. Donc antibiotiques, pansement intestinal, réhydratation, réchauffage. Les oiseaux constituent la population majoritaire des NAC dans une animalerie. Et malgré leur nombre, rien ne doit échapper à la vigilance du docteur Rizzi. Celui-là au fond, là? C'est bien fait de me le dire. Ok, il faut l'isoler. C'est justement ce qu'on cherchait.
Là, une patte cassée. D'accord. On traque les choses, mais on le fait en bonne entente avec le personnel. On ne pourra pas réparer, de toute façon, vu la taille. Les soigneurs ont une formation de soigneurs. Leur intérêt, au départ, c'est quand même ces petits animaux qu'ils soient en bonne santé. Et puis, il y a un magasin autour qui fait des bénéfices, qui fait du business. Et puis, après tout, je me dis pourquoi pas. De toute façon, tu les isoles dès qu'il y a quelque chose. Hein. Ouais. Et ben, le gris du Gabon, on se les fait voler. À nouveau. Oui. Donc c'est bien le deuxième qui est volé. Oui. Mais apparemment, il y a eu un souci sur pas mal d'animaleries. Il y en a pas mal qui ont eu de ce souci-là, quoi. D'accord. Il y a eu des caméras, ça a été filmé comme... Oui, parce que je me souviens qu'une fois, ça avait été filmé. Oui, mais là aussi, ça a été filmé. Un gris du Gabon a été volé la nuit précédente. Ces espèces rares sont très convoitées car ce perroquet qui parle vaut entre 800 et 2000 euros. C'est dommage. Il y a beaucoup de ventes de NAC en animalerie. Je crois que c'est la majorité. Il y a aussi des petits amateurs privés qui font de la reproduction et qui vendent occasionnellement un lapin ou deux, mais ce sont quand même les animaleries qui fournissent ces animaux. Donc notre clientèle est principalement formée grâce aux animaleries. Le prix des animaux dans ces animaleries varie quelquefois de 15 à 10 000 euros. De quoi motiver les voleurs. Signalé dans le cahier. Chaque animalerie doit pouvoir à tout moment présenter un registre dans lequel le vétérinaire consigne ses recommandations et ses décisions. Égal pour le hamster, c'est caractéristique. Ce qui serait regrettable, c'est que les gens s'en fichent complètement et qu'on vende 3 lapins un peu crevards dans le coin d'un magasin. Ce n'est pas le cas, en tout cas, en France, dans la grande majorité des animaleries. À la prochaine, je t'appelle pour le mois prochain. Hein. Allez, bonne journée. Salut. Retour à Paris chez le docteur Quinton. Une dame d'un certain âge vient lui confier une petite boîte. J'ai un malheureux là j'aimerais que vous ouvriez vous parce que... Oui. À l'intérieur de la boîte, un petit canari jaune du nom de Bernard. Plume toute gonflée, il se met en boule gonflée et puis il met sa tête sous les plumes. Ça c'est pas bon dans signe. La journée. C'est pas bon signe. Enfin, je pense vous l'avez depuis combien de temps celui-là, madame? Depuis... Il n'y a pas de petite bébête. À partir du moment où cet animal arrive accompagné par un maître, il y a autre chose. Il a fallu du temps, mais je me suis rendu compte que ce qu'on m'amenait à soigner, c'était pas un animal. Mais ce que les gens nous amènent, c'est la relation qui existe entre leur animal et eux. Et c'est ça dont un vétérinaire doit prendre soin. Tu es joli, tu as une belle couleur. Oh, il est joli, puis alors il chante à merveille. Il est maigre, hein, votre oiseau. Il mange pas assez, alors? Non, mais je pense qu'il est... Quand ils sont maigres comme ça, souvent, c'est qu'ils sont parasités. Il est calme, lui. Oui. Ce qu'on va faire, madame, je vais regarder au microscope. Hein. Je vais vous faire patienter un petit peu dans la salle d'attente, si vous voulez bien, le temps qu'on fasse ça. Et puis, j'en ai pour 10 minutes. D'accord. Entre-temps, une urgence se présente. Chippy, une jeune furette de 2 ans. Son propriétaire est très angoissé. Je lui ai enlevé sa nourriture. D'accord, vous avez bien fait. Et ce matin, elle était comme une folle. Hein. T'avais faim? Bah oui. Lui tordre un petit peu, là. Hein, t'as les chicots pas propres, hein. T'embête, hein. Ah, et puis elle aime pas hein, que j'y touche, hein. Je pense que c'est un peu douloureux. C'est pas un endroit facile où opérer là. Mais bon, de toute façon, on peut pas la laisser comme ça. En palpant l'animal, le docteur Quinton a senti une tumeur suspecte, probablement d'origine cancéreuse. Il choisit délibérément de ne pas faire partager son inquiétude au propriétaire très attaché à l'animal et décide d'opérer sans attendre. C'est une tumeur graisseuse. Une demi-heure plus tard, le verdict tombe. Il s'agissait d'une tumeur graisseuse. C'est bon, vous avez plus de moment? Le furet n'est plus en danger. C'est toujours dans ces cas-là, le post-opératoire, on n'est jamais sûr parce que quand on a eu une complication au moment de la chirurgie. La tumeur graisseuse a parfaitement été extraite du cou de l'animal. L'opération coûtera 150 € à son propriétaire. Les nacs sont très fragiles. Ils nécessitent une surveillance et des soins constants et donc d'un bon budget santé. Celui-là, c'est déjà fait opérer les dents. Juste les dents, c'est 200 €, quoi. Ouais. Ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Ça peut revenir très cher. Hein. Moi, il est resté hospitalisé une semaine. On n'a pas compris ce qu'il avait. On a multiplié les traitements.
500, 600 € par mois. Contrairement à la médecine humaine, les vétérinaires assurent eux-mêmes les examens en cabinet. Un investissement lourd en temps et en matériel. À partir du moment où n'importe quel animal vient accompagné d'un propriétaire qui me dit « c'est mon animal, il faut vraiment faire ce que vous pouvez », j'investis le meilleur de moi-même et le meilleur de la technique. Donc la médecine de qualité a un coût. Et le docteur Quinton ne néglige rien dans ses diagnostics, même pour un canari jaune du nom de Bernard. Oui, mais il y a des œufs de parasites dans ces fientes. Il a des vers, beaucoup de vers. Ah bon? Et on peut faire quelque chose? Bien sûr, on peut faire quelque chose. Je vais vous donner aussi un peu de vitamine. Oui. Pour le booster, du boost canari. Je vous rends Bernard. Bernard qui a été très sage. Oh, il est très sage. Ah oui, oui. Oui. Vous allez mélanger 0,4 ml par jour dans les graines. Je vous dois combien, s'il vous plaît? Alors, je vais vous dire. À l'autre bout de Paris, dans le 16e arrondissement, le docteur Schilliger entame une nouvelle journée. Parfait, à tout à l'heure, monsieur. Ah, on a l'intitulé. Voilà comment je suis frappée. Ouais, tous les jours. Maltraitée. Bon, je vais aller voir un peu, moi, les reptiles malades, là, ce que ça nous dit aujourd'hui. Bon, là, c'est des patients silencieux, en général. Hein. C'est l'avantage, c'est que là, ça n'aboie pas. Il n'y a pas eu d'urgence cette nuit, mais de nouveaux cas sont venus grossir la petite colonie exotique de son cabinet. Si tu as faim. Le matin, quand j'arrive, c'est de me dire, bon, voilà, il faut essayer de faire au mieux avec ce qu'on a comme moyen et comme connaissance. Non, bon, bah, il n'a pas faim ce matin, c'est pas grave. Hein. Pour ne pas se tromper de diagnostic, de traitement ou de pronostic. Chez les chiens et chats, les choses sont très codifiées, telle fourchette de normalité pour telle analyse. Pour les reptiles, c'est loin d'être aussi évident. C'est-à-dire qu'on suppose que lorsqu'on tombe sur tel résultat de prise de sang, ça veut dire que l'animal présente telle ou telle pathologie. Mais c'est souvent, on suppose que. Alors, on a Câlin et Câline. Câline est un serpent en convalescence. Alors, pour prendre un serpent comme ça, là, si je mets les mains dedans, il est tout à fait possible que je me fasse bouffer. Donc, vaut mieux avoir un petit peu de hauteur. Prendre un dossier pour recouvrir la tête. Voilà. Ce qui permet de masquer la tête et de prendre derrière. Voilà. Ça, ce sont 2 pitons qui ont été amenés à la clinique parce qu'ils ont été empoisonnés. En fait, ce qui se passe, c'est que le propriétaire a cru bien faire en leur mettant sur le corps un produit anti-puce, anti-tique pour chiens. Malheureusement, ce produit contient une molécule qui est très neurotoxique pour les reptiles. On leur a fait un traitement éliminatoire pour forcer leur organisme à éliminer le toxique, et puis maintenant, ils sont bien. Les 2 vont bien, il n'y a pas de problème. Séance muscu. Et ça, je pense que c'est Câline. Bonjour Câline. T'as des jolies dents, Câline. Mais il faut toujours faire attention quand même, parce que le serpent le plus pacifique qu'il soit peut un jour, sans raison, devenir agressif et se mettre à mordre. Donc, il faut juste faire attention. Tu veux rentrer chez toi? Hop là. Allez, ma grande. Ouais, donc, il faut accompagner les mouvements, il ne faut pas être brusque, il faut y aller tranquillou. Salut, ma grande. Ça, c'est une femelle qu'on va opérer parce qu'elle est suspecte d'un problème gynécologique, on va dire, c'est-à-dire un problème d'ovaire. Parce qu'elle n'a pas ovulé, et de ce fait, donc, chacun de ces ovules est devenu énorme, rempli de jaune d'œuf, et il y a un risque de péritonite. Apparemment, cette femelle iguane ne montre aucun signe de souffrance. Pourtant, la grosseur de son ventre s'explique par la quantité importante de ses œufs prisonniers dans ses ovaires. C'est de trouver la veine ventrale coccygienne qui est juste sous la queue, comme chez la vache. Donc là, je lui injecte un produit anesthésique. Oui, ma grande, oui, tu vas faire dodo, t'inquiète pas. C'est un truc qui m'éclatera toujours chez les reptiles, de voir la différence justement au niveau des anesthésies, même gazeuses. Vous avez vu, à la gazeuse, ils mettent du temps à s'endormir. Ouais, il faut les mettre toujours à 5% d'ISO. Et c'est marrant qu'il n'y ait jamais eu d'études là-dessus d'ailleurs. Voilà, dodo. Il aura juste fallu 15 minutes.
Tu dois... Un chien qui serait endormi tout de suite après l'injection. Une belle bête, hein. De beaux animaux, quand on prend le temps et la peine de regarder, c'est magnifique comme animal. Quand on ouvre, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Un peu plus que sur un chien ou un chat, ou quand on opère, on a fait beaucoup d'examens préalables, on sait un petit peu où on va. Avec un reptile, parfois, on a des surprises. On tombe sur quelque chose d'inattendu, une tumeur par-ci, un abcès par-là, un corps étranger ici. Donc, c'est un peu plus rock'n'roll, quoi. Vous voulez que je remonte la table? À l'ouverture, du jaune s'écoule. C'est une mauvaise nouvelle. Tu vois, c'est ce que je craignais, une péritonite. En fait, dans ces cavités générales, il y a plein de jaunes d'œufs. C'est-à-dire, ce sont les ovaires qui sont rompus. Et les follicules ovariens, en fait, répandent du jaune d'œuf plein sa cavité générale et ça crée une péritonite. Vous voyez? Et bon, on va se battre, hein, on va la sortir de là. On va tout éclater, là. Bah écoute, sûrement, parce que tu vois, il y en a plein. Heureusement qu'on l'a mis sous antibiotiques. Hein. Mais comment l'organisme peut supporter d'avoir autant de liquide dans le ventre? Parce qu'une fois que ça a éclaté, ça infecte tout le reste. Là, elle supporte parce que c'est un reptile, hein, mais ce serait une chienne ou une chatte, ça fait longtemps qu'elle serait en état de choc. Voilà. Alors, ça, c'est les yeux du côté droit. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'elle se remette de sa péritonites. Ouais, mais c'est pas gagné, parce que il va falloir qu'on la suive bien après au niveau réa pour surveiller la respiration et tout ça. Enfin, regarde, Sandy, il y a carrément des jaunes d'œufs pleins. Mais comment ça se fait qu'ils sont détachés Et ça, c'est ce qu'on appelle une ponte d'ovules ectopique, c'est-à-dire que la femelle a pondu des ovules qui n'ont pas été dans l'oviduc, c'est-à-dire dans l'utérus. Et tu vois, ça fait carrément un beau jaune d'œuf. Maintenant, il faut qu'elle se batte et puis après, si elle s'en sort, elle va être pendant 10 ans tranquille. Hein. Ça vit 15-20 ans à peu près à niveau année. Tous les œufs ont été enlevés et la paroi abdominale aseptisée. Cette femelle a une chance sur 2 de s'en sortir, à condition de se réveiller. Ce soir, Leslie vient assurer la permanence de nuit. Engagée dès sa sortie d'école, elle seconde le docteur Quinton. Oui, il faut leur mettre de la pâtée d'élevage, de la jaunette, ça s'appelle, c'est de la pâtée d'élevage. Diplôme de vétérinaire en poche, Leslie a décidé de se consacrer exclusivement à la médecine d'ENAC, les nouveaux animaux de compagnie. Leslie, elle a la personnalité, Leslie. Je l'ai connue, elle était étudiante véto, stagiaire. Elle est venue faire un stage à la clinique. Très vite, je l'ai vue fonctionner et je me suis dit, celle-ci, elle a le sens. Elle sait bien ce qu'il faut faire aux animaux, elle les connaît très bien. Allez, Obama, on est parti. Elle est très, très motivée. Il est 20 h. Alors que le docteur Quinton est sur le point de partir, une urgence vient d'arriver. Bonjour, madame. Ce hara, du nom de Charlie, est extrêmement faible. Malgré l'heure, les propriétaires inquiets n'ont pas hésité à se rendre en urgence chez un vétérinaire. Pour ne pas rajouter du stress à la maladie, le docteur fait une approche en douceur. Ça se voit que t'es un gentil oiseau. Bonjour. On se connaît un peu, hein? On se connaît tous les deux. Tu connais? Tu veux tous? Regarde que tu es un bon oiseau. Hein? T'es un oiseau malade, hein? Il a aucun tonus. Non, Aucun. il a les pattes froides même. Ouais. On voit qu'il a du mal à se réchauffer, il a du mal à... En fait, il venait le soir sur moi pour se réchauffer. Quoi. Parce que le fait d'être en contact sur la cage des autres qui était froide, il n'arrivait pas à se réchauffer. Non, mais il est vraiment faible. Hein. Et ça, les oiseaux, faut agir vite. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, n'aie pas peur. N'aie pas peur, t'inquiète. Bon, je vous emmène, je reviens. Je vous fais patienter dans la salle d'attente un petit peu. Le docteur Quinton n'a pas voulu avancer plus loin son diagnostic auprès des propriétaires, car le cas est très grave. Pour subir un examen plus approfondi, Charlie va être endormi. Mais son état de faiblesse est tel que l'anesthésie risque de le tuer. Parce qu'il n'est pas costaud. Faire du NAC, c'est se confronter à la vie, à la mort, beaucoup plus facilement que sur un chien ou sur un chat. Un NAC peut commencer un problème et 3 jours après en mourir. Ça va si vite que ça. Le soin est
principalement la chirurgie, oui, là, on rentre dans la possibilité de nuire rapidement. La radio révèle immédiatement le problème. Regarde ça. Tu m'étonnes qu'il soit pas bien, l'oiseau. Tenez, venez, on va voir les radios. Et puis je vais vous montrer les résultats. Alors, les reins fonctionnent, c'est déjà bien. Par contre, les radios sont très spectaculaires, vous allez voir. Elles sont là. Hein. Quand on fait de profil, on voit que non seulement le foie est grossi, mais aussi les reins, ils sont énormes. Et ça, je vais vous dire, c'est vraiment un signe de... Pour moi, il a la chlamydiose. Ouais. Ah, c'est la chlamydiose qui fait que ça gonfle comme ça? Je pense qu'on devrait arriver à le traiter. Oui. Ouais. Bon, le pronostic est quand même très réservé, malgré tout. Ouais. Okay. Ouais. Charlie ne rentrera pas chez lui ce soir. Son état est critique. Notre vétérinaire n'a pas donné trop de détails aux propriétaires pour ne pas les affoler. Oui, maman va téléphoner, elle va prendre des nouvelles. Puis dès qu'on peut, on vient te rechercher. Et toi, tu prends des forces. Hein? Ouais, tu fais le grand, hein? T'es le grand, hein? Ouais, t'es un grand bonhomme. Hein? T'es costaud, hein, Charlie? Maman reviendra, hein? Alors, les hospitalisés qu'on a. Celui-ci, Marcelin, extraction des incisives. Ouais, Stegna, ok. Stegna, on a vu. Reste, là, non. Il y a mon radavier, donc ça, c'est vu. C'est bon. Bon, celui-ci. T'as vomi ou quoi? Non? Qu'est-ce que c'est, ça? Bah, ça ressemble à de la régurgitation, oui. Ah oui, tu parles. Oh là là. Bon, faut pas qu'il ait froid. Tu gaves un tout petit peu, c'est tout. Demain matin, tu réhydrates. De toute façon, tu m'appelles. Hein? Je passerai s'il faut. Il est temps. C'est bien. C'est Leslie qui dirige maintenant. Il est 21 h. Avant de partir en week-end, le docteur Quinton transmet ses instructions à Leslie. Si je me souviens bien. Minuit. Leslie, préoccupée par la santé de ses pensionnaires, ne dort toujours pas. Ouais, mais ça va mieux maintenant. En fait, à force de les voir, et puis bah, c'est vrai que je reste toujours un peu plus le matin pour suivre les consultations et tout ça. Donc, à force, puis je bouquine pas mal aussi. Donc, quand on s'y intéresse, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, c'était stressant. J'appelais tout le temps le docteur Quinton. Maintenant, je l'appelle plus beaucoup. Toutes les 2 heures, Leslie doit donner à manger ou faire avaler les médicaments aux animaux en détresse. Si tu vas tout là-bas, je pourrais pas t'attraper. Pour Charlie, elle se fait assister. Tu veux lui passer la sonde? À l'aide d'une sonde, elle tente de lui faire avaler un peu de nourriture mélangée à ses médicaments. Les prochaines heures seront capitales dans le processus de guérison de notre hara. Mais Charlie vomit immédiatement le traitement que l'on vient de lui administrer. Va-t-il passer la nuit? Il est 2 h du matin. Leslie va tenter de dormir quelques heures. Mais au petit matin, l'état de Charlie s'est aggravé. Où on en est avec les hospitalisés? Alors, le hara, pas top, en fait. Il respire pas très bien, je trouve, aujourd'hui. Il allait pas mieux ce matin, tout à l'heure? Là, je trouve que ça s'est empiré, en fait. C'est dégradé? Ouais. Écoute, je vais passer le voir. Ok. De toute façon, s'il y a un doute, je préfère passer. Ouais, d'accord, ça marche. D'accord. À tout de suite. À toutes. Pas de week-end pour le docteur Quinton. Priorité à l'état de santé de Charlie. 8 h 30. Préoccupé par l'état de santé de Charlie, un hara, le docteur Quinton sacrifie son week-end et revient en urgence. L'état de santé de Charlie s'est sérieusement dégradé pendant la nuit. Du coup, il est pas... il est peut-être fatigué aussi, je pense, à force. Mais bon, il est quand même moins bien que ce matin, ça c'est sûr. Le positif, c'est qu'il a mangé tout seul. Mais... Tu peux le sortir, on va le regarder. Charlie a bien mangé, mais a perdu encore des forces. Dis donc, elles sont noires, ces fientes. Ah oui, oui, très. Et elles sont toutes petites. Alors, et une autre hypothèse, hein, c'est l'intoxication. Ouais.
Pas du tout. Il est pas C'est pire qu'hier, je trouve, moi. Pourtant, il était vraiment mieux tout à l'heure. Ça va pas? L'animal, je m'en occupe sur le moment comme si c'était le mien. Je laisse toute la place à l'espérance. Je retourne voir l'animal, je regarde, tu vas mieux. J'essaye un petit truc, en disant peut-être si j'ai pas essayé, allez, une petite vitamine en plus, ou j'attends encore un petit peu. Aucun animal ne franchit la porte sans que je me dise ouais, je peux faire quelque chose. Oh, c'est déprimant, ça. Alors, en plus, la dame, elle m'a dit au téléphone... Le docteur tente un dernier traitement. 3 semaines à la fin de la semaine, donc s'il faut le garder, même 3 semaines, on peut le garder 3 semaines. Lara? Voilà. J'adorerais qu'on le garde 3 semaines. Mais déjà, si on le garde 24 heures, on serait content. Le pronostic vital de l'animal est engagé. Seul un miracle peut désormais sauver Charlie. Bon, je vais appeler les propriétaires. Les propriétaires. Oui, docteur Quinton, l'appareil. Oui, bonsoir, je suis revenu voir votre perroquet. Bon, il m'inquiète, hein, honnêtement. Hein. Oui. Il est mal depuis combien de temps, excusez-moi, vous m'avez dit depuis 1 semaine, vous le trouvez mal? C'est vraiment... C'est réservé, hein. Je sais pas ce qui va se passer. Ouais. Oui. Voilà. Au revoir, madame. Le silence s'est installé dans le cabinet. En attendant les propriétaires, seul espoir pour Charlie, la cage à oxygène. À l'autre bout de Paris, un autre drame se joue. L'iguane du docteur Schilliger, opérée d'une péritonite, ne se réveille toujours pas. Allez, ma grande, on se réveille. Ça fait mal, hein, quand on se fait mordre par un iguane, ça serre bien, ça écrase, ça déchire. Ouais, une de mes plus mauvaises morsures de reptile, c'était un iguane là, à la main, en fait. Je me suis fait mordre, puis ce qui m'a vexé, c'est que j'ai vu l'iguane qui a avalé un petit morceau de ma main. Je sais pas pourquoi ça fait... J'ai pas aimé, quoi. Les journées se ressemblent pas, on a des caniches, des labradors, et puis après on passe à un iguane, puis après on passe à un serpent, après on voit des chats, ensuite on passe à un caméléon. Non, c'est génial. De temps en temps, il y a même un croco, donc non, c'est génial. Franchement, c'est super. Moi, je m'éclate, hein. On fait tout dans une vie de veto. Hein. Bouche à bouche, un iguane, fait... Ouais, vas-y. Voilà, respire toute seule. Bon, allez, ça c'est bon. Je vais appeler la propriétaire. Fais gaffe, il est un peu chaud, le pogona, là, il a la gueule ouverte. Madame Collier. Oui, bonjour, c'est le docteur Schilliger à l'appareil vétérinaire. Je vous dérange pas? Je vous appelle pour vous tenir au courant parce que l'intervention vient de se terminer. Et écoutez, ça s'est plutôt pas mal passé compte tenu de ce que j'ai trouvé. Ben, j'espère aussi, je croise les doigts avec vous. Hein, c'est du 50-50 à peu près. Maintenant, Madame Collier, si vous voulez passer à la clinique dans l'après-midi ou dans la soirée pour lui rendre une petite visite, j'y vois pas d'inconvénient. Hein. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir. Lionel Schilliger a le sourire. L'opération sur la femelle iguane est une réussite. C'est pour ce genre de moment qu'il pratique ce métier avec passion. J'avais des reptiles à la maison depuis que j'étais enfant et tout ça. Et puis il y a eu le volet vétérinaire. Mais à l'époque, c'était complètement dissocié. Hein, il était inconcevable de prodiguer des soins à un reptile malade. Donc si je me suis orienté vers cette profession, c'est vraiment par amour pour les chiens et les chats qui sont mes premiers amours. C'est le pauvre mignon, chat. Ça, c'est une petite princesse, ça. En fait, c'est pas une princesse, c'est une peluche. Maintenant, ils ont fait des peluches vivantes, vous voyez, avec un cœur qui bat. Et c'est ça. Merci, Pounette. Chipi. Alors, verdict. Waouh, 4 grammes. Punaise. Alors ça, Maxou, c'est mon toutou. Ça, c'est mon petit chien chéri. C'est le toutou à son papa. Il est trop mignon. Et il a fait une pancréatite aiguë il y a 6 mois. Donc on a failli le perdre. Hein, après avoir léché une poêle pleine
de graisse, d'huile, de friture et tout ce qu'on veut. Et deuxième complication, donc diabète. C'est-à-dire que là, il a un taux de sucre dans le sang qui est voisin de 4 grammes par litre, donc ça fait beaucoup. Max doit sa survie à cette petite injection d'insuline. Je pourrais pas me passer des chiens et chats. Franchement, je pourrais pas. À tel point que je vais peut-être même vous surprendre. Mais si on me demandait de choisir, ben je crois que je garderais les chiens et chats. J'espère ne jamais avoir à le faire, hein, parce que franchement, ça serait une blessure pour moi d'avoir à renoncer à cette médecine des reptiles. Bonjour madame. Le docteur Chiligeur reçoit les propriétaires de l'iguane femelle. Écoutez, ça continue à aller de mieux en mieux, donc je suis content. Je suis content parce que... J'ai appelé tout à l'heure ouais. Justement pour avoir des nouvelles, donc... On vous a dit que ça allait bien. Oui. C'est vrai que franchement, je ne peux pas espérer mieux en termes de récupération, parce que là, elle a l'abdomen qui est souple, elle est vive, elle est bien. Alors, comme je vous l'ai dit hier, quand je vous ai appelé, en fait, elle avait une péritonite secondaire à un problème d'ovaire. Donc voilà, c'est pour vous dire que maintenant, elle est définitivement débarrassée de ce problème-là, qui est un problème strictement gynécologique, puisqu'elle est stérilisée, donc elle ne pondra plus d'œufs, elle sera tranquille sur ce plan-là. On va aller la voir si vous voulez. D'accord ? Mais je vous en prie, venez. Venez, venez. Oui, hein, vous voyez ? Ah oui, elle est bien, hein ? Ah oui, je vais faire un peu. Ah oui, elle est comment on regarde, mais ça. Je peux la prendre ? Oui, sans problème. Viens voir ma puce. Hop là. Coucou Erwen. Voilà, vous mettez une main sous son bassin. Voilà. Attention de ne pas vous faire griffer parce que... Oh, elle est vraiment mieux. Ah. C'est pour ça que je pense que fin de semaine, elle rentre à la maison. Oui, samedi, voilà. Samedi, vous pouvez venir la chercher. Sauf complications, parce qu'il faut encore être prudent. Hein. Comme je vous ai dit, il y a les 48 heures post-op, mais là, pour le moment, ça va. Ça lui a fait une liposuction, du coup, hein, parce que là, on n'a pas pesé tout ce qu'on a retiré, mais je veux dire qu'il y avait du matériel. Hein. Elle est très câline, elle vient, quand on la prend dans les bras, elle vient, et puis elle recherche beaucoup de caresses aussi. Certaines personnes ont vraiment la fibre pour savoir s'y prendre avec tel ou tel animal, et puis c'est vrai que tous les animaux apprécient les caresses, hein, vraiment. Donc les iguanes apprécient le contact de la main qui est chaude, apprécient les caresses comme vous faites, donc ça ne peut que contribuer à son bien-être. Hein. Oui. Ben voilà, parfait. Bah écoutez, on fait ça, puis reprenez des nouvelles quand vous voulez. Hein, d'accord ? On sort de l'école vétérinaire avec 2 espèces, chien-chat. Et là, boum, d'un coup, 8000 espèces. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est ça qui est à la fois fascinant, c'est ça qui est aussi un peu flippant, parce qu'on se dit, mais comment on va pouvoir faire face à tous ces animaux qui sont si différents sur le plan anatomique, physiologique, comportemental. J'en découvre tout le temps. Même si ça tourne un peu toujours sur les mêmes 20 ou 30 espèces présentées en consultation, j'en découvre tout le temps. La médecine des reptiles est une science qui n'a qu'une trentaine d'années. Ces animaux, dans notre environnement, sont beaucoup plus fragiles que les chiens et les chats. Les propriétaires de Charlie ont été convoqués. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont devoir prendre une décision grave. Bonjour. Bien, je vais te dire. Oh, il va. Leslie n'a pas la force de leur annoncer qu'il n'y a plus d'espoir pour Charlie. Je crois que même... On tente même pas. Là, je suis pas sûre. Ouais. Est-ce que ce serait pas lui faire subir encore Je vous laisse toute seule avec lui. Leslie s'éloigne et laisse le temps aux propriétaires de prendre leur décision. Je pense qu'à force, on s'y fait, mais il y a vraiment des situations où je pense non, on s'y fera pas. Enfin, moi, personnellement, je me dis que... Enfin, voilà, les gens sont très impliqués et c'est difficile. Surtout quand on... Enfin, voilà, quand on essaie de tout faire et que, voilà, on se retrouve un peu confronté à une impasse.
Donc, oui, éventuellement, lui abréger ses souffrances. Ah oui. On ne tente pas le... C'est comme vous voulez, vous. Est-ce qu'on continue à le garder comme ça ou De toute façon, si on fait des examens poussés, ça, puis il a peu de chance. Honnêtement, on peut faire une quand j'en suis, ouais, je préfère... Non, mais c'est pour lui. Là, ouais, bah oui, moi je trouve que là, il doit souffrir. Moi, personnellement, je pense qu'il souffre. Aussi, ouais. Je le ressens comme ça. Il veut que ça s'arrête là. Donc, on va aller en bas. Ce moment est également douloureux pour Leslie car elle va devoir euthanasier Charlie. Sa propriétaire l'accompagne jusqu'à son départ. Pour abréger les souffrances de Charlie, Leslie l'endort à l'aide d'un gaz soporifique. Son état de faiblesse est tel que l'anesthésie suffira à le laisser partir. Paris, ménagerie du Jardin des Plantes. Aujourd'hui, l'équipe de Noreen Chai a la tâche d'effectuer un recensement dans le secteur le plus prisé par les enfants, le reptilarium. Ah, j'ai pas fini, hein. Celui-là, c'est loupé. Il mord déjà? Ouais. Sérieux? Sérieusement, non, mais ça commence à... Ouais, il commence à serrer. Faut faire gaffe de pas le lâcher, parce que sinon, on est mort. L'impression que c'est une femelle. C'est des lézards. Des varans. Et lui, il remonte là. Parce qu'on va les amener chez le vétérinaire pour leur faire un examen et puis on va essayer de regarder si c'est un mâle ou une femelle. Parce que comme ça, on ne sait pas. On va le piquer? On va l'endormir, oui. Mais on va pas lui faire de piqûre, on va l'endormir avec du gaz. Attention les enfants, attention. Les reptiles en question sont de très jeunes varans. Ils sont transportés au laboratoire pour étudier leur sexe. Je vais mettre... Attends, je vais voir la gueule que ça a. Noreen, c'est toi le spécialiste, hein? C'est toi qui viens la mettre dans... Oui, je l'ai chopé. Les trois sont dans le même? Bon, bah, tu peux taper à 2, c'est bon. Okay, 2. Ouais, c'est bon, voilà. Le varan est anesthésié au gaz, car le docteur Chai veut déterminer le sexe du reptile en lui introduisant une caméra dans le ventre. Donc là, tu retapes à 3 en ISO. Bon, tu peux lâcher, c'est bon. C'est bon? Est-ce que vous pouvez vous, ouais, c'est bon pour les trois, passer de moi, hein, oui. Vous vous débrouillez? Oui, Ayette, je viens de suite. Alors, ensuite, c'est pas stérile, mais c'est propre. Bon, le champ est stérile, mais une fois qu'on a le temps, après, c'est plus stérile, mais au moins c'est propre, quoi. Même si l'intervention qui va suivre est simple, toutes les précautions sont prises. En fait, le but du jeu, là, c'est juste de voir si c'est un mâle ou une femelle. T'as vu ta petite incision? Tu soulèves ta peau et tu perfores. Tac. Tout doucement. Attends, il bouge un petit peu. Ouais, les organes sexuels de ces varans ne sont pas visibles à l'extérieur, car ils ne sont pas encore matures. C'est calmé, là? Tu prends ton endoscope. L'endoscope est un appareil optique, une caméra pour explorer l'intérieur de l'animal. Voilà, c'est bon. Je suis dedans. Ok, t'as la veine ventrale qui est là. T'as les reins de part et d'autre. J'ai le côlon. C'est quoi ça? Ça, c'est le tube digestif. Tu vois, c'est là, normalement, où il y a les grappes. Ou le testicule. Moi, je parierais pas, mais je crois que je dirais que c'est un mâle. Quel intérêt de sexer aussi tôt les jeunes? Bah, c'est qu'ensuite, ça nous permet de gérer mieux la collection, de les placer. Comme ça, on peut proposer à d'autres institutions, tiens, bah, on a 2 mâles, 3 femelles. Et on peut plus facilement gérer de façon plus interactive et immédiate nos collections. Ah non, c'est l'épididyme. Mais je pense qu'on va faire ça. C'est l'épididyme et ça, c'est une couille. Ouais, ouais, tu vois, c'est une... c'est un mâle. C'est un testicule mature. Là, ça ressemble à ça. C'est juste à côté des reins. Les reins, de toute façon, c'est mon repère. Ce type de manipulation permet au Dr Chai
de parfaire ses connaissances sur les reptiles ou les amphibiens. La médecine des amphibiens est relativement précaire, voire même embryonnaire. Donc c'est intéressant le vivarium pour moi parce que j'ai un peu commencé à débroussailler en fait ce domaine des amphibiens et un peu des invertébrés. Ou alors attends, non, je suis bête. Ça c'est la surrénale qui est juste au-dessus de cette masse informe qui est une grappe ovarienne immature. T'as vu la différence? Ouais. Allez, basta. Puce? Oui. Celle-là, tu veux la faire? Norine aime faire partager son expérience à de jeunes vétérinaires. Là. Donc là, non, pas là. Vas-y, c'est là. J'essaie de donner une ambiance où les gens se sentent bien. L'humour me sert à détendre. Pousse dans la brousse et me sert à déstresser des tensions éventuelles sur des situations particulières. Bah, du coup, on balance tout dans le même sac et puis on prend celui qui avance. Tu sais quoi, tu sors l'autre. Bon. Balance, tu sors l'autre. Non, non. Oui. Ouais. Attention. Oh, tu vas avoir une crise cardiaque à force. Grappe ovarienne qui est là. Alors, on va comparer. Toutes les trois. Donc, t'as vu la taille, regarde. Ah, ça fait plus mal, non? Celui-là, ça fait vraiment mal. Ouais, c'est pas facile, hein, franchement. Et moi, je dirais femelle, celle-là. Ouais, c'est pareil que l'autre. Hein. Bah, en fait, il est juste plus gros, celui-là, en même temps. Oui. Et là, fais-moi, toi. Fais-moi la tienne. Donc, tu vois, on parlait de queue, tu vois, donc, la mienne est plus grosse que celle de Rudy. C'est bon, t'es dans le zapping. Bon, vous en êtes où? Bah, on a fini. En tout cas, le gros a un sac différent des deux petites. Bon, a priori, donc ça devrait... Voilà, et surtout que les... de visu? De visu, c'est chaud. Hein. Rien, Si, on voit. Ils sont un peu trop jeunes, quand même. Ils sont vachement jeunes, mais tu as déjà une différence au niveau... Que tu vois, à l'endoscopie, tu as bien vu. On voit vraiment bien la différence. On a vraiment vu deux sexes pareils et un... D'accord, ok. Voilà, ils sont bien réveillés, puis voilà. 3 varans, 2 mâles et 1 femelle. Cette information est précieuse pour la conservation des espèces et sera transmise aux autres zoos de France. Tout à l'heure, vous vouliez pas rentrer, maintenant, vous voulez pas ressortir de là, hein? Normal. Non, tu sors pas ici. Voilà. Et de 2. Et de 2. Et le troisième est déjà parti? Oui. Attention les enfants, je vais fermer la porte. Attention les enfants. « 6 h du matin, le docteur Schilliger reprend le chemin des écoliers. Je pars à Lyon pour une nouvelle semaine de formation continue en médecine interne à l'école vétérinaire. Voilà, cette semaine, c'est cardiologie, pathologie respiratoire. Donc, comme d'hab, ça va être super. Donc, je vais m'instruire, je tourne sur les bancs de l'école. Malgré ses longues années d'expérience, à 42 ans, le docteur Schilliger continue de se spécialiser en passant de nouveaux diplômes. La formation continue, c'est super important, sinon on est vite largué. Non seulement c'est important, mais ça va même devenir obligatoire. Hein. C'est-à-dire que les vétérinaires seront tenus de faire état de formations continues qu'ils ont suivies sous forme de points cumulés dans l'année, comme un pilote d'avion hein, qui doit avoir tant d'heures de vol pour pouvoir avoir le droit de continuer à voler, et ainsi de suite. C'est un peu pareil, mais ça c'est important. Une fois par semaine, une quarantaine de vétérinaires suivent cette formation continue dans les locaux de l'école vétérinaire de Lyon. Aujourd'hui, le cours est consacré à la cardiologie chez les canins. Et dans la salle, les femmes sont majoritaires. T'as été à Paris lundi? Ouais, j'ai vu, ouais. T'aurais dû passer me voir. Bonjour. Bonjour. Dans les écoles vétérinaires, il y a maintenant 90% de femmes étudiantes et 10% d'hommes. C'est un métier qui se féminise énormément et c'est sûrement très bien. Donc quand on recrute des vétérinaires remplaçants ou remplaçantes, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir des femmes que des hommes.
Pendant ce temps, c'est le docteur Anne-Sophie d'Orléac qui remplace l'étudiant Schilliger. Donc à l'intérieur de ce sac, on a une grosse tortue sulcata qui a été adoptée il y a 3 semaines par le propriétaire. Du coup, la respiration des reptiles est assez lente et pour l'instant, il n'y a pas assez de gaz pour qu'elle soit endormie. Elle est un petit peu plus ralentie, mais on n'arrivera pas à faire les examens qu'on veut encore. Hop. Cette tortue qui appartient à un particulier présenterait une nécrose de la langue. 60 ? Bah 60. Merci. Anesthésie gazeuse, non, elle est vraiment beaucoup trop lente. Là, du coup, on passe à la vitesse supérieure. Pendant ses absences, le docteur Schilliger se fait remplacer par des jeunes vétérinaires qui ont choisi de se spécialiser dans les animaux exotiques. Mais rien n'est simple, surtout quand le patient est une tortue géante. Là, elle ouvre la gueule, là ? Je suis dedans. D'accord, bon bah c'est bon alors. Ce cœur que vous voyez sur cette diapositive, eh bien, c'est celui-ci dont on veut savoir s'il est en bonne santé, s'il fonctionne bien. Bien loin des agitations de son cabinet, tout est calme et concentration pour le docteur Schilliger. Le cœur et d'autres organes, et en particulier le tissu, le système pulmonaire. Ouais, c'est bon. Donc là, on effectue en fait des prélèvements histologiques, c'est-à-dire que on récupère certains morceaux de nécrose avec du tissu sain pour qu'à l'analyse, ils puissent nous dire quel type de tissu, quel type de lésion, et pour après adapter le traitement. Il y en a même sur les parois. Oui. Soigner un ac nécessite plus de temps qu'un chien ou un chat. Anne-Sophie prend du retard sur ses rendez-vous. Pendant un mois avec son antibiotique. Je comprends qu'elle ne mange pas aussi, hein, parce que non. Hop, donc on a les prélèvements. Ok. Par contre, t'embête pas, hein, je vais continuer parce que tu vas te mettre trop à la bourre. Là. Ouais. Allez. Assumer la responsabilité d'un cabinet aussi réputé que celui du docteur Schilliger est une chance pour Anne-Sophie, mais également un stress. Elle a pris du retard sur les consultations. Heureusement, Sandy, assistante spécialisée vétérinaire expérimentée, a pris le relais. Je sais quoi lui donner, mais en fait, c'est vrai que c'est bien d'avoir le docteur derrière pour dire, pour confirmer. Donc c'est plus pratique quand il est là. En même temps, c'est lui le veto. Elle prend beaucoup d'initiatives, en fait. Ce qu'on aime bien, nous, vétérinaires, c'est que l'ASV prenne des initiatives personnelles, sans toujours avoir forcément, bien sûr, dans le cadre de ses prérogatives, mais qu'elle aille de l'avant et qu'elle anticipe un petit peu ce qu'on veut et tout ça. Et là-dessus, elle est au top. Alors, on y va. Quels sont les principaux troubles du rythme que vous rencontrez chez le chien ? Et pour rester lui aussi au top, Lionel Schilliger continue de s'informer sur les dernières avancées en médecine vétérinaire. Et là, pas question de s'endormir sur ses diplômes. La recherche avance, il faut sans cesse étudier. Bradycardie. Et vous n'avez pas d'autres expressions plus précises? Parce que les tachycardies, il y en a plein. Bloc de conduction, voilà, ça commence à être plus précis. Ensuite, alors la question qu'on pourrait poser à mon camarade de gauche, c'est de savoir quand on s'intéresse aux serpents, aux iguanes, si la formation de médecine interne correspond à quelque chose qui est utile ou simplement un désir d'avoir une vue plus synthétique de la médecine vétérinaire. Ah oui, non, c'est pas utile pour les reptiles spécifiquement, mais c'est parce que moi, mes premières amours, c'est les chiens-chats et que je pourrais pas m'en passer. Ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement des animaux exotiques, il y a aussi du chien et le chat qui t'intéressent encore. Ah oui, absolument, qui m'intéresseront toujours. En plus, c'est complémentaire. Et qui représente sans doute 50% de ton activité. Oui, c'est ça, même un petit peu plus. Un peu plus, même un petit peu plus. 60%. Ouais. Voilà, et ce qui est sympa, c'est que comme c'est complémentaire, ça fait qu'on passe d'un iguane à un caniche, un yorkshire à un serpent, c'est sympa, quoi. Ça... c'est des sauts quantiques. Voilà. Nous sommes au Puy du Fou, en Vendée.
Créée en 1998, l'Académie de fauconnerie du Puy du Fou est l'un des centres spécialisés en rapaces les plus réputés au monde. Il rassemble 410 oiseaux pour 62 espèces de rapaces. Ce matin, Jean-Louis Liégeois, maître fauconnier, est inquiet pour l'un de ses vautours. Alic, un vautour fauve d'une vingtaine d'années. C'est un vautour qu'on a eu il y a 13 ans. Et il avait un bobo à la patte. Il avait un bobo, plus qu'un bobo d'ailleurs, vous pouvez regarder. C'est une très grosse patte. Et là, on va dire, depuis quelque temps, cette inflammation chronique a grossi. Et donc, on l'emmène au vétérinaire. Jean-Louis, on a un souci avec Tariq. Je crois qu'il y a un problème à la patte, là, il faudrait que tu viennes, c'est urgent. Il faut vraiment que tu viennes vite parce que là, il boite, c'est pas normal. Ok, j'arrive. Jean-Louis Liégeois ne perd pas une seconde. La santé de ses rapaces compte plus que tout. La fauconnerie est surveillée en permanence. En dehors de leur participation au spectacle du Puy du Fou, ils font partie d'un programme de conservation des espèces. Le vautour boiteux est anormalement perché sur une patte. Non, c'est pas bénin. Il faut quand même qu'on prenne en considération le... Eh ben bon sang. La blessure, parce qu'elle n'est pas légère. Hein. Il est quand même en difficulté nette sur sa patte et il faut donc traiter ça en urgence. Mais enfin, on voit qu'il n'y a pas de déviation du pied de toute façon. Hein. Donc on va attraper ce bébé. Allez, viens là, bébé. Viens là. Allez, on descend. On descend. On descend. On descend. L'approche d'un rapace de cette taille nécessite une technique spécifique. Voilà. Et cela peut être dangereux. Hop. Viens là. Ben, dis, laisse-moi. Hop. Là, je l'ai. J'ai. Hop, tiens. Il m'a eu. Il m'a eu la lèvre, là. Oh, putain. Quand je l'ai pris avec la main, ben, j'ai pas maintenu assez fort la tête. C'est de ma faute, hein. Il est pas méchant, il se défend. C'est la première fois. En 30 ans. Bon, on a l'opportunité de se déplacer à Nantes, à la clinique Atlantia, chez Manu Rizy, qui est un des plus grands spécialistes des rapaces en France. Pour soigner un oiseau, on profite de l'occasion pour emmener le deuxième et faire une radio de contrôle et une intervention s'il y a besoin. Nous sommes à quelques semaines de la saison des spectacles du Puy du Fou. Il est important que ces rapaces soient au mieux de leur forme. C'est à cette condition qu'ils retrouveront la liberté de voler. Le Puy du Fou est à 1 heure de route de l'hôpital Atlantia de Nantes. Un des centres hospitaliers vétérinaires les mieux équipés de France pour les animaux en grande détresse. Bonjour Manu. Ça va? Bon, j'ai amené les 2 vautours, donc... Tu les descends en caisse ou ils sont comment? Je prends Tariq en premier, celui qui est blessé, qu'on fait en urgence. Ok. Ouais. Il a glissé, il s'est pris le poignet, en fait, la cheville dans l'arbre, et puis il est revenu après, mais il a une petite élongation. Est-ce qu'il y a quelque chose? Sans attendre, Tariq le vautour fauve est dirigé en salle de radio. Il n'est pas nerveux, il n'est pas stressé. Et c'est une capture beaucoup plus académique que tout à l'heure. Petite anesthésie gazeuse avant de procéder à l'examen. On peut avoir dans un cabinet classique des surprises en tant que maladie. Dans cette activité-là, c'est plutôt le stress de savoir quelle espèce on va avoir et comment on va pouvoir l'aborder. Est-ce qu'on va pouvoir ne serait-ce que la toucher, la manipuler? Est-ce qu'il faut qu'on prépare 4-5 personnes dans l'équipe? Est-ce qu'on peut gérer seul ou pas? Et ça, c'est heure par heure. Et tout s'enchaîne très vite. La radio va dire si la patte est cassée. J'ai fait une bonne entorse et puis c'est tout. Une petite fissure quand même. Ça a dû y tirer dessus quand même. Tout va bien pour Tariq. Reste l'autre vautour, Alic, et sa grosse tumeur à la patte. Lui, il va faire un dodo plus long. On va aussi faire une radio de sa patte, voir s'il n'y a pas d'ostéolyte en dessous. C'est la gauche, je suppose. Ouais, c'est la gauche, t'as vu. Alors, ça a flambé un peu ces temps-ci. Ce que peut redouter le docteur Izzi, c'est que la tumeur se soit trop développée, rendant l'opération impossible. Non, il pose le pied, hein. Ça lui fait pas mal du tout.
Mais on préfère intervenir avant la saison plutôt que de voir une flambée en Là, il n'a pas eu d'antibiotiques, choses comme ça. Non, non. Notre maître fauconnier est rassuré par le calme du docteur Izzi. Une qualité indispensable dans les urgences. On est là aussi pour avoir un rôle, je crois, social, vraiment. Hein, parce qu'on soigne aussi les propriétaires, on parle avec eux. On peut échanger, parfois ils se confient. Et on se dit que voilà, c'est pas juste de la technique animale, c'est une dimension un peu plus large. Tu vois, c'est ça qui a flambé. Si on ouvre, on essaye d'enlever le maximum de trucs en rab. Hein. On pourrait le laisser comme ça, parce qu'il n'en souffre pas. Mais c'est pas très joli. Et puis, on ne sait pas s'il va pas en souffrir, en fait. Le vautour fauve est profondément endormi. Il est conduit immédiatement au bloc opératoire, car les oiseaux supportent mal les anesthésies. Pour ne pas mettre sa vie en danger, l'opération est minutée. Je mets un cathéter dans sa veine pour le perfuser parce que ça va saigner. Là. Alik n'est pas n'importe quel vautour. Il a une histoire. Celui-là, moi, il représente le début du Puy du Fou, déjà, quand j'y suis arrivé, puisque quand je suis arrivé, je suis allé le chercher au fond de l'Autriche. Cette blessure, normalement, on n'aurait pas dû la laisser arriver. Mais elle était déjà présente. Vous culpabilisez ? Non. Non, là, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas envie que ça flambe plus loin. Comme c'est en train de flamber un peu sur le dessus de la patte, on profite de l'occasion de faire ce petit curetage pour essayer d'aller un peu plus loin. Maintenant, c'est Manu qui va driver. Il fera ce qu'il a envie de faire. Moi, pour ma part, j'ai travaillé 5 ans au centre de soins de la faune sauvage. Alors, on recevait 500 ou 600 rapaces par an blessés. Donc, j'ai appris grâce à eux, en essayant de les sauver. La difficulté pour le docteur Izzi, c'est d'enlever cette tumeur de la patte d'Alik tout en prenant soin de ne pas sectionner un tendon, une veine ou un nerf. L'opération aura duré 1 heure. Alik devrait pouvoir, si tout va bien, revoler d'ici à 2 mois et reprendre sa place dans le prochain spectacle du Puy du Fou. Alors, ce serait bien, si possible, que dans 1 semaine, moi je serai pas là, mais Noémie elle sera là, qu'on refasse le pansement ici, stérile. D'accord. Tu vois, qu'il n'y ait pas une cochonnerie qui se rentre dedans maintenant. Oui. Je pense qu'il va pas tarder à se réveiller. Ça s'est bien passé, mais là, il va falloir suivre de très près. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Craindre rien de très grave, juste de ne pas avoir réussi à résoudre complètement le problème et que ça revienne en fait. L'anesthésie a fait chuter la température d'Alik. Il ne sera complètement rétabli que lorsque sa température sera redevenue normale. J'ai plus envie de dormir qu'autre chose. Hein. Ah, ça y est. Ça y est. Lève là le pépère. Voilà, il avale là. Déglutir, un réflexe moteur qui indique qu'Alik est sorti d'affaire. Alors, on est assis là. Tu le prends ? Après quelques semaines de convalescence, Alik pourra de nouveau voler dans l'escadrille du Puy du Fou. Ils peuvent tourner. Je pense que je le fais aussi pour aider les gens. Les gens viennent avec un problème et on est satisfait de leur apporter une réponse. Voilà, ils ont leur animal qui est cassé. Donc on est là aussi pour réparer leur animal. Le pélican, on l'a mis dedans, non? Un autre pensionnaire du Puy du Fou rentre à la maison. On voit que les gens apprécient qu'on ait fait quelque chose aussi pour eux. Alors il y a quand même un côté relationnel, social, humain. Salut Manu, prends ta table. Quand les reptiles ne viennent pas au cabinet du docteur Schilliger, c'est notre vétérinaire qui va rendre visite aux reptiles. Et ce matin, il a rendez-vous dans un centre d'élevage. Bonjour et bienvenue à la clinique vétérinaire Agnès. Veuillez rester en ligne, une de nos assistants. Sandy, bonjour. Oui, bonjour Sandy, c'est moi. Oui. Ça va, tout va bien? Ça va. Ok. Je voulais te prévenir que là, je vais chez Nicolas Hussard. Ouais. Pour une visite d'élevage. D'accord. Donc je voulais en profiter pour te demander, tu sais, ces serpents qui sont hospitalisés là, ouais. Je les ai vus hier, aujourd'hui tout va bien? Ça va, j'aurais donné à manger, ils mangent. Il y en a un qui a fait ses besoins, donc je l'ai changé de terrarium. Et puis sinon, non, pour l'instant tout va bien. D'accord, donc je pourrais lui dire que ça suit son cours et que c'est en bonne voie. Ouais.
D'accord, bon bah écoute, je te remercie Sandy. Mais je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. En général, c'est les éleveurs qui me sollicitent quand ils rencontrent un problème dans un élevage, parce qu'il faut voir qu'il y a des éleveurs qui ont 200, 300 serpents. Salut Nico. Bonjour Lionel. Ça va? Ça va, nickel. Ça en fait c'est ton... Là c'est le showroom là, hein? Ouais, la partie magasin, on va dire, showroom. Super. Donc là il y a six petites tortues d'Hermann. Oui. Elles sont 2006. Oui. Donc au niveau de la taille, le gars m'a dit que c'était normal qu'elles soient un peu petites, dans le sens où elles avaient hiberné dès le départ. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que quand tu les vends, à ce moment-là, que tu dises aux gens que ça serait bien qu'ils fassent au moins 1 mois de léthargie hivernale où elles sont refroidies. Et donc dans ces cas-là, si on les vend pas d'ici là, nous, ça serait bien de le faire, quoi. Ah ouais. Bac à légumes du frigo. Bac à légumes du frigo, carrément. Okay. Tu mets du foin de pâturage dans le bac à légumes. Ouais. Tu règles ton thermostat pour qu'il fasse à peu près 8 degrés dans le bac à légumes. Et puis tu les mets dedans. Et ça va dormir jusqu'à mi-mars. Okay. Ah mais ça c'est génial comme tortue. Hein. C'est vraiment des 4x4 dans les jardins. Ça résiste à tout. Qu'il pleuve, qu'il vente. Même dans nos régions, quoi. Ah ouais. Et en fait, Rémi, regarde. Comment ça? Parce que en général, quand on se voit, on se marre toute la journée. Donc là, c'est mal barré. Hein. Alors, tu vois, il y a un truc que je regarde toujours systématiquement dans les visites d'élevage, c'est les crottes. Et là, elle est nickel. Moi aussi. Toi aussi, bah, c'est bien. C'est une bonne habitude parce que la crotte est bien belle. Et alors, ce qui est marrant avec ces lézards-là, tu vois, c'est que tu dois savoir, mais tu peux les mettre en catalepsie. Ouais. Tu le mets sur le dos. Un petit peu. Puis là, c'est l'hypnose. Tu dors, le lézard. Tu dors. Claudia. Rodriguez. Copperfield. Ok, bah viens Lionel, on va aller dans la pièce des pitons. Ok. Des adultes. En raison de la nouvelle mode d'ENAC, ce centre d'élevage est en pleine croissance. Il abrite une population de 600 reptiles pour 40 espèces différentes. Là, on a environ 300 adultes entre ici et la pièce d'à côté, quoi. D'accord. Ouais, quand même. Et l'élevage, de toute façon, moi j'ai toujours dit que c'était la manière la plus active de lutter contre tous les trafics animaliers et tout ça, c'est de promouvoir l'élevage. Ouais. Plus on plébiscitera l'élevage, plus on sauvegardera les animaux dans la nature. Et même du trafic, parce que plus c'est élevé en captivité, moins c'est rare. Et moins c'est rare, moins c'est demandé. Donc moins les prix sont hauts, et moins ça donne envie aux gens d'aller les chercher dans les pays d'origine pour les ramener. En dehors de la mission d'inspection, ces visites sont l'occasion pour le docteur Schilliger d'approcher des espèces rares et d'échanger des informations avec des passionnés comme Nicolas Hussard. J'ai vu mon premier python de moulure, j'avais 8 ans. Et tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux avoir, quoi. Et donc, à 16 ans, j'ai attaqué avec mon premier boa constrictor. Ouais. J'ai gardé pendant 2 ans, et puis... Et toi, t'as tout de suite été sur les exotiques, alors? Oui, voilà, ouais. Parce que moi, en fait, c'était d'abord la faune française. Ouais. C'est-à-dire que ce qui m'a fait vraiment triper au début, c'est ma première couleuvre à collier que j'ai vue se déplacer. Là, je me suis dit, c'est bon, je suis tombé dedans, quoi. Tu vois, tu sais que t'es fasciné, tu regardes ça, t'as qu'une envie, c'est de l'observer. Ouais. Les serpents, c'est la spécialité dans cet élevage. Il y a des éleveurs comme Nico qui ont des animaux difficiles à maintenir, rares, parfois très chers aussi. Il faut voir qu'un serpent, ça coûte de 50 € à 50 000 €. Hein, c'est du délire. Il y a des fois des espèces sélectionnées sur le plan génétique qui sont très onéreuses. Alors ça, c'est un animal qui est vraiment excessivement rare en Europe. Je pense que c'est un des seuls spécimens en fait, qu'il y a en Europe actuellement. Et ça, en fait, ce qu'on voit en dessous, là, tout cela, ça, c'est des matrix, en fait. En accouplant 2 animaux de cette mutation-là, on obtient, aussi étonnant que ce puisse paraître, c'est un animal, le cystique, comme ça. Il faut voir que ces éleveurs, ils tiennent énormément à ces animaux-là. Donc quand ils arrivent à les reproduire, c'est génial, quoi. En fait, les curtus, il ne faut jamais les tenir, il faut toujours les soulever, en fait. Voilà, c'est ça, il ne faut jamais les contenir. Ouais. Et toujours, plutôt, comme c'est des animaux qui sont totalement terrestres, toujours les rassurer en les prenant par en dessous, quoi. Ça, c'est hyper important. Si tu les prends par au-dessus, ça les panique tout de suite. Et là, ils peuvent avoir des réactions de défense, quoi. Sinon, ces animaux assez calmes.
Je ne suis pas le seul spécialiste des reptiles en France. Loin de là, on est plusieurs vétérinaires dans l'Hexagone à exercer cette activité. Hein. Je suis peut-être celui qui en fait le plus parce que j'ai pris le parti de ne soigner que les reptiles parmi les NAC. J'ai déjà tellement de mal à être compétent comme je le voudrais avec les reptiles, qui sont déjà une très vaste classe animale, que je ne peux pas me disperser à faire les oiseaux, les petits mammifères, les poissons. J'en serais personnellement incapable. C'est un animal extrêmement vorace, qui dans 5 minutes va être accroché à tout. Il va me bouffer, simplement. C'est pas grave. Je peux pas lui en vouloir. Hein. Mais c'est ça, les vétérinaires des animaux sauvages. C'est aussi les gens qui aiment le risque. Bon, en tout cas, félicitations, elle est super ta pièce. Hein. Merci. Franchement. Non, mais c'est vrai, hein. C'est un exemple à suivre. Un plaisir. Allez, go. Après 2 semaines de vacances, le docteur Quinton retrouve ses habitués. Rookie le lapin est un compagnon très précieux pour sa propriétaire aveugle. Trouver un vétérinaire spécialiste sur les nouveaux animaux de compagnie, Puis les qui soit les vétérinaires de quartier, souvent ne connaissent pas bien. Ils ne connaissent donc, pas assez. Je pense que si on ne l'avait pas eu, je pense que ce lapin, il serait certainement plus au monde. Oui, c'est ça. C'est sa deuxième maison. C'est notre petite peluche. une grosse peluche. Une grosse peluche. Oui, On va c'est dire une grosse peluche. Voilà. Que l'on respecte. Que l'on respecte. Bon. Hey. Oh. Non, tu fais pas un trou dans ma robe. Merci, vas-y, mon Prends cher. pas celle-là. Mais la priorité ce matin, c'est Chippy. Elle avait été opérée d'une tumeur. Son propriétaire était très inquiet. Oui, sous le cou. C'est pas un endroit facile où opérer là. Mais bon, de toute façon, on peut pas la laisser comme ça. C'est une tumeur de graisseuse. Chippy aujourd'hui est guéri et son propriétaire est aux anges. Ah bah oui, ouais, je la confie. L'animal, c'est notre part d'enfance. Ça évoque ce qu'on était gamin. Donc il m'amène tout ce petit truc d'innocence, d'enfance, et ils sont totalement vulnérables. Quand on est vulnérable, on amène la meilleure part de soi-même. C'est du beau travail de mettre. Ah oui. Bon, écoutez. Voilà. Bon, allez, le colis. C'est bon, c'est bon. Cette visite est un contrôle de routine pour Rookie le lapin. Mais c'est souvent l'occasion pour les propriétaires de partager leur amour pour leur animal. Oui. Oh là là, je me suis pissé. On a souvent pensé à vous. Hein. Oh bah j'imagine. Presque tous les jours. Je me suis retourné voir si vous étiez pas dans l'avion à un moment. Ah, on est content de vous retrouver. Non, mais c'est vrai. Si vous saviez le plaisir qu'on a de vous retrouver. Ah bah écoutez, mais c'est bien. C'est triste quand vous n'êtes pas là à la clinique. Oh mais non. Si, c'est triste. Moi, je vous dis, c'est triste. C'est trop long. Maintenant, je vous ficelle. Oh, super. Arrête. Bon. Oui, on a eu des petits ennuis avec les Mon oreille. cathéters. Ouais, mais ça m'étonne pas. Bon, on a rouspété un petit peu, on s'excuse. Mais bon. Ah, c'est vrai qu'on a râlé. On a râlé un peu parce que... On n'a pas pu faire les soins du tout. Non. J'ai pas pu. Il est parti. C'était trop court, je sais pas. Il était tout petit, j'arrivais pas à mettre trop l'aiguille dans incurvé, le... je sais pas. Mettre l'aiguille dans le cathéter. Impossible. Le produit passait pas. Quel est l'œil qui C'est coule celui de côté Plus de son... de côté de son oui, oreille. j'ai trouvé qu'il était un petit peu rouge. Hier soir, c'était un petit peu rouge. Non, un petit peu moins ce matin. Ça va. De l'autre côté, au même endroit. On aura la réponse, savoir si c'est guéri, vraiment, dans un mois. Un mois. Mais enfin, on vous remercie quand même, hein, parce que merci, grâce à vous, quand même. Hein. Ben, je vous en prie. Docteur Quinton, Bon, faut vous vraiment, remercier quand ce sera fini. Je suis oui, pas mais sûr. quand même. Hein. Coucou. Docteur Quinton qui nous l'a sauvé. Coucou. C'est sûr. Et je ne le répéterai pas. Sinon, il serait plus là, c'est sûr. Non, il serait plus là, notre... Quelle relation on a avec un lapin? Cathy, ça doit te dire la relation. Ça dépend des gens, mais enfin, moi, je sais qu'il est toujours avec moi. Pour mon plus grand plaisir, il est toujours avec moi. Mais le soir, il se cause pendant au moins 20 minutes. Je sais pas s'il se raconte. Le soir, je mets ma tête dans sa cage, et puis je l'embrasse, et puis il m'embrasse, voilà, et puis je lui raconte des trucs. À l'oreille. Et puis... Et ça le remet en forme. Je sais pas si ça le remet en forme, mais... Et il n'entend pas. C'est pas si sûr que ça qu'il n'entend pas, hein. Ben, si je ne vous vois pas, on se verra pour la bonne année.
Eh ben, on se verra pour la bonne année. Pour la bonne année? Absolument. Bon. C'est pas une relation à sens unique, hein, veto-client. Moi, je m'occupe beaucoup des gens, bien sûr. J'y passe mes journées et une partie de mes soirées, d'accord, mais c'est pas juste parce que par goût du sacrifice, c'est parce que je suis nourri aussi quelque part. Je suis nourri de la relation que les gens ont avec leur animal. Bon retour. Merci. Au revoir. Oh, pardon. Nouvelle garde ce soir pour Leslie. Pour une fois, tout est calme, pas d'urgence. Dans ce cas, Leslie en profite pour étudier. Là, c'est un article sur une tumeur de l'œil du Kakatoès. En fait, c'est l'organisme Yabumba, donc, qui est dirigé par Noreen Chai, qui est vétérinaire au Jardin des Plantes de Paris. Et donc, en fait, il publie des articles et des cas cliniques. À l'école, on n'a pas du tout de formation pour les NAC, donc, enfin, ou très peu, on va dire. Après une année passée chez le docteur Quinton, Leslie a fait son choix. Elle veut se spécialiser dans les NAC. Pour se perfectionner en dehors de ses gardes, elle s'inscrit régulièrement à des stages organisés au Jardin des Plantes. Des vétérinaires viennent du monde entier pour se former en NAC avec le docteur Chai. You can start. Bienvenue au workshop endoscopie. Le but, c'est que vous sachiez, en sortant d'ici, faire une endoscopie, un diagnostic, un sexage et une biopsie. Ok ? En fait, l'idée est venue d'un manque dans le monde vétérinaire, un manque de pratique et de connaissances sur les animaux sauvages exotiques. Et il n'y a aucune formation aussi bien diplômante que formelle ou informelle sur cette médecine-là, en France du moins. Le but du jeu, c'est d'apprendre aux participants de faire une endoscopie, en fait de manipuler le matériel, d'abord sur une peluche, et ensuite on attaquera des animaux vivants. Alors, ce que vous avez manipulé, ça coûte 3 000 €. It's 3,000 €, so be careful. Il s'appelle Albert. Ouais. Ici, ta caméra, et là, ton optique. Le but, tu vois, c'est de bien repérer où tu es. Il dort pas assez, tu peux augmenter l'ISO, s'il te plaît. J'ai eu la sensation d'être, tiens, j'ai envie de soigner les animaux à l'âge de 4 ans. Quand j'avais Yabumba, mon ours en peluche, j'ai dit, tiens, j'ai envie de sauver tes copains. Je lui ai promis que j'essaierais de sauver les espèces en danger. Et Yabumba représente un peu la promesse que je lui avais faite quand j'étais enfant. Il est bien réveillé, ça va. On lui a pas trouvé de gros pathologies majeures, c'est bien. Ensuite, je vais faire travailler sur les pigeons. Alors, c'est pas de l'expérimentation animale, attention. On a un accord avec la VSV, dans le sens qu'eux sont intéressés pour avoir une évaluation de l'état sanitaire des pigeons à Paris, notamment à la ménagerie. Donc moi, ça m'intéresse puisque les pigeons sont en contact direct avec nos animaux. Donc on maintient l'endoscope, d'accord? Et comme je les ai appris, sur la peluche, comme sur la peluche, tu maintiens la peluche et tu te prépares déjà à choper ton optique. Tac, et je suis dedans. L'association Yabumba organise 1 à 2 formations NAC par an. La plupart du temps, des travaux pratiques. On voit en fait... Qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs? Vous êtes sûr? C'est une grappe ovarienne. OK? Always look at the screen. Never look at the animal when you are in the animal. You take yours. So try to make a sexing, a liver biopsy and a kidney biopsy. OK? Don't kill them. So you can start. Allez, Albert. Il vient dehors. Attends, tu peux tout dégager. En fait, il y a une phase hallucinatoire dans toute anesthésie, donc je pense que là, il dort pas. Là. Vous travaillez souvent sur des pigeons? Non, enfin, on a des pigeons en clientèle, hein, tous les oiseaux de concours. Le pigeon est un NAC très important dans certains pays. En Belgique, c'est un oiseau qui vaut de la valeur. Hein. Autrement, le colombophile, en général, ne va pas plus loin. Et il sacrifie le pigeon, il se dit il n'en vaut pas la peine, donc ça va pas plus loin. Mais à partir du moment où il est en face de vous, c'est que c'est un pigeon de valeur. Et il faut absolument qu'on soit à la hauteur des demandes
Et c'est grâce à des formations pareilles que l'on peut évidemment échanger des idées, je dirais à la limite, qui viennent du monde entier, puisque je suis à côté d'un Israélien, moi je suis belge, et on tente de progresser. Ce qu'il faut, c'est pouvoir investir, mais bon, l'appareillage qui est là peut servir pour un furet, peut servir pour un chinchilla, peut servir, je sais pas moi, pour tous les lacs. Hein. Pendant ce temps, Norine fait partager son expérience à de jeunes diplômés d'école vétérinaire. Après, tu fais tes cartes en mousse. Nickel, t'as senti? Ouais. Voilà. Faut que tu te sentes bien, en fait. Tu te sens bien? Ok, on va le faire ensemble. On va faire ensemble. Et pile poil, t'as vu? Pas ça rien. Donc, génial, Florent, t'es trop fort. It's really nice to see someone that's professional, but it's not taking it too seriously. It can still communicate in a very fun way. It just gives a better experience to work with. Après les pigeons, le docteur Chai a prévu d'enseigner comment attraper une grenouille et la maintenir sans la blesser. Un exercice qui ne s'apprend pas à l'école. Saisir une grenouille est aussi difficile que ramasser une savonnette sous la douche. Who wants to be ridiculous in front of everybody? You? Okay, I will show you first, okay? For instance, you want to take this one? Just go slowly and try to... Up, you see? And then, once you have this, you can look at the animal. See? Look at the legs. Just put down. Very easy. Oui. Try. Oh! Great. Pendant ce temps, Austin Power, le furet, se prépare avec sa maîtresse pour une autre expérience. Furet mâle de 4 ans qui a été suivi donc, dans la clinique du docteur Bulliot pour une pathologie digestive et qui, 2 mois après, doit subir une gastroscopie de contrôle pour voir si tout est rentré dans l'ordre. Là, ils vont simplement l'anesthésier au masque. Et puis, pour lui, ensuite, il n'aura aucun souvenir, mais ils vont en fait introduire l'endoscope par la bouche pour faire la démonstration à tous les étudiants. J'ai souvent été confrontée à des vétérinaires qui avaient un gros manque d'expérience et de connaissances sur le furet. Et je trouve ça extrêmement frustrant en tant que propriétaire d'avoir des vétérinaires qui sèchent. Just one. Just one. Vous le connaissez bien celui-là? Ouais. Il me connaît bien aussi. On y va? Allez. Donc normalement, je suis toujours en cuve à induction. Alors, en pratique, je me mets toujours je me mets dans les conditions où je pratique en clinique. Alors, je me mets de ce côté-là, je mets le furet indécubitus latéral gauche. Voilà. Le dernier œsophage du furet. Ok. Look, dernièrement. And like this, you can do anything you want. La tête est devant. Dans l'autre pièce, le docteur Chai fait une prise de sang sur une grenouille. Don't hurry too much because it's a little ventricle. It's okay, don't worry. Just wait a little bit. So, okay, I'll show you another one. Okay? You want to try again? Tout va bien pour Austin Power, qui au réveil passe par une phase hallucinatoire. Ça y est, c'est terminé? Oui. Ouais. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire du furet, on était très peu nombreux à s'y pencher. Et en plus, il y a eu de gros progrès techniques. L'endoscopie que l'on a fait aujourd'hui, il y a 10 ans, très peu de vétérinaires étaient équipés dû au coût de matériel, à l'apprentissage nécessaire. Maintenant, on est en train de démocratiser du matériel qui était encore très très haut de gamme il y a quelques années. C'est un de mes rôles de valoriser l'établissement où je suis, diffuser au maximum toutes mes connaissances pour que d'autres en profitent et pour que justement, plus on fait profiter nos connaissances et plus on se remet en question et plus on s'améliore.
Et avec 2 millions de nacs en France, la demande de vétérinaires compétents pour soigner ces animaux dits exotiques est croissante. Les vétérinaires comme les docteurs Quinton-Rizzi, Schilliger et Chaille sont encore des pionniers.